L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, feel the house. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous, c'est de retour sur Radio Punch. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Donc avec une petite nouveauté ce soir, vu que Jean-Bruce sera pas en direct de chez lui, mais juste en face de moi dans le studio. Il est là, ça va? Alors attends, je monte ton micro, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. C'est bon? Vas-y. Voilà, il faut qu'il mette le micro, sinon on m'entend pas. Voilà. Salut à tous, voilà, je suis en direct du studio pour la première fois. Et on entend ta voice, ta vraie voix. Ça fait plaisir. Et de ta vous vraie voix. retrouver. On va de suite faire un petit coucou à notre invité, donc Stéphane, alias Canix. Est-ce que Stéphane, ça va? Salut. On t'entend bien, tout va bien, c'est parfait. On salue tous ceux qui sont déjà avec nous sur Facebook, donc Jean, je te laisserai faire le tour. On voit qu'il y a Jeff Strike déjà. Voilà, Fabrice, Nicolas Guerrier qui a fait notre Nico, il y a plusieurs Nico, des Nico et Nico. Ah, Nicolas QR, on est nombreux, donc on est très content de vous retrouver ce soir. Avec des petits rappels d'usage, alors du coup je retrouve mes touches parce que je suis un peu perdu, ça fait un mois et on règle quelques petits soucis techniques. En cas de coupure, je vous rappelle qu'on diffuse en même temps sur Twitch et que normalement il y a déjà du monde sur Twitch. Ouais, il y a 3 personnes sur Twitch, voilà, parce que j'ai un petit gadget en bas de moi, là, je me suis fait un petit plaisir là. Donc Twitch, c'est twitch.tv/nocturbulus_records. Donc ça, c'est si jamais on se fait scratcher par Facebook, vous savez qu'il y a un jeu à Facebook qui regarde, et dès qu'on passe des morceaux que soi-disant on n'a pas le droit de passer, Mark Zuckerberg et Warner et Sony nous tapent sur les doigts. Voilà. En général, on a trouvé le coup, c'est arrivé qu'une fois, donc ça devrait pas nous arriver ce soir, il n'y a pas de raison. Donc avant que Jean nous présente notre invité de marque, je vous rappelle aussi que le site de Nocturbulus, attendez, hop là, je me perds déjà, il est, attends, c'est là, voilà, le site de Nocturbulus aussi, je vous rappelle de vous abonner tout simplement pour pouvoir retrouver nos notifications de live ou autres. Le stream de la radio, je vous en parle aussi, c'est purement en test, donc c'est stream.radiopunch.fr/live. Vous pouvez aussi écouter ça, mais il n'y aura que du son là, parce que Radio Punch va exister en vrai dans pas très longtemps normalement. Bon, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais on devrait avoir un vrai flux de radio officiel, on payera les droits d'auteur et tout ça, donc ça va être cool. Voilà, donc Jean, je vais te laisser présenter notre invité tout simplement. Donc Stéphane, a.k.a. Scanix, donc merci Stéphane de nous faire l'honneur de ta présence. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Donc Scanix, je pense que forcément tout le monde connaît ce nom, ça évoque quelque chose. Un compositeur de musique électronique, un diplômé d'ingénieur du son, je tiens à le préciser parce que cette précision dans le son. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire, de rajouter dans son CV, c'est chirurgien du son, parce que je me suis fait un plaisir de réécouter sa discographie intégrale, et c'est vrai qu'il y a une précision dans les sons, on en parlera. Évidemment, on va dire, il fait partie du quartier général de FCOM, Feu Fnac Music, on en parlera aussi, présent depuis 25 ans, cette année on fête les 25 ans, donc il y aura pas mal de choses à raconter aussi. Stéphane, on aime bien prendre un petit peu le temps, tu sais, comme on fait d'habitude avec nos autres invités. Genre du temps, genre jusqu'à 6h. Ouais, l'idée c'est, si tu veux, de prendre chronologiquement. Encore d'émissions, ouais. et de repartir un peu de tes premiers émois musicaux, ton parcours, tes influences, mais vraiment faire ça un petit peu chronologiquement. Bon, logiquement, vu les générations, c'est toujours un peu dans les années 80 que les choses se démarre. Donc si tu peux te présenter, prendre le temps de développer cette partie-là, s'il te plaît. Alors déjà, moi avant d'en venir à la musique électronique, j'étais déjà musicien, j'étais guitariste et j'avais un groupe. Donc on peut dire que j'ai commencé véritablement à faire la musique vers l'âge de 13 ans. Voilà, donc une formation classique, guitare, basse, batterie, chanteur, etc. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, on était vraiment sur la fin du rock, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le rock n'amenait plus rien de nouveau.
Et c'est vrai que même, alors c'est vrai que j'avais commencé à écouter des groupes de musique électronique comme Fond 242, comme Need the Rap, comme voilà, qui pour moi ont fait une sorte de transition entre ce qui était la formation classique entre la musique électronique et le rock. Et donc pour moi effectivement quand la vague house techno est arrivée, bah pour moi c'était une révélation. C'était en fait vraiment la musique que j'attendais, et surtout en termes de composition, c'est-à-dire que d'un coup utiliser des sampleurs, des synthétiseurs, etc. Donner un espace de création que je cherchais depuis toujours en fait. Donc voilà, donc pour moi c'était un peu une évidence, mais bon, évidemment j'ai pas toujours écouté de la musique électronique parce que quand j'ai commencé à faire de la musique elle n'existait pas quoi, à part Kraftwerk ou des groupes comme Depeche Mode quoi. Donc, tu veux dire que tu as vraiment été, t'as déjà eu, ça a été amorcé avec ce qu'on appelait un petit peu la musique électro, le rock belge même, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque, hein, Front de 4-2 et tout ça. Ouais, on peut l'appeler comme on veut, mais ouais, il y avait des groupes comme Fond de 4-2 qui déjà, alors que c'était une formation à plusieurs, amenaient déjà certains fondamentaux, on va dire. Ouais. Mais la vraie révolution, elle s'est aussi située dans le mouvement qui est arrivé avec la house et la techno. C'est-à-dire que si tu prends les années 80, on était vachement dans le cloisonnement musical. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoutait de la new wave n'allait pas parler à quelqu'un qui écoutait du métal, quelqu'un qui écoutait du jazz n'allait pas parler à quelqu'un qui écoutait, je sais pas, du gothique, enfin bref. Et la funky, les reggae d'un côté, effectivement. La house a vraiment été fédérateur, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi une origine sociologique, c'est-à-dire qu'en fait le Summer of Love, donc vraiment le raz-de-marée de cette musique passe par l'Angleterre en 88. Ouais. Faut voir que c'est le gouvernement Thatcher, ouais, est un gouvernement très dur où à l'époque il y a beaucoup de chômage, il y a une grosse répression, etc. Et je pense que ce mouvement a été aussi libérateur. D'un coup, ça a amené un espace de liberté, peut-être qu'on ne trouvait plus dans les autres styles de musique. Donc là, vraiment, c'est le côté Angleterre, quoi. Tu parles là. Quoi. Hein? T'entends plus? Ah, je n'entends plus. Si. C'est qu'un blanc, genre. Voilà, désolé, j'entendais plus. T'entends là ou pas? T'entends pas Stéphane. Mais Stéphane, il parle pas, c'est pour ça. Moi, j'entends. D'accord, c'est pour ça. Excusez. Pardon, excuse-nous. Petite mise au point. Ça va, t'inquiète pas. En panique. Non, parce que tu évoquais justement, c'est vrai que on appelait ça l'acid house avec la house music anglaise et tout, où vraiment c'est vrai que tout explosait. Et c'est vrai que le Summer of Love, quand on en parlait, c'est vrai que ça revenait, ce côté, ça brassait tout le monde, les rappeurs, les reggae, les funky, les hardos, tout ça, tout le monde écoutait, se retrouvait autour de la house, quoi. Alors, je sais pas si tous les styles se sont retrouvés dans la house, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que comme c'était une musique nouvelle, les gens chez eux écoutaient tout sauf cette musique, parce que de toute façon elle était nouvelle. Les disques on les trouvait pas encore forcément, c'était les DJ qui la jouaient, donc j'ai envie de te dire, ouais, le mec allait en 88 dans une rave, quand il rentrait chez lui, il avait pas un seul disque de techno chez lui, donc il écoutait ce qu'il avait l'habitude d'écouter. Donc il y a eu vraiment une partie, j'ai envie de dire, pas éducative, le mot est un peu fort, mais fallait faire ses armes pour vraiment comprendre cette musique. Mais après, de toute façon, c'était tellement fort, tellement radical et tellement puissant que soit t'adorais, soit tu détestais. Mais tu pouvais pas revenir d'une soirée en te disant bah tiens, je trouve ça fade ou il se passe rien. Il se passait vraiment quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'était tu aimes ou tu détestes. Ça change ta vie ou ça tu critiques. C'était ça. Bien sûr. Toi, comment tu l'as vécu cette époque-là de, je sais pas moi, l'acid house, la new beat, tout ça, avant la techno, donc un tout petit peu avant. Bah moi j'ai mis du temps à vraiment comprendre. J'ai mis peut-être 2 ans avant vraiment de trouver le son qui me plaisait. Et là par contre quand vraiment j'ai compris que tout se passait là, moi j'ai tout revendu. J'avais une guitare, une basse, machin et un 4 pistes, et je me suis acheté mon premier sampler. Donc c'est vrai que le matériel coûtait à l'époque très cher. Donc déjà acheter un premier sampler, c'était déjà un énorme investissement, et il faut en plus se resituer dans le contexte, c'est-à-dire que moi j'achetais un sampler et j'en parlais autour de moi, mais personne ne savait ce que c'était.
il n'y avait pas Internet, donc impossible de trouver des tutos, etc. C'était vraiment le parcours du combattant. Pour faire une rythmique qu'on met 2 minutes à faire avec un logiciel comme Ableton Live aujourd'hui, on pouvait mettre une journée entière avec les machines de l'époque. Donc c'était vraiment austère et compliqué de faire de la musique avec ça à l'époque. Ouais, ça c'est vrai que l'Atari, alors t'avais l'Atari, t'avais Cubase sur Atari, pareil, il fallait savoir comment marchait Cubase, mais t'avais personne autour de toi qui savait comment ça marchait. Bah, j'ai eu la version 1.0 de sur Atari. Ah ouais. Dire. Donc t'as été sur Atari toi aussi. Ouais. C'était un peu le seul moyen en fait à l'époque. Hein. En fait, c'était le seul ordinateur qui avait une prise MIDI intégrée. Ouais. C'est clair. Et surtout un ordinateur qui était plutôt bon marché par rapport à ce qu'il proposait, quoi. Ouais, quand tu commençais à en trouver des 520 d'occasion, c'est vrai que c'était quand même assez abordable. C'était relativement abordable. Ouais, et tu parlais d'un sampler, alors c'était quoi ce premier sampler? Alors c'était de mémoire un Roland W30. Ah oui, donc un peu workstation quoi, clavier, sampler, Exactement. séquenceur dedans. Ouais. Exactement, et je crois de mémoire je pouvais sampler que quelques secondes. Ouais. C'est Donc, beaucoup utilisé en live, les tout premiers lives utilisaient beaucoup le W30 au Royaume-Uni, tout ça. Bah, en fait, à l'époque, il n'y avait pas tant de matériel que ça. Ouais. J'ai envie de te dire, sur les sampleurs, il y avait quoi? Il y avait ça, il y avait Ensoniq, il y avait Akai. Ouais. Mais il n'y avait pas 10 000 marques. Aujourd'hui, il y a un choix énorme. En plus, il y a vraiment une histoire du synthé numérique. Mais à ce moment-là, on n'était pas aux prémices parce qu'il y a eu d'autres sampleurs, mais qui étaient vraiment hors de prix. Ouais. Et c'est vrai que la mémoire coûtait tellement cher à l'époque qu'on avait des sampleurs avec une très faible capacité de sampling. Alors peut-être c'est bien de préciser ce que c'est qu'un sampler, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Vas-y. En fait, un sampler, c'est une sorte de magnéto, d'enregistreur numérique. Et sauf que lorsqu'on enregistre un son dans cette machine, eh ben, on peut la jouer sur le clavier. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ça permettait d'accéder à des sons sans forcément avoir 10 synthés, d'avoir, entre guillemets, les sons. Voilà, tu voulais un piano, une basse, de la Terre 909, etc. Tu pouvais l'avoir grâce au sampler. Tu n'étais pas obligé d'avoir les machines. Soit aller chercher le son sur un disque qui existait déjà. Ouais, c'est ça. Il n'y avait plus qu'à le sampler, comme on dit, donc on le récupérait. Ou alors, effectivement, d'avoir des banques de sons sur des disquettes avec des sons qui venaient d'un peu partout. Et avec une seule machine, on pouvait en avoir 3, 4, 5, 10, effectivement, parce qu'on récupérait ce qu'on appelait les samples. Voilà. Donc rythmique, basse, synthé lead, comme on dit, synthé principal, piano, etc. Vocaux même. Hein. Parle bien en face du micro, Jean, parce que je te rappelle que là, c'est un vrai micro de radio. Du coup, dès que tu vas te décaler un peu, on t'entend mal. Oui. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, t'entends, mais n'hésite pas, sois pas timide. En plus, t'as fait péter ta voix un peu. Voice, Jean Bruce. Ah, il y a Jeff Strike qui parle du CMI Fairlight, qui était hors de prix. Oui, c'est vrai qu'il y avait des sampleurs qui étaient hors de prix. Pour quelques secondes. Le CMI Fairlight, c'était, je crois, il y avait une armoire qui faisait 300 kilos, enfin je caricature un peu, mais presque pas. Puis c'était, effectivement, il y avait que quelques studios ou quelques producteurs qui pouvaient se le payer, quoi. Parce que c'était des sommes, c'était plus cher qu'une voiture de luxe. C'est vrai que là, dont on parle, ce que tu as eu en premier, le W30, bon, moi j'avais un S950, tu vois, Akai, etc. C'est vrai que c'était les toutes premières générations, en fait, de sampleurs relativement abordables. Pour peu que tu l'achètes d'occasion, ça valait à l'époque, quelques milliers de francs, on va dire. Un peu plus. Un peu plus. Je pense que le sampler, le S1000, quand il est sorti, c'était peut-être 30 000 francs. Ouais, il était très cher, le S1000, ouais. Moi, je l'ai acheté d'occasion, le S950, effectivement. Mais quand tu achetais neuf, c'est vrai que c'était pas donné. Maintenant, ça coûte 100 €. Ouais. Ah oui. Sur le marché de l'occasion. Jeff, il dit 200 000 francs, un Fairlight? Ah, d'accord. Ouais, quand même. Et ouais. Ouais, c'était vraiment réservé qu'à des studios pro, des gros studios. Quoi, 30 000 €, c'est ça, aujourd'hui? Ouais, parce que le concept de home studio, ça n'existait pas, ça a été créé avec le ouais, house. puis 30 000 € il y a 20 ou 30 ans, c'est pas pareil, quoi. Ouais. On pourrait dire que c'est une machine
qui serait de l'ordre de 100 000 euros aujourd'hui, quoi. Ouais. Tout a plus que doublé, effectivement. Et donc, Donc voilà comment j'en suis arrivé à la musique électronique et à faire de la production. d'accord. Donc toi, c'était les années 80, ça se préparait, on va dire, on amorçait quelque chose, ça te plaisait, mais c'était pas la révélation. Et la révélation, alors du coup, c'était quel morceau, c'était quelle occasion, c'était comment ça s'est, cette révélation, c'était quoi? Bah, ça a été quand on est passé de. J'aimais bien l'acid house, mais c'était pas non plus forcément. J'adhérais pas tout à tout ce qu'il y avait dedans. Mais par contre, quand effectivement la techno est arrivée, avec des morceaux comme avec des premiers labels comme RNS, etc. Là, ça a été vraiment pour moi la révélation, quoi. Et pour moi, il y avait plus de doute. Il y avait plus de doute. Ah, RNS, ouais, donc label belge de Renat Van de Papelière, mythique. Bah, à l'époque, il avait tous les artistes, tous les meilleurs producteurs du moment. Ouais. De Aphex Twin à Dave Angel, Kenny Larkin, Joey Beltram. Joe Beltram, voilà, il avait tout le monde. Ouais, c'est vrai. Il était déjà là avec la New Beat et il était là dès le début de la techno. Ouais. C'était vraiment le label de référence, je pense, à l'époque. Hein. Ouais. C'est, on va dire, un label légendaire et souvent avec des gens de notre génération, on va dire, quand on parle un peu des RNS, ça revient souvent comme un des labels, je veux dire, vraiment légendaire, incontournable. Le concept était fou, quoi. C'était impressionnant, le côté avant-gardiste, qualitatif. Renat, je crois qu'il parcourait l'Europe pour faire tous les clubs d'Europe, pour aller justement chercher, diguer, écouter, voir ce qui se faisait, etc. Donc c'était vraiment une volonté d'être à la pointe de ce qui pouvait se faire en termes de musique électronique dansante, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il faisait découvrir même des Américains, des Norvégiens. Je crois Robert Liner, je crois, a démarré chez lui. Robert Liner est suédois. Suédois, pardon, d'accord, suédois. Suédois, effectivement, il avait fait un double qui est magnifique sous le nom de The Source. Ouais. Ouais, et il y avait aussi Cisco Ferreira qui est devenu The Advent après, qui était au début aussi, qui était là. Bah, même Cisco Ferreira, sur l'album de CJ Bolland, il a composé la moitié de l'album. D'accord. Parce que Cisco Ferreira était l'ingénieur du son de RNS. D'accord. Voilà. Donc, Cisco, c'est une vraie référence et vraiment un homme de l'ombre aussi qui a énormément contribué, quoi. Ouais. Sous divers pseudos. Bon, The Advent, c'est peut-être le pseudo qui est le plus connu, je pense, qu'il a eu. Mais il avait fait de la techno déjà sur RNS à l'époque où c'était la mode de la New Beat. Il faisait déjà des morceaux influencés par Détroit. J'en ai quelques-uns. C'était déjà orienté techno, en fait. Ouais. Ça a basculé d'un coup, en fait, la fin de la New Beat. On a enchaîné techno, mais ça a été, en tout cas chez RNS et chez les labels belges, ça a enchaîné, mais vraiment rapidement. Hein. Ouais, c'était un raz-de-marée et c'est vrai que c'était une époque où j'ai envie de dire qu'il y avait une telle effervescence et une telle énergie qu'il y avait un morceau toutes les semaines qui ringardisait le morceau qui avait été la bombe de la semaine d'avant. C'est ça. C'était un truc de dingue en termes de production musicale. C'était fou, quoi. Ouais. C'était fou. Ah, je suis complètement d'accord. Ouais. Moi, ça m'a laissé quelque chose d'indélébile. Hein. Je suis toujours fasciné parce que j'ai eu la chance de vivre cette époque-là et c'était fou. C'était, il y avait la quantité et la qualité. Il y avait les deux en fait. Et c'était comme tu dis, c'était pas que. Disons que ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'à l'époque, il y avait que du vinyle. Et donc, quand le vinyle, ça coûte cher. Donc, ça demandait de la promotion parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, faut voir que promouvoir la musique, c'était quelque chose qui coûtait, qui était cher. Et donc, on pouvait pas se planter. On prenait un risque financier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les labels avec le digital, limite, s'ils en vendent pas, c'est pas très grave parce que de toute façon, il n'y a pas un coût de production énorme, à part le mastering et un peu de promotion. Donc, c'est vrai que peut-être que le digital et rendre le fait de sortir la musique trop facilement a peut-être aussi un peu pollué la qualité des fois, j'ai envie de dire. Un peu dilué, effectivement, cette. Oui, il n'y avait pas de risque. Quand il n'y a plus de risque financier, du coup, oui, ça change tout, ouais, c'est sûr. Ah bah ouais, tu peux sortir
tu peux faire 10 sorties par semaine, ça t'a pas coûté grand-chose à part le mastering et un peu de promo. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, si on revenait un peu sur les morceaux un peu qui t'ont influencé, donc pour donner des noms un peu des tracks que tu as pris dans la figure à l'époque. Il y a eu si tu veux, je vais faire un parallèle avec moi, comment je suis arrivé aussi à sortir des disques. C'est-à-dire que, donc, 91, j'ai mon premier sampler. Ouais. Je commence à faire des démos, etc. Et en 92, je rencontre Éric Morand. D'accord. Donc, à l'époque, c'est Fnac Musique. Oui. À l'époque, sur le label, ils sont 4. Il y a Chaz, Lunatic Asylum, Saint-Germain et Laurent Garnier. Ouais, joli casting. Donc moi, je rencontre Éric Morand, je monte à Paris pour ça. Et Éric me dit, écoute, c'est vachement bien fait, mais c'est trop dur pour moi. Donc voilà. Donc il m'envoie vers un autre label, mais qui était plutôt sur la fin, qui s'appelait Ravage Records. Oui. Qui était voilà. Et en fait, comme je disais juste avant, la musique allait tellement vite. Moi, j'ai recontinué à faire des nouveaux morceaux, parce qu'en 3 mois, les morceaux étaient déjà datés, j'ai envie de dire. Donc j'ai recontacté Éric, et là, il m'a signé. Voilà. Et donc, en fait, quand j'ai renvoyé pas mal cette dernière démo, je l'ai envoyée à environ 200 labels. J'ai été vraiment à la poste avec mes cassettes, faire 200 envois, squatter pendant 3 heures la poste, enfin un truc de dingue. Et j'ai eu plusieurs réponses positives. J'en avais eu 2 de l'Allemagne et aussi Éric. Oui. Et c'est le choix notamment qui m'a fait aller chez Fnac. Ouais. C'est qu'en fait, la première chose qu'avait signé Éric Morand chez Fnac, c'est Warp. Donc, pour moi, qui est une énorme influence avec des gens comme Aphex Twin, avec LFO, en 91, c'est LFO le morceau. Et ça a été une claque, ce morceau. Ah oui, ben, Il est là. Et ouais. Hop les là. frissons tout de suite qui arrivent. D'ailleurs, à 3, pour info, ce disque, je l'ai offert à Jean. Ouais. 50 € quand même. Non, peut-être. Ah, quoi que si, pas loin de 50 € il m'a coûté. C'est le pressage Warp original, pochette violette. Qui est là, que je suis en train de mettre là. Voilà. Et c'est vrai que. Alors attention, à l'époque, il fallait écouter ça. Si t'avais un gros son, c'était dangereux. Parce que l'infrabasse, quand elle rentrait. Les subs, et ça pétait les systèmes. Ah ouais, et moi j'ai eu des anecdotes de gens qui me disaient que ça, les étagères, avec les verres dans les boîtes de nuit tombaient. Enfin, ouais, c'était. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, les gens qui sonorisaient sur de la techno, sur de la house, n'avaient pas la culture de la musique électronique. Donc en fait, ils avaient l'habitude de sonoriser la musique, la variété, du rock, tout ce que tu veux. Mais là, avec l'électronique, tu peux descendre sur des fréquences extrêmement basses. Ouais. Et donc, tu pétais les sons de système. Il y avait des warnings sur le disque d'ailleurs en français écrit et tout. Attention, ce disque peut endommager irrémédiablement votre système. Ouais. Et ouais, parce qu'à l'époque, t'avais les vieilles Shinify. T'en avais plein qui avaient les vieilles Shinify des années 80 qui n'étaient pas faites pour faire de la sub, faut dire ce qui est. Et il n'y avait pas de filtre sur certaines enceintes à l'époque quand t'achetais des Shinify. Et du coup, comme il n'y avait pas ces filtres, ben hop là, problème. Quand ça descendait dans les C'était hertz. C'était compliqué. Tu l'avais acheté en vinyle LFO à l'époque ou tu l'avais entendu sur une compile ou sur la radio ou... Je crois que c'est le vinyle original. D'accord. T'as acheté où tes disques au fait à l'époque à Paris? Le disque, parce qu'en fait, tout mon prix passait dans le matos. Et quand j'en achetais à la Fnac. Voilà, on t'entend moins bien là. À la coup. Fnac, d'accord. Ouais, à la Fnac. D'accord. Il commençait à y avoir des petits rayons techno house, etc. Ouais. Voilà. Ah ben, c'est bien cool. Oui, parce que même on n'était pas obligé d'être DJ, comme tu disais à l'époque, pour acheter un disque, il fallait acheter un disque quoi. Si tu voulais l'écouter. À l'époque. Et surtout s'il passait pas à la radio. Parce que. Bon, les faux, ils passaient sur Maximum. Ils devaient passer sur Énergie des fois le soir aussi, Non. je pense. Ah, c'est jamais passé sur Énergie. Jamais. Même pas le soir sur. Comment ça s'appelle, Rave Max ou autre. Non, je veux dire. Space Peut-être Party. les émissions Space Party, télé. ouais. Sur MTV ou machin. Oui, MTV, ouais, effectivement, ça passait en clip, c'est vrai. Oui, sur Ouais. Partizone le samedi soir. Exactement. Ah, j'étais scotché tous les samedis soirs à Partizone, c'était génial. Et justement, on va en profiter. On a la question maximum, Stéphane. Maximum, est-ce que tu connais? Bon, la question Oui, est- bien sûr. Et est-ce que tu peux nous dire si t'écoutais, tout ça? Qu'est-ce que ça t'évoque? Pardon, j'ai pas compris ta question. Qu'est-ce que t'évoque la radio maximum? C'est la question maximum en fait. Est-ce que tu écoutais, t'étais fan ou pas?
Oui, bah bien sûr, enfin, je veux dire, c'était emblématique. Voilà, s'il y avait un mot, je dirais ça, c'était emblématique. Mais comme à l'époque FG, moi je me souviens, FG à un moment donné m'a fait tellement découvrir de trucs, de UR c'était fou quoi. C'était fou. Ouais. Puis surtout, en fait, je crois que c'était encore une époque où la radio faisait son travail, c'est-à-dire de découverte. Aujourd'hui, la radio ne fait plus son travail. C'est-à-dire que si tu parcours la bande FM, tu as 40 morceaux en rotation, tout le monde joue la même chose. Voilà, alors qu'à l'époque, il y avait une vraie prise de risque. Il y avait encore vraiment, je pense, l'inertie de cette énergie des radios libres, mais qui était, avant d'être libre, qui était pirate. Ça, on l'oublie. Donc, en fait, on positionnait un peu comme nous, avec les rêves, etc. C'est-à-dire, on proposait une alternative. Donc voilà, cet esprit, c'est un peu perdu, mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est marrant de les parler radios des radios libres, pirates, effectivement. Voilà, puis les radios qui te font découvrir de la musique aujourd'hui, elles sont sur le web. Tout à fait. Alors, tu as quelques émissions qui peuvent traîner sur mais c'est vraiment des émissions qui vont durer 1 heure. Alors que maximum, c'était toute la journée, quoi. Tu pouvais tomber sur une nouveauté n'importe quand, quoi. Et ils étaient contents de l'avoir en plus. De passer Mantasme à 19h le soir, hein. Moi je l'ai enregistré, c'était 19h, je crois. Ouais, c'est quand même fou quand tu y penses, quoi. C'était... Alors maximum qui revient, on vous rappelle, depuis pas longtemps. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane, de la maximum qui revient? Sur FG d'ailleurs. Bah écoute, je vais faire un mix bientôt pour eux. Ouais. Rarement, mais écoute, faut supporter ça. Je veux dire, on peut pas. C'est plutôt des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. Bien sûr. On est obligé de déjà laisser la chance, c'est la moindre des choses. Et comme tu dis, en plus de les aider, quoi. Donc. Écoute, je pense en cette époque très compliquée pour la scène, tu vois, je pense que le monde de la nuit est gravement touché parce qu'on a été les premiers à fermer, on sera les derniers à rouvrir. Je pense qu'on a besoin d'unité, quoi. Et bon, alors. Moi, je pense que tout départ de ce mouvement, de cette musique, parce qu'on était tous une famille. Il y avait un magazine à l'époque qui s'appelait Codar. On allait tous dîner ensemble. Enfin, on connaissait tous les promoteurs. Enfin, on était en France, on va dire, entre 50 et 100 activistes, et on représentait à nous seuls toute la scène. Et c'est vrai que on avait cette utopie collective. Et je pense que c'est vrai, avec le temps, avec finalement une musique qui s'est vachement institutionnalisée, qui s'est professionnalisée, avec maintenant des agents de DJ. Bon, bah, on connaît la suite. Et je pense qu'on est passé d'une utopie collective à une utopie individuelle aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin de revenir à cette unité. Il en va de la survie de la scène, je pense. On en a parlé longuement avec Electric Rescue de ce sujet. Et c'est vrai que peut-être le Covid, si on essaie de voir les choses avec le verre à moitié plein et pas à moitié vide, puisqu'on a assez parlé des problèmes que ça engendrait, on peut essayer de voir le côté positif, parce qu'il y a toujours du positif même dans le négatif, c'est que peut-être reviennent à certaines valeurs dont tu parles, face à une scène où effectivement il y avait une espèce d'escalade. À la fin, le truc ultime, c'était t'as 3 DJ à 500 000 euros à la soirée, et puis t'as plus que 3 promoteurs qui font des méga trucs, et il n'y a rien à côté, quoi. À la fin, ça devenait là, tu vois ce que je veux dire, ça devenait. Commençait à être. Ouais, disons que c'est vrai que certains agents aujourd'hui pourraient être des agents de footballeurs. Ouais, c'est ça. Quoi. C'est ça. Ah, un parallèle avec le football, tu vois, j'avais même pas pensé. Ouais. Effectivement. Et voilà, Et voilà, et ce qu'on oublie, c'est que nous, musiciens, DJ, etc., producteurs, sans les discothèques et sans les festivals, on n'est rien en fait. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut peut-être revenir aux fondamentaux et puis voilà. Après, je pense que c'est une question de survie. Hein. Ouais. Mais ça a permis à certaines personnes un peu de prendre du recul, j'ai l'impression, parce que quand au fil des discussions, on se rend compte que quand même il y a pas mal de gens conscients de ça. Hein, et peut-être. J'ai envie de te dire, c'est une obligation, quoi. De toute façon, les jauges vont être revues à la baisse. Ouais. Les conditions des soirées vont coûter plus cher parce que, je vais te prendre un exemple lambda, mais tu prends, il va falloir quelqu'un en sécu, par exemple pour les toilettes, parce que on pourra avoir
quelqu'un sort, quelqu'un rentre, etc. Donc ça, ça demande un mec de sécu. Enfin, au bar, si on veut faire respecter certaines choses, il faudra un mec de... Enfin, tout va coûter plus cher avec moins de personnes qui vont pouvoir participer. Ouais. Donc forcément, à un moment donné, si les DJ, les producteurs ne jouent pas le jeu aussi, bah, il se passera rien, quoi. Il va falloir faire des efforts, je suis d'accord avec toi. Voilà, ou peut-être, et puis aussi, peut-être aussi retravailler sur des plateaux plus locaux. Peut-être que la France, on n'est pas assez chauvin des fois sur notre programmation. Ça revient pas mal cette discussion sur des DJ. Effectivement, on a Parce que- des talents impressionnants en France. Hein, on le voit dans l'aspect label quand des talents, des artistes des fois pas très connus mais qui ont un talent fou, il y en a plein. Et d'aller chercher juste des gars qui ont un petit nom, qui viennent de droite et de gauche pour les payer très cher. Des fois, ouais, effectivement, on a du talent en France. Ouais. Bah, disons qu'il y a des pays comme, par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, ils font souvent, dans plein d'endroits, que ce soit des festivals ou des clubs, des plateaux 100% allemands. Alors effectivement, ils ont une grosse scène, mais on peut prendre aussi le cas de l'Angleterre, où c'est vrai aussi. Ah oui, complètement. Même s'il y a des spécificités anglaises avec la dubstep, avec à l'époque c'est la jungle, etc. Donc Ouais. ils ont aussi des trucs qui sont spécifiques à eux, mais quand même. Moi je me souviens la première fois que j'ai joué à Universe, donc c'était en 95, qui est le plus gros événement anglais. Ouais. Il y avait six scènes, je crois. Alors il y avait évidemment il y avait déjà des gens comme Richie Houghton de l'international, mais il y avait beaucoup d'anglais. Il y avait beaucoup d'anglais, quoi. La Univers, c'est ce fly que tu m'as envoyé? Non, alors le fly que je t'ai envoyé, c'est en fait la soirée Planète. Ok, bon, on en parlera après. Bon. Voilà. Je l'ai chargé, hein, ça y est. Et on a Pendant que Fred- vous parlez, là, On a Fred Duméli avec nous. Salut Fred. Fred Duméli qui est aussi sur Twitch. Alors sachez que sur Twitch, je me suis pas logué, je peux pas répondre, mais je vois vos questions sur Twitch. Donc si vous posez sur Twitch vos questions, de temps en temps, je vais jeter un œil, je les poserai à Steph ou à Jean ou à moi, voilà. Et Jean surveille lui à fond Facebook. Oui, Et je vais moi de temps en temps sur. J'y suis, ouais. Je vais de C'est temps en là temps que sur je l'ai Facebook aussi. Et moi, je vous surveille tous les deux. Voilà. Et en plus, moi, c'est Tu nous- marrant, tu t'es nous dans as- mon dos, en fait, t'as un écran dans le dos, et j'ai l'impression que tu me regardes de derrière. Ouais. On peut revenir un petit peu historiquement. Donc, tu nous parlais des producteurs qui t'ont influencé, donc LFO, Aphex Twin. T'as d'autres artistes comme ça qui te assez incontournables pour toi de cette époque charnière, un peu là, avant Ouais. la période où tu as signé Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un morceau. Bah oui, moi, enfin, vraiment à mes débuts, les gens qui m'ont donné envie de faire ça, du live ou qui m'ont influencé, il y a aussi des gens comme Thomas Ekman. Ouais. Thomas Ekman, oui. Voilà, qui pour moi, enfin, était une grosse influence à l'époque, ne serait-ce qu'en termes de live aussi. C'est quelqu'un qui faisait des lives sans filet, avec que de l'analogique, Ouais. sans séquenceur. Enfin, je veux dire, c'était voilà. Après, c'est vrai que selon les époques, les influences elles changent et puis même on se lasse ou voilà. Après, j'ai envie de dire les grandes constantes qui moi me font toujours vibrer 27 ans après, c'est toujours des gens comme Aphex Twin. Ouais. Disons que j'aime l'idée. Pour moi, l'ADN de cette musique, c'est une musique qui doit prendre des risques et surprendre. Et ces gens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont gardé cet ADN et ils vont chercher des choses pour vraiment perturber. Et je pense que c'est la base, quoi. C'est la base. Si la musique est trop prévisible, elle devient ennuyeuse. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y avait c'était une époque, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, et ça a continué en fait dans les années 90, hein, j'ai envie de dire. Il y avait vraiment des fois des nouveaux sons, même pas à défaut de nouveaux styles, ça c'est autre chose, mais des fois des nouveaux sons, des nouvelles façons de. Et c'est vrai que c'était d'un coup, ça révolutionnait le truc d'avant, comme tu disais. Bah, il y avait deux raisons. Il y avait, en fait, c'est vrai que moi je me souviens quand au début, vraiment au début de la scène techno. En fait, chaque pays avait vraiment un style identifiable. L'Allemagne, ils avaient vraiment ce son un peu trance. Les Anglais avaient un son très particulier. Les Japonais en avaient un autre. Les Américains, bien évidemment, Chicago avait un son. Détroit en avait un autre. New York. Voilà, autre. c'est ça. En fait, on pouvait, selon la musique,
savoir la provenance de la musique. Les Pays-Bas Et ça, aussi. Ouais, qui aujourd'hui a totalement disparu. ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que et je pense que c'est vraiment lié à l'aspect, on va dire que le web a connecté tout le monde. Donc en fait aujourd'hui instantanément on a une musique, alors qu'avant elle était physiquement éloignée. C'est-à-dire que le disque il fallait l'importer, il n'arrivait pas forcément en Europe. Enfin voilà, c'était On pouvait le louper au magasin de disques qui sortait le jeudi, tu arrivais le samedi et tu l'avais loupé quoi. Surtout, et surtout, tu pouvais faire un magasin de disques à fond et il ne l'avait jamais reçu. Le magasin de disques en face l'aurait eu, par exemple. Donc la musique, elle était, fallait vraiment aller la chercher, etc. Voilà, donc c'était une autre approche. Après, il n'y a pas de moins bien, il y a mieux, c'était comme ça, et puis voilà quoi. C'était comme ça effectivement, ouais. À l'époque, c'était. Ah, petit coucou à Anthony Adam qui nous a rejoint quand même. Salut Anthony. Anthony. Ouais, donc là on est vraiment dans la période, on est juste. Alors tout à l'heure on parlait, là on parle beaucoup de prod, de son, de producteurs, de tes influences, etc. Mais les soirées, parce que souvent il y en a qui basculent, pas forcément avec des disques, mais des fois c'est grâce à une rave ou grâce à une soirée. Toi, dans cette période-là, avant d'avancer dans le temps, il y a des soirées, je sais pas moi, ta première rave, peut-être que toi-même tu as organisé, tu peux un peu nous en parler de cette période-là en termes d'organisation de soirée ou de vivre une soirée? Déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'était vraiment des petites communautés. Donc souvent, effectivement, les organisateurs, c'était des gens qui faisaient la fête à l'origine, et l'inverse aussi était vrai. Donc oui, moi j'ai fait avec mon ami de l'époque organisé une soirée à Nice on a fait 3000 personnes, je crois que ça s'appelait Wonderland. Wow. Voilà, donc c'était où j'avais joué d'ailleurs. J'avais fait voilà, mais de toute façon, moi, dès que j'ai adhéré au rave, mon envie c'était de produire et de faire du live. Ça a été tout de suite pour moi, c'était une évidence quoi. Je voulais créer cette musique, je voulais pas la jouer. Enfin, je voulais pas être DJ, et ça m'excitait moins, ouais. Mais surtout, je voulais aller tout de suite la jouer en live. Et c'est vrai que ça a été un peu ma marque de fabrique, c'est-à-dire que j'étais le liveur français. Voilà, c'est vrai que j'ai énormément joué. Et alors c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup à l'époque à faire du live. Hein. Il y avait Bon Guillaume, Lunatic Asylum. Ouais. Il y en avait 2-3, mais bon, qu'on pas forcément suivi. Pac-Man, il a fait du live ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas. Et moi, le truc, c'est que c'est vrai qu'en ayant signé sur Fnac puis sur FCOM en 94, tout de suite, ça m'a ouvert l'international. Donc, j'ai envie de dire, sur 10 dates par mois, il y en avait 8 qui étaient à l'étranger, quoi. 10 dates par mois, ça commence à faire, hein. Vous voyez partout, ouais, les fly, moi je... Ouais, je jouais énormément. Après, je m'en servais d'une manière particulière, c'est-à-dire que pour moi, le truc qui était très puissant avec le live, c'est qu'en fait, je commençais mes morceaux en studio, j'allais les tester en live, donc justement, je les jouais devant les gens, je pouvais faire des modifications, etc. Et quand je revenais en studio, j'enregistrais. Tu voyais qu'il y avait eu un bon retour, hop, tu dis, je vais creuser ça. Et... Surtout qu'à l'époque, l'ordinateur, c'était que du MIDI, il n'y avait pas d'audio, donc quand on enregistrait en une fois, c'était un one-shot. Donc, limite, on répétait un peu et puis j'enregistrais. Ouais, pour les évolutions de filtres, donc pour nos éditeurs, c'est quand tu bouges les boutons et que ça fait des... Si tu le fais en une fois. Il y a Spoon Michel qui dit qu'il était à la Wonderland. Qui ça? Spoon Michel sur le chat qui dit qu'il était à la Wonderland. Ouais. Ça doit être en juillet 93, et, si je dis pas de bêtises. Michel, si tu peux nous dire si tu en gardes un bon souvenir, hein, n'hésite pas. Oui, c'est vrai que tu étais un des rares live acts, comme on disait. Hein, on disait voilà. Des live acts français déjà. Il y avait des live acts, mais c'est vrai qu'on faisait venir des Allemands, des Belges, beaucoup d'Allemands qui faisaient des live acts, j'ai l'impression. Ouais, il y avait beaucoup. Il y a eu des lives mémorables à l'époque. Je pense qu'on peut citer Art Floor, par exemple. Oui. Art Floor, c'était quand même, pour moi, l'année 92, c'était le live de l'année, quoi. Ah ouais.
Ils amenaient Ah toutes ouais. les TB303, ils en avaient combien, 3 ou 4? Il y en avait 3, je crois, et puis peut-être une ou deux au cas où. Au Quoi. cas où, ouais. Au cas où ça manque de TB. Exactement, ouais. Et Lolo Man nous a rejoint. Salut Lolo. Alors, je voulais juste, parmi les morceaux qui t'ont influencé, parce que j'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis un. Donc je le mets parce que déjà je me suis embêté à chercher la pochette. Donc du coup, on va le mettre. Et là, ça, c'est Et la c'est juste fameuse pour- époque c'est- RNS dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et c'est juste pour, comme ça nous met tous les trois d'accord, hein, comme les faux et les faux. Donc, Ah oui, ça me. Moi, c'est dans mon top 10, ça, les deux. Hein. De toute façon, on est là-dessus, on est d'accord. Il y a Boris Chevalier qui parle de Cosmic Baby dans les lives de l'époque aussi. Il y avait. Ouais, alors le problème de Cosmic Baby, c'est qu'il jouait sur DAT. Quoi. Ah, Oh, c'était du playback. Ouais, c'était du playback. Malheureusement. Ah, il Moi, faisait- j'aimais bien voir comment les lives se faisaient parce que ça m'intéressait. Et c'est vrai qu'il y avait le DAT en dessous et le play, quoi. il faisait un peu semblant de bouger les boutons. Désolé de casser le mythe. Aïe aïe aïe. Boris, j'espère que tu n'es pas trop triste. Après, il faisait des super morceaux, hein, ça n'enlève rien. Ah oui, non, mais voilà. Marco Blo nous demande si tu avais joué à la Nitro dans les années 90. à Ouais, Montpellier. j'ai joué la Nitro parce que j'ai refait tous les flyers il y a 3-4 ans, j'ai tout numérisé. Ouais. En fait, j'ai joué à la Nitro en 94. 94. 94. Voilà. La mémoire des dates, ça c'est À, bien. Ça. à Montpellier, ouais. Mais c'est ce qu'on m'a Ah dit. ouais, On m'a je- dit, tu vas voir, Stéphane, c'est un disque dur. ça nous plaît, ça. La Nitro 94, je me souviens très bien. Moi, c'est la première fois que j'y suis allé, c'était en 94 d'ailleurs. Moi un peu plus tard. Il y en a eu des lives à la Nitro aussi à Montpellier. Donc comme quoi, à cette époque-là, c'était un club, malgré ce que les gens en disent, parce qu'après, bon, c'est devenu un peu plus commercial, et puis JC après faisait son show, mais c'est vrai que Daft Punk était passé là-bas. Il y a eu tout le monde, Garnier, Manuel Malin. Manu Malin, The Ah oui. Hacker, Jeff Mills. Manu, j'ai le fly avec Manu Malin à Nitro, c'est génial. C'est quand même fou, quoi. La petite anecdote, voilà. J'aurais bien aimé avoir été à la Nitro cette période-là. Bah, ça sera pas le cas. Ouais, c'était très varié, ouais. C'était. Juste pour parler de Montasme, Steph, tu vois, ce disque, Jean l'a chopé en double. Il a pas voulu me le donner avant des années quand même. Hein. Ouais, j'ai mis 15 ans D'accord. pour lui donner mon double. Ah ouais. Et à un année, j'ai dit, bon, tu vas arrêter tes bêtises maintenant, t'en as pas besoin de deux, moi je l'ai pas, tu vas me le filer, ton Montasme, mais bon. Voilà, c'est la petite CD, anecdote. j'ai fini par céder. Il est derrière, il est juste là. Du coup, juste parce que j'ai très soif, est-ce que vous voulez qu'on écoute un morceau avant qu'on... parce que tu comptais faire quoi? J'en parlais de la discographie. Non, mais on va attaquer. On- Je pense qu'on va vraiment attaquer un peu, ouais, tout ce qui est Fnac, Fcom et tout ça un peu. Et Et puis les la bonnes discographie anecdotes, de parce que Stéphane. je suppose que les anecdotes aussi... La discographie de Stéphane et tout ça. On est très anecdotes, Steph. Hein. Donc, les ouais. anecdotes sur Lolo, tout ça. On en est friand. Eric, vas-y, J'en ai n'hésites pas. quelques-unes. Ah, Ouais, j'imagine bien, on en a eu déjà eu pas mal dans l'émission, mais... Pas vu une que j'ai très petite soif, pause musicale. Là soit on fait une pause musicale, soit vous parlez tous les deux, moi je vais faire un refil, comme vous voulez. Vas-y, bah, passons On n'a pas le droit de boire alors. Ouais. Eh oui, il faut que notre invité boive aussi. Alors du coup, on s'écoute... Est-ce qu'on peut mettre ton premier morceau par exemple là Déjà, tu l'as ça. Alors, est-ce que ce serait Liquid Metal? C'était en 93. C'était. 94. Liquid Metal, c'est ça? Satori sur Fnac, c'était en 93. Satori sur Fnac, c'est 93. Ah Alors, il doit être dans le vrac. Attends. Liquid Metal, c'est pas sur Satori. Hein. Non, le Satori EP sur Fnac Music. Ah ouais. C'est Benjamin qui parlait de Liquid Metal, mais sur le Satori EP, t'as des morceaux. Donc s'ils sont de 93, ça ne peut venir que de cette EP. Donc. Alors, Il y avait- non, je l'ai pas. Tu l'as pas Non, je l'ai pas. Ni dans le... Tu dois l'avoir dans. Ah si, alors attends, j'ai Yantra et en 93. Ouais, c'est ça. Ça c'est mon deuxième sur Fnac. Qu'est-ce que Et ça tu choisis, c'est bien. Stéphane Après, J'ai et Yantra comme morceau. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette Bah, Le je- Home, ça va. Je sais pas comment ça vit. C'est super rapide. Ouais. Mais on peut le mettre. Et essayons. On va voir. Allez, Ça doit faire 15 ans que j'ai pas réécouté, mais ah bah, voilà. super, alors on y va. Alors, On va voir si ça passe. On va commencer. Ou ça casse.
Est-ce que tu l'as dans le retour là? Je te mets ton retour, Steph. Tu l'entends? Là, moi, j'entends, ouais. Bon, on envoie, petite pause. Attendez, je cherche la pochette quand même, on va faire ça bien. Et le morceau, il fait 10 minutes, vous avez vraiment le temps de vous désaltérer. Ah ouais, t'es- On va mettre un extrait alors. Alors, le Satori IP, il est là. On va le mettre en grand. Allez, je le mets en grand plan là dans le truc. Allez, on se rejoint. Alors, toi, Jean, t'entendras plus rien parce que c'est vrai que t'auras pas le retour. Mais moi, Steph, je te reprends hors antenne. Comme ça, on pourra parler hors antenne. Allez, on se rejoint dans Quelques pas minutes. 10 minutes, hein, mais Non, quelques non, minutes. Quelques minutes. À tout de suite. Allez, à tout de suite.
C'est vrai que ça envoie, hein, comme il y en a qui disent sur le chat. C'était Scanix avec Home, je sais pas comment on prononce. Acid House. Radio Punch. Acid House. Eh oui, de retour sur Radio Punch. C'était. Alors, on prononce Home, c'est Steph ou pas? Voilà. C'est bien ça? Ok. Moi, je tiens à dire que c'est super bien produit pour l'époque, hein, parce qu'il faut Merci, savoir, ouais. il faut franchement, hein, c'est vraiment pas pour te, hein, il faut remettre tout dans le contexte, d'accord? Ce son, c'est trancé, mais c'est pas de la trance, hein. C'est techno, mais c'est pas que techno, c'est un peu entre les deux. Et honnêtement, franchement, moi j'aime pas la trance, je le dis clairement, hein, mais il y a des morceaux techno-trance comme celui qu'on vient d'écouter, j'adore ça. Pour moi c'est intemporel. Alors le beat est rapide, mais on s'en fout. Peu importe. C'était l'époque, quoi. Euh, et comme et- dit Laurent sur le chat, l'atmosphère et déjà. Loloman nous dit l'atmosphère du track est terrible. Ça me fait plaisir qu'ils disent ça parce que honnêtement, j'ai réécouté ce morceau, j'ai pris une J parce que c'est ton premier track. C'est 1993 et déjà c'est produit, déjà ça sonne. Alors, c'était pas mon premier, hein. Le Encore mieux. Satori EP, c'est mon deuxième EP. D'accord. Mon premier EP s'appelait Scanix EP, tout simplement, avec un morceau qui s'appelait Métampsychose. Mais c'était la même année, en fait. C'est vrai que c'était la même année, exact, tu as raison. Ouais, c'était la même année. Mais franchement, d'habitude, tu sais, les gens prennent du temps à se trouver au niveau du son. Et c'est là où je voulais parler un petit peu du son en lui-même, pas que de la musique, hein. C'est le son. Si tu veux, quand ton deuxième EP a un son comme ça en 1993, hein, je peux te dire que c'est que vraiment, tu as une oreille de fou. Et je dis pas ça pour te cirer les chaussures, c'est vraiment parce que c'est flagrant. Si tu veux, je vous mets au défi d'écouter 100 morceaux techno, trance, techno, trance, vous appelez ça comme vous voulez, de 93 ans. Et si vous en trouvez un, à part les trucs allemands des très très grands, si vous trouvez un track qui sonne au niveau des sons, hein, comme ça, ben vous me le dites, ça m'intéresse. Hein. Ouais. C'est vrai que les Allemands aussi produisaient bien. Oui, mais c'est ça. Comme Arthouse ou. Tout à fait. Mais c'était les plus grands qui Mais après, avaient les des sons. Allemands ont une vraie culture de la musique électronique. Ouais. Voilà, avec des groupes comme Kraftwerk, etc. Ils ont quand même la musique électronique dans leur ADN. Plus que les Français, je pense. Je ne sais pas si ça aide dans la production, mais. Ouais, mais les Français, comme tu le disais, il y a des talents. Peut-être que c'est un des pays où il y a le plus de talents aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai que en 93, si tu veux, moi j'ai une très bonne mémoire comme toi et je me rappelle de cette année très très bien. Mais voilà, en France, voilà, je veux insulter personne, mais je pense qu'il y avait personne qui avait déjà s'était trouvé un son. Si, peut-être Guillaume, Lunatic Asylum, à la rigueur. Lunatic. Voilà. Je pense Lunatic. Voilà. Mais sinon, à part ça. Si Ludovic, quand il faisait des morceaux, donc avant Saint-Germain, hein, les morceaux techno qu'il faisait. Deepside. Voilà. Deepside. Ouais, Deepside ou Hexagone. Là, Ouais. effectivement, ça sonnait. Mais. Hexagone, c'est sur Jack's Beat, c'est ça? Eh ben, écoute, alors justement, tu vois, je me suis noté une petite question. C'est une question pour moi, pour ma petite. Qui me fait plaisir, je vais te la poser. J'ai écouté ta discographie très attentivement. Et en fait. Des fois, tu sais, on se dit, voilà, tu as été vraiment au tout début de Fnac, de FCOM, tu es dans l'aventure, tu es un pilier de cette équipe, on va dire. Mais, alors, je voulais te poser une question, et en même temps, j'avais une réponse dans ma question. Quel aurait été, si tu n'avais pas été chez FCOM, quel label, ou Fnac, quel label aurais-tu choisi? Et mon deuxième réponse était, j'ai écouté des morceaux qui auraient pu sortir, genre sur Jack's Beat, qui pour moi était un de mes labels préférés à l'époque. Mais sans problème, tu vois, Lux Letter, il avait un projet qui s'appelait Clémentine à l'époque, hein, Je vois très bien. qui sortait sur Jack's Beat. Et là, je pense que tu avais ta place, mais parmi les piliers de Jax à cette époque-là, sans problème. Bon, tu vois, voilà, j'anticipe le truc. Alors Jax, attention, moi je l'ai croisé plusieurs fois, Saskia, donc la label manageuse à l'époque. Ouais. On a parlé musique et tout. C'est vrai qu'elle avait quand même un son un peu plus dur. Oui. Moi, j'aurais peut-être été un peu trop trance
Peut-être qu'après, avec des morceaux peut-être comme Earthquake ou quoi, peut-être, voilà. Tu sais, alors, parce que j'ai réécouté un peu, à cette époque-là, elle a quand même sorti donc, les Clémentines, donc des projets de Lux Letter, un petit peu technotrance. Quand je dis technotrance, c'est pas facile de classer, mais un peu comme le son qu'on a écouté tout à l'heure. Il y avait Hexagone de Saint-Germain, tu vois. Et il y avait d'autres artistes, Thomas Ekman, il était aussi sur Jax, avec des morceaux un peu. Et je pense que ça aurait pas été trop dur pour ce son-là, quoi. Enfin, ça serait passé, mais vraiment très bien, quoi. Peut-être. Ça m'a sauté aux oreilles, voilà. C'était juste ma petite réflexion. Et voilà. Après, Quel autre label tu aurais choisi si tu avais pu choisir un autre label avec des valeurs, etc. Quel aurait pu être cet autre label? Je pense que sortir sur RNS à l'époque, ça aurait été. J'allais le dire. C'est la classe ultime, quoi. Après, il y a d'autres labels que j'adore aussi, mais qui avaient une musique quand même très très calibrée comme Warp. Mais voilà. Après, j'avais fait ça, c'est un disque qui était très underground chez Fcom parce qu'on en a fait un tirage limité et c'était un artiste japonais, etc. J'avais fait un remix d'un mec qui s'appelait DJ Kudo, un japonais. Et je pense que ça, c'est un morceau qui aurait pu être signé chez Warp. Parce que c'est très très électronique et très très travaillé, etc. C'est pas dance floor. Et ça, c'est un truc qui aurait pu être signé chez Warp, ça c'est sûr. Ouais, parce que là, on touche au le plus fin, les labels les plus, voilà, là, ça en était carrément sur. Là, voilà, RNS et Warp, voilà, quoi, c'était le. Ouais, parle bien en face du micro. C'est le top, quoi. Je sais pas comment on peut dire ça. Disons qu'il y avait pas beaucoup de labels, et donc il y a les labels qui vraiment, il y avait vraiment des labels qui rayonnaient énormément, quoi. Et j'ai envie de dire, il y avait presque. Je veux dire, si on prend pas, ouais, c'était. Il y avait tellement moins de labels. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait un engagement financier, etc., qui était plus important. Donc il y avait peut-être moins de sorties, peut-être plus qualitatives. En tout cas, plus pertinentes. Ouais. Plus marquantes, quoi. Ouais. Moins de démos aussi à checker, hein, faut le dire. Hein. Comme vous disiez, hein, faut le rappeler que pour faire de la musique, il fallait du matos, un ordinateur, un séquenceur. Il fallait acheter des machines, déjà. Donc déjà, sur le marché, il y avait beaucoup moins de personnes qu'aujourd'hui. En plus de ça, il fallait envoyer les démos. Alors en plus, quand tu nous as raconté ton anecdote, là, que tu allais à la poste et que tu passais l'après-midi à envoyer des cassettes, il fallait choisir les labels, il fallait avoir une culture, parce qu'il fallait savoir à qui envoyer il faut savoir qu'Internet, ça n'existait pas au début. Hein. Donc quand tu arrives, quand tu es un jeune, tu es en 95, moi je dis ça, 94, tu commences à t'intéresser, bon, tu envoies, je pense, au label que tu as, des disques que tu achètes. Tu connais pas forcément tout, faut attendre d'avoir la culture. Et à l'époque, ça avait rien à voir avec aujourd'hui. Donc du coup, quand les labels recevaient beaucoup moins de démos, parce que forcément, mécaniquement, tu avais moins de gens sur le marché. Et c'est incomparable avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est l'éternel débat, mais on en a parlé plein de fois dans nos émissions. Mais aujourd'hui, avec un ordinateur, si tu as un peu de talent, tu peux faire des trucs de malade, et tant mieux. Le problème, c'est que y a beaucoup de talents qui arrivent, beaucoup, et c'est compliqué pour des labels aujourd'hui de faire la part des choses et de prendre des risques aussi, je pense. C'est pour ça que nous, Nocturbulus Technocity et Nocturbulus Records, on a créé un sous-label exprès pour ça, pour tous les artistes biterrois dans un premier temps, tous nos copains qui galèrent à trouver des labels. Nous, on va les sortir. Donc là, on va en parler tout à l'heure, mais il y a 2 sorties qui vont sortir. Mais à l'époque, en 94, 95, t'as eu, je pense en plus, t'es bien tombé d'avoir connu Eric et Laurent et tout ça avec Fcom et Fnac Music, parce que c'est une chance énorme, hein, parce que peut-être le fait de... T'étais à Paris à l'époque ou pas? Non, justement, en fait, moi j'étais... je suis parisien, mais j'étais descendu sur la côte pour faire une école de cinéma, et c'est à ce moment-là que j'ai signé sur Fnac. Et c'est l'école où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur du son, et en fait c'est vrai que Eric était vachement content d'avoir une signature qui ne soit pas parisienne, parce qu'il voulait pas non plus que le label soit un label parisien. Enfin voilà, c'était donc
Donc il m'avait dit voilà, on dira sur les bios, artistes niçois, machin. Pas parce que j'étais niçois, mais parce que j'habitais là-bas, quoi. Ok. Mais après, je suis vite remonté à Paris parce que c'est vrai que il n'y avait pas encore Internet et c'est vrai qu'être loin de son label et être loin d'un aéroport, c'était beaucoup plus simple de remonter, quoi. C'est vrai, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, tu travailles, c'est impressionnant. On arrive à faire, on s'est synchronisé notre Ableton Live. Parce qu'à Nocturbulus, on a notre propre cloud, et je me suis amusé, comme j'ai pas mal de connaissances là-dedans, à synchroniser les dossiers de live, et c'est génial. Donc, c'est-à-dire que lui commence son morceau, il commence un prémisse, et il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je lance live et je retrouve son projet direct. Et quand il fait un patch sur son synthé, le patch, je l'ai chez moi. Enfin bref, on a fait un truc. Et ça, aujourd'hui... Avant, c'était de la science-fiction. C'était la science-fiction. Il fallait être à côté. C'est avec Tonio aussi qu'on en parlait. Donc, il prenait l'avion, hop, il arrivait chez... il avait fait des prods avec Vitalik et plusieurs personnes. Alferox. Et lui, il aimait bien se déplacer dans les studios. Et c'est vrai que t'avais pas le choix à l'époque. Et toi aussi, qui as fait pas mal de collabs, t'étais pas trop... Voilà, c'est quand même bien d'être avec la personne. Alors qu'aujourd'hui... si tu sais utiliser les outils, tu restes à la maison, tu es tranquille dans la cambrousse là-bas et t'envoies tes trucs. Aujourd'hui, c'est vrai que tu peux faire de la musique avec des gens que tu ne rencontreras jamais dans ta vie. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est déjà arrivé pour nous aussi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Alors il y a toujours ceux de la vieille école qui vont dire ouais, mais c'était pas comme... Ouais, mais bon, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il faut s'habituer avec le changement et... c'est bien d'être old school, mais il faut pas non plus cracher sur le... Je pense que c'est ce qui se fait aujourd'hui et la technologie. Et on parlera de matos après, mais... Encore une fois, je pense pas que c'est comme dans tout, il n'y a pas une vérité. Ouais. Et il n'y a pas une façon de faire. Exactement. Et je pense aussi qu'effectivement, il faut être attentif aussi aux évolutions technologiques, parce que c'est avec la technologie que cette musique est arrivée quand même. Donc on peut pas vivre dans le passé d'une manière... l'acid house, c'est ça, c'est DJ Pierre qui a tourné les boutons d'une 303 et c'était un accident, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, non, mais en plus, ce qu'il y a de bien avec notre musique, c'est qu'on peut travailler comme on veut. Tu peux faire un mélange des deux, tu peux avoir des machines du VST, tu peux travailler à l'ancienne si tu as envie, tu peux travailler qu'avec du numérique. Les choix, c'est pareil pour les techniques de mix, hein. Tout ça suivi, hein. Les techniques de mix de DJ. Avant, t'avais pas le choix, fallait deux MK2, enfin deux platines vinyle, c'est possible des MK2 parce que sinon ça partait en live complet. Et aujourd'hui, c'est énorme tout ce que tu peux faire aujourd'hui, quoi. Bon, c'est l'éternelle discussion avec Jacques de Marseille qui lui aujourd'hui, qui était resté au vinyle, se dit bon, je vais acheter, je vais commencer à étudier la chose, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je repense à ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, au sujet du début des années 90. Effectivement, l'idée, c'est pas de faire de la nostalgie. Au contraire, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire un pont entre ce qui était intéressant dans le passé et ce qui est intéressant aujourd'hui. Tu disais effectivement à juste titre qu'à l'époque, des fois, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, un son en enterrait un autre. Il y avait une espèce de course à la créativité, c'est un truc de fou. Et les systèmes de production étaient limités. Aujourd'hui, on a parlé des systèmes qui sont quasi illimités, c'est vrai. Mais, sans vouloir faire un reproche, mais on peut constater qu'il y a quand même une espèce d'uniformisation du son. C'est-à-dire que actuellement, voilà, c'est techno-mélodique, tech house, voilà, et tout le monde fait le même son. Et ça dure. Qu'est-ce que tu en penses de ce côté qu'avant, avec des machines et des possibilités limitées, il y avait une explosion de la créativité, et qu'aujourd'hui, alors que tout est possible avec les machines, les gens restent dans un truc un peu standardisé? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, il y a Carl Craig qui une fois a dit un truc très intéressant. Il a dit la technologie n'a pas rendu les gens plus créatifs, mais plus feignants. Donc j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tout le monde utilise quasiment les mêmes outils. Enfin, tout le monde, 90% des producteurs sont sur Ableton Live. Il y a plein de marques qui fournissent des packages de sons, etc. Donc, les gens se retrouvent souvent à utiliser finalement les mêmes ingrédients, quoi. Donc, pour moi, il y a une raison technologique, mais il y a aussi une raison artistique. C'est-à-dire que maintenant, la techno, c'est une musique qui a 30 ans d'histoire. Il y a 28 ans, quand elle commençait, elle n'avait pas d'histoire. Donc tout était à faire, tout était à inventer.
on n'avait pas encore les clichés, on n'avait pas encore les recettes, on n'avait pas encore l'uniformisation, etc. Donc, j'ai envie de te dire, malheureusement, avec le temps, c'est presque mécanique. Et puis, le truc qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est quand même la première fois que 2 générations vont écouter la même musique. Moi, je me suis construit en opposition sur ce qu'écoutaient mes parents, la musique qu'écoutaient mes parents. Et nous, la nouvelle génération et nos enfants n'ont pas la musique qui va complètement foutre en l'air la techno et la ringardiser. C'est vrai. Donc on est dans une situation inédite en fait. C'est intéressant ce que tu dis, Steph, de ce point de vue. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on voit les plateformes digitales, parce que ça aussi ça a évolué, hein, maintenant la distribution est principalement numérique, Beatport, Tracksource, voilà, Bandcamp, on en parlera après, qui est très important. Est-ce que ces plateformes aussi ne poussent pas un peu trop en avant certains styles? C'est la question que je me pose, hein, j'en sais rien. Alors déjà, l'offre est telle que si tu voulais écouter toutes les sorties de Beatport en une semaine, ça serait presque, je veux pas dire une connerie, mais du plein temps, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. T'as intérêt à sélectionner. Ouais. Faudra embaucher un mec pour. Donc maintenant, les DJ n'ont plus le temps, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent par label, par playlist. Donc en fait, mécaniquement, il se trouve que t'as peut-être un top 100 ou un top 500 qui va vraiment vendre un petit peu, et tout le reste qui passe à la trappe. Parce que la manière de diguer, de rechercher la musique, elle permet pas autre chose en fait. Un disquaire, quand il avait un magasin, il avait une limite de place. Il pouvait pas stocker plus de... Et les disques, ça prend de la place. On sait, c'est lourd, c'est encombrant. Et là, maintenant, avec le digital, il n'y a plus aucune limite. Ouais. D'ailleurs, moi, enfin, ton disque dur, mais bon. Des fois, quand je vois les sorties, mes sorties, que ce soit des remixes ou quoi, et que je regarde en quoi c'est classé dans Beatport, moi, je comprends plus la classification Beatport. Ah ouais, t'es pas le seul. Hein. Je pense qu'elle n'a simplement plus de sens. Et en fait, voilà. Je pense que plus rien ne veut rien dire. En termes de style, des fois, j'ai des discussions. Parce que moi je suis un peu comme toi, j'ai plutôt une bonne mémoire et c'est bien quand même d'appeler un chat et un chat de pas l'appeler un pigeon, tu vois. Et c'est vrai que quand j'entends que pour écouter de la techno, il faut aller dans hard techno, pour écouter de la techno, de la trance, il faut aller dans techno mélodique. Quand tu veux écouter de la house, il te faut aller dans tech house. Quand tu veux écouter du garage, il te faut aller dans des trucs clubs. C'est à n'y rien comprendre en fait. Ça ne veut plus rien dire. Et comme disait Dafresh, tu fais un morceau un peu mélodique ou techno un peu trop lent, il va directement dans Deep House. Voilà. Donc je sais pas s'il y a des robots qui font ça. Enfin, bientôt, c'est presque un algorithme qui va classer la musique. Je pense que c'est déjà le cas, hein, moi. Parce qu'en fait, alors nous qui avons accès à une plateforme digitale, on est un distributeur digital, on sélectionne chez notre distributeur le style. Le problème, est-ce que les plateformes, c'est vrai qu'avec Jean, ça serait marrant qu'on vérifie. C'est vrai qu'on n'a pas fait, on a dit qu'on le ferait, qu'on vérifie les catégories de nos sorties. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse pour voir s'ils respectent au moins ce que nous on dit. Voilà, on vous dit ça c'est la techno, ça c'est la techno mélodique, et c'est vrai qu'il faudrait déjà au moins qu'ils respectent ça. Ça ferait qu'on vérifie. Parce que des fois tu comprends pas. Tu vas dans le top 100, parce que moi j'adore la Deep House, je vais dans le top 100 Deep House, je me dis non mais ça c'est pas un morceau Deep House. Ça, c'est... Mais ouais, ça, bien sûr. Et ce qui est terrible, c'est que de la techno, il faut aller dans hard techno pour écouter. Et donc, quand tu veux de la hard techno, il te faut aller dans hardcore. Et quand tu veux du hardcore, en fait, tu sais, il n'y en a pas. C'est ça. Et en plus, ça change dans les années. C'est-à-dire que ce qui était dans Beatport il y a 4 ans dans un style, et maintenant dans un autre. C'est un peu compliqué. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui vont sur Bandcamp maintenant pour supporter les artistes. Que déjà, Bandcamp. Tu as un Bandcamp, Scanix, ou pas? Non, j'y pense. Je pense m'y mettre, ouais. Franchement, mets-toi-y. Alors, mets-toi-y. On peut faire une petite parenthèse maintenant, Jean, sur le Bandcamp. Allez, on fait une petite parenthèse. D'ailleurs, on en parlait avec c'était Electric Rescue, justement, qui nous disait qu'effectivement, c'était vraiment important de l'avoir parce que tu es vraiment en contact direct avec tes fans. Voilà. Tu sais exactement, c'est tout. Il n'y a pas de filtre. Et c'est vraiment super. Alors, j'essaie juste de mettre mon écran. Anthony Dan dit, comme à son habitude, Stéphane a un discours très clairvoyant sur notre mouvement. On boit ses paroles. C'est tout à fait vrai. Il y a Nikita qui nous a rejoint aussi. Ouais, salut Nikita. Et Nikita qui se répond elle-même, qui se fait coucou elle-même, qui se répond à son propre commentaire, donc ça me fait rire. Pourquoi je trouve pas l'écran? Ça commence. Ah si, c'est là. Voilà.
Donc du coup, Bandcamp, pourquoi c'est important Bandcamp? On va expliquer. Ça, c'est le Bandcamp de Nocturbulus. Tu le vois, Stéphane, là, dans ton retour? Ouais, je le vois, ouais. L'avantage de Bandcamp, alors déjà, ce qui est fabuleux, c'est qu'on est en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. La seule intermédiaire que vous avez, c'est Bandcamp qui prend. Je vais vous donner un exemple. Je crois qu'on touche sur un morceau d'€1. Ils prennent. Nous, on touche 93 centimes. 12%. Donc voilà, donc ça vous donne à peu près la marge. Et déjà, on gagne beaucoup plus d'argent avec Bandcamp que toutes les autres plateformes confondues et mélangées, Beatport ou autre. Voilà. Et l'avantage, on vous met des petits cadeaux, des petits exclus, des petits vinyles, des petits bootlegs de Jean Bruce. Donc ça, c'est le Noctuboot. Le fameux Cocaine, par exemple, si vous voulez supporter avec le fameux remix d'Unwelt. Et de millimétrique. Et de millimétrique. Et de nous, de Jean Bruce. Alors, tu es au courant de ce projet dont on a parlé, Steph? La ressortie de The Max Cocaine qu'on a sorti? J'ai été sur votre site et je l'ai entendu, ouais. Ouais. Et donc, faut savoir que c'est notre premier carton, on va dire. C'est notre premier véritable carton. Pourquoi? Parce que. Donc, quand même, faut rester. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais c'est pas non plus. C'est la première fois que ça nous arrive où on est, regardez, en rupture de stock au niveau des vinyles. Donc là, on est chez DJ.de, c'est notre distributeur vinyle. Il y a marqué Collecting for Repress. Alors, je vous conseille que si vous le voulez, achetez-le sur DJ.de. Comme ça, plus vous l'acheterez et plus le repress va être fait rapidement. Voilà. Donc, on a vendu tous les exemplaires en un mois. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça nous arrive. Je crois que toi aussi, Stéphane. Comment? Vous l'aviez pressé à combien de vinyles? 300. Ah, c'est pas mal. En un mois. Aujourd'hui, c'est pas mal. C'est parti en un mois. En un mois, c'est beau. Une vente moyenne, aujourd'hui, on est dans les 230. Ouais, c'est ça. 220, enfin, c'est... Alors, j'en profite pour vous dire que il reste aussi des Noctus 004 avec Judy McBride qui nous avait fait un track. Enfin, on avait ressorti un track. Ouais. Le vinyle est marbré, c'est un collector qu'on a fait. Il reste quelques exemplaires, mais vraiment, on avait regardé, mais très peu, une dizaine même pas. Donc que vous pouvez acheter encore sur DJ.de. Il nous reste aussi le 5e qu'on a fait avec du Mark Archer quand même, Olivia Belouz de T99, ça te parle je pense, Stéphane. Ouais. Voilà, Minimum Syndicat, nos copains qu'on a ressortis. Il reste encore des exemplaires, mais ça, à force d'en parler dans les émissions, on vous remercie parce que on a un peu plus de ventes que d'habitude, donc comme quoi que vous avez envie de nous soutenir et on vous remercie. Voilà, donc du coup le Bandcamp, pour revenir sur Bandcamp, voilà, c'est très simple à faire. Stéphane, fais-le vraiment. Et surtout, vous supportez l'artiste. On va vous préparer des petites surprises. Vous êtes nombreux à nous demander des t-shirts. On va enfin les mettre en vente sur Bandcamp. Faut juste que Jean-Bruce et moi on trouve le temps de le faire. Mais on va se débrouiller, on va vous faire ça. En plus, je vais être en vacances dans pas longtemps. Donc on va vous faire ça. Alors sur le live, il y a un petit. Je rebondis sur notre discussion qui était juste avant. On était sur Beatport avant d'être sur Bandcamp. Michel nous dit faut déposer la question au créateur de Beatport et Boris dit est-ce que c'est Richie Houghton? Je pense pas que ça n'a rien à voir avec Richie Houghton. Si Richie Houghton a un lien avec Beatport. Ouais, si. Ouais. Oui, si. Comment c'est possible? C'est quelqu'un de très pointu. Parce que Richie Houghton c'est un des. Voilà. Alors, si tu connais l'histoire, je ne la connais pas. Quand Tractor, enfin quand le je crois que Richie était à l'origine de ça. Et quand la musique s'est vraiment dématérialisée, mais dans le fait de pouvoir la jouer, l'idée de Beatport était une évidence en fait. Oui. Et à partir du moment où il y avait Final Scratch, oui. Le fait de pouvoir jouer avec 2 vinyles de la musique digitale, forcément il fallait une plateforme d'achat. Donc en fait, si Richie était à l'origine. Ouais, mais t'as raison, Steph, ça me revient maintenant. Merci du coup, sur le live de vos précisions, les gars. Merci. Et c'est intéressant si un jour on a l'occasion de discuter avec Richie, ce qui peut arriver maintenant. On lui posera la question parce que c'est vrai que ces plateformes, ce serait intéressant qu'un jour, on a tellement d'émissions à faire, on va les faire. Mais ça peut être aussi intéressant qu'on interviewe les créateurs de cette révolution, parce qu'on peut dire que c'est une révolution quand même. Que tu as parlé de Final Scratch, et c'est vrai que Final Scratch c'était sous Linux, la toute première version, je me rappelle. Ouais. C'était un truc de fou, quoi. Moi, je me rappelle, j'étais allé l'essayer à Montpellier, je sais plus comment il s'appelait le magasin. C'était Rod, ton copain Rod, Nicolas Guerrier, qui est sur le chat, qui nous fait essayer ça. J'étais là, on met un MP3, puis on joue un vinyl time codé. Et puis il n'y avait pas beaucoup de latence dès le départ, en fait. C'était impressionnant. J'ai dit, on peut scratcher.
Je dis, mais c'est génial! Alors, ça marchait que sous Linux, parce que c'était des geeks qui ont fait ça, visiblement. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de s'intéresser à cette histoire, parce que ça a été une véritable révolution, hein. Et je pense que tout est parti de là, et je pense que Richie Houghton s'est dit, bon, ben, maintenant, j'ai plus envie de sortir mes vinyles, il faut trouver une autre solution, quoi. Et je pense que la distribution digitale, il y avait Apple avec iTunes Music à l'époque, pas iTunes Music, pardon, iTunes Store. Sur iTunes, il y avait tellement peu de choses en électronique, c'est clair. Donc c'est Apple, Steve Jobs qui avait lancé, il faut dire ce qui est, enfin, qui a peut-être pas eu l'idée, mais qui a lancé, on va dire, le premier grand magasin de musique, c'était Apple, hein, c'était iTunes avec son iPod, hein, quand l'iPod est sorti en 2001. Je vous rappelle que ça aussi, c'était une révolution, pouvoir stocker de la musique sur un appareil. Il y avait, je crois pas dire de conneries en disant que Steve Jobs n'a donné que 2 interviews en France. Et il en a donné une interview chez Deniso, où en fait il expliquait l'iPod, tu vois. Donc il commence à expliquer, et c'est vrai que tu voyais sur le plateau que personne comprenait. Et sauf qu'à un moment donné, il donne une image qui est très intéressante. Il dit voilà, tout le monde a une collection de disques chez lui, mais en fait la musique tu l'écoutes jamais chez toi. Tu l'écoutes en bagnole, tu l'écoutes au bureau, tu l'écoutes quand tu pars en vacances, etc. Et l'idée qui était révolutionnaire, c'est de pouvoir emmener sa collection de disques avec soi. Ouais. Ça, et personne n'y croyait au début. C'est pour ça que moi j'avais revu cette interview, et c'est vrai que il explique son truc, et les gens se disent mais de quoi il parle, quoi. C'est clair. On sortir un iPod qui avait la gueule d'un paquet de clopes, quoi, grosso modo. C'est clair, hein. Et moi, alors, je travaillais chez un revendeur Apple en 2001, sur Montpellier. Et Apple, Apple à l'époque, c'était en France, c'était un peu spécial. Apple France, donc, qui était basé à Toulouse. Il y avait Paris, il y avait une succursale à Toulouse. Et la succursale de Toulouse invitait tous les revendeurs du Sud. Et à l'époque, j'en faisais partie, donc je suis allé à Toulouse. Et non, je lui dis une bêtise. Ils sont venus à Montpellier, parce qu'il y avait pas mal de revendeurs à Montpellier. C'était à l'hôtel Pullman, je sais plus quel est l'hôtel Pullman. Et là, ils nous ont présenté l'iPod, le tout premier iPod que j'ai pris dans mes mains en disant mais what the fuck, quoi, comme tu dis, un paquet de cigarettes, là j'ai fait là-dedans, mais tu... Et en plus, c'est Apple qui fabriquait des ordinateurs, on se dit mais qu'est-ce qu'il lui prend, quoi, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il vient faire? Voilà, bon après ça a eu le carton que tout le monde sait. Et à l'époque, c'était quand même déjà 10 gigas, je crois, le premier modèle, je sais plus, c'était directement 30, non, je crois que c'était 10 gigas. Non, 10 gigas d'MP3 à l'époque, c'était, mais en 2001, c'était, tu vois, effectivement, il avait raison de t'apporter ta collection de CD partout. Et c'était un mini disque dur qu'il y avait dedans, c'était même pas de la mémoire flash, hein, donc. Ah oui, c'est clair. Et je pense que tout ça aussi a fait partie. Et donc au début, donc ça c'était pour les particuliers, on va dire pour ceux qui écoutaient leur musique. Mais c'est vrai que Final Scratch qui est arrivé quelques années plus tard, je crois que Final Scratch c'est 2007, je dis pas le bêtise, ou 2005, je sais plus. On regardera, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. Et c'est vrai que les DJ se sont dit, si maintenant on peut mixer des MP3, parce que les DJ ont téléchargé des MP3, genre rappelle-toi Napster, je pense que tu as connu Steph Napster, le tout premier... Oui. Qui n'a pas connu Napster avec son modem, avec son abonnement infini chez AOL? Bon, Benjamin, on peut pas téléphoner, oui, mais on s'en fout, c'est pas grave. Tu appelleras demain, j'ai besoin de la ligne internet. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, alors pour les jeunes qui sont nés dans des fin des années 90 ou début des années 2000, sachez qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était soit on téléphonait, soit on faisait de l'internet. On pouvait pas faire les deux en même temps. Ça vous paraît fou, mais c'est la vérité. Donc du coup, on était là et on mettait pour télécharger, on allait sur Jacksonville, je me rappelle. Alors c'était mal, c'était du piratage, hein, on le dit, hein, à l'époque. Mais on téléchargeait des morceaux qu'on pouvait pas, quand je chopais plus en vinyle parce qu'ils n'existaient pas. Et on mettait 1 heure, des fois, genre, rappelle-toi, 2 heures même, pour télécharger un morceau. Et une fois qu'on l'avait, rappelle-toi, on est là, on écoutait, le son était bon, même si c'était des 128K. Le 320K était pas très répandu à l'époque. C'était du 128 parce que la connexion, voilà. Mais qu'est-ce que c'était une révolution, quoi. Et après, on s'est dit, mais bon, on peut rien faire, quoi. On l'apporte dans une soirée, tu le graves sur un CD, le son est pourri. Tu vas sur une platine Denon, à l'époque, ça n'existait pas, les pionniers CDJ, c'était les Denon avec le pitch. Ceux qui sont sur le chat qui ont connu ça, c'était des Denon, mais c'était pas évident à mixer avec, à part Sébastien qui lui est arrivé, mais bon, lui, il arrivait à mixer avec n'importe quoi. Donc du coup, et après, c'est vrai que quand le Final Scratch est arrivé, mais what the fuck, on peut prendre un vinyle et mixer un MP3. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé dans les autres émissions de ça, et c'est intéressant qu'on en parle ce soir. Ouais, c'est vrai, on n'en a jamais parlé. On n'a jamais parlé de cette révolution, et ce qu'a donné le départ d'aujourd'hui. Hein. Alors, on a Stéphane Sadou sur le forum qui nous dit, pour revenir à Beatport,
D'après les équipes de Beatport, les genres sont assignés par les labels lors de la mise en ligne et les staffs Beatport opèrent manuellement des vérifications pour s'assurer que les genres sont bons. Mais entre le problème de la quantité des sorties à vérifier ça, ouais. et la définition des genres qui deviennent assez hasardeux, l'apparition de peak time driving, etc. est assez édifiant. Ouais. Ouais. Donc c'est c'est... Après, il faut se mettre à leur place, hein, comme tu disais, Stéphane. Tu reçois, je sais pas combien de sorties par jour. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est. Et c'est compliqué pour la promotion aussi des petits labels. Forcément, c'est compliqué d'être mis en avant. Et aujourd'hui, un label comme nous, nous, ça va, on a le vinyle et voilà, on signe des gens. Enfin, on est passionné, donc on commence à avoir une petite base de fans. Mais c'est vrai qu'avant d'être arrivé dans le top 100 de Beatport autres, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave, on a Bandcamp et l'important c'est que on se fait connaître petit à petit, quoi. Alors du coup, Jean, ce que je te propose, parce qu'on n'a pas trop écouté de morceaux encore de Scanix, est-ce qu'on lui demande à Scanix, parce que je sais, j'ai le flyer de 95 là sous les yeux là. Est-ce que tu veux parler de Planète maintenant, cette soirée, et avant d'aborder un peu ta discographie, ou pas? Bah, écoute, ouais, parce que c'est vrai que Est-ce que c'est lié parce que tu avais commencé déjà la musique, toi? une soirée un peu emblématique. Je vais mettre le flyer. Ouais. Est-ce que derrière on arrivera à lire? Je vais essayer de zoomer un peu. J'ai l'arrière. Ouais, on arrive à lire. Ouais, DJ Deep, Saint-Germain, Master at Work, Green Velvet, Derrick Carter, Ralph. Oh, Laurent Garnier, Neil Armstrong, Scanix, Miss Jax, Chemical Brothers, Joe Swings et José Padilla. C'est n'importe quoi en fait. En fait, cette soirée, elle est emblématique parce que on peut considérer que c'est la première rave officielle en France. Elle était où déjà? À Rennes, au Transmusical de Rennes. Oh là là. Voilà. Et en fait, donc là, on est fin 95, pour resituer un peu. On commence à être un peu dans la chasse aux sorcières en France. Ouais, de la techno et des rêves. Voilà, des rêves, c'est un style qui dérange, etc. Et il y a les trans qui ont quand même le courage de se dire on fait la première rave officielle. Et encadré, on va dire, et dans les normes. Bah voilà, en fait, c'est dans un festival, on va dire traditionnel, il allait y avoir une rave, ce qui n'avait pas eu lieu. Et là où cette soirée est géniale, c'est qu'en fait, on était en plein blocage français à cause des grèves. Oui, Donc il n'y avait plus de transport, etc. Toutes les soirées au trans se sont plus ou moins plantées, sauf celle-là. Parce que les gens avaient tellement l'énergie et l'envie d'y participer, ils ont fait du covoiturage, etc. Il faut quand même rappeler que même les pompes à essence, il y avait un blocus sur l'essence, etc. Donc elle a eu une saveur particulière. Et moi, c'est une des premières fois où j'ai lâché Earthquake. Donc ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a fait une captation. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est devenu le clip. Donc c'est une soirée qui aurait pu être géniale, mais finalement sans en garder quand même une trace. Mais là, on a une vidéo et on a quelque chose, quoi. Faudrait que je la revoie. Il y a la vidéo, mais la vidéo des extraits ou c'était carrément... Ah non, c'est devenu mon clip. C'est devenu un clip. Ah d'accord. Ouais, carrément. Le clip d'Earthquake, en fait, c'est ça? Voilà. Et pour l'anecdote, moi, je jouais vraiment en hauteur sur une espèce une sorte d'échafaudage. Et pour faire la captation, l'équipe vidéo qui travaillait dans l'autre salle a dû courir entre le live d'avant et le mien pour monter tout l'équipement vidéo, etc. Et en fait, ils galéraient parce qu'ils étaient que deux. Et en fait, à un moment donné, ils voient deux mecs, des roadies, enfin des techniciens parler en anglais, et ils leur disent ouais, mais au lieu de rigoler, essayez de nous aider. Donc les deux mecs les ont aidés. Donc ils arrivent tout en haut de là où je jouais, ils commencent à installer, etc. Et il y avait Laurent Garnier qui était là. Et Laurent Garnier commence à dire au mec de la vidéo, ah mais en fait vous connaissez les Chemical Brothers. En fait les deux mecs qui pensaient pour être des techniciens, c'était les Chemical Brothers.
Tu m'étonnes, mais eux, si mes souvenirs sont bons, ils venaient avec un studio complet, eux. C'était. Beaucoup de matos. Ils venaient, c'était carrément. Ils venaient avec des modulaires sur scène. Ah, ils se déplaçaient avec leur studio, carrément. Il y avait toutes les machines, tous les trucs. C'était un truc de fou, quand je vois les photos de. Vous êtes un technicien? Non, les Chemical Brothers. C'est quand même fou, c'est génial. C'était vraiment, on va dire, un des tournants en France de cette musique, quoi. Mais on s'en rendait pas compte sur le moment. C'est vrai que quand tu vois rien que le plateau et ce que tu nous expliques là, c'est vrai que et les circonstances, c'est vrai que alors et du coup celle-là, j'avoue, je la connaissais pas, j'en avais pas entendu parler. C'est génial. Ouais. Celle-là, c'est vrai pourtant on en connaît des anecdotes. Jeff dit excellent et Nicolas dit géant. Et ouais, mais c'était. Et Laurent dit énorme. Voilà, on a tous les superlatifs. Voilà, on aime ce genre d'anecdotes, si t'en as d'autres, surtout t'hésites pas. Je remets vite fait le fly quand même. Je remets quand même le fly. Légendaire, on peut dire. C'est pas trop. Qu'on va archiver. On l'avait pas, Jean, je crois. Non, j'avais pas. Non, on va l'archiver. Merci, Steph, de nous l'avoir envoyé parce qu'on n'avait pas. Parce qu'on est des. Ouais, on peut le dire, collectionneurs de fly, on est des archiveurs, on a une grosse archive de fly dans nos. Moi, j'ai quasiment tous mes fly numérisés. Ah, ben n'hésite pas à nous les envoyer parce que nous, on archive tout aussi. Et dans nos émissions, c'est très utile d'avoir ça. Pourquoi il y a un petit astérix? Live Act, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. Ouais. Donc là, l'instrument en live. Toi, tu étais en live, les Chemical forcément en live avec leur studio complet. Saint-Germain en live et Green Velvet. Et Serge Germain qui n'a pas fait énormément de live, si je me rappelle bien. Non. Donc il en a fait un au New York. Il en a fait un au New York à Pesnas. C'était peut-être la seule boîte de nuit qu'il a fait dans sa carrière. Je n'ai dû en faire d'autres, mais. Je vois très bien, j'y ai joué au New York. Bien sûr. Ah, t'as joué au New York aussi. Faut que tu nous vas-y, raconte-nous. Alors là, ça nous intéresse. Boîte précurseur dans le sud de la France. Du New York, vas-y. On devait être entre 92 et 94, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Garnier venait faire des mix en 92. Voilà, mais j'ai pas vraiment de souvenir du New York. En fait, je sais que j'y ai joué, mais j'arrive même pas à me représenter le club en lui-même. Ah, c'est un tout petit. Enfin, c'était un petit endroit à la sortie d'un village. Tu vois, c'était vraiment pas. C'était dans la Cambrousse, à la sortie d'un village, et c'était fou, parce que, comme on le répète, bon, il y a Fred dans le chat, mais à part, il y avait l'Enfer à Dijon. Le Rex est à Paris, le Boy, toutes ces boîtes-là, et à Pézenas, dans le sud de la France, à côté de Béziers, il y avait le New York, avec Laurent Garnier qui venait mixer plusieurs fois en 92. On a le fly, je l'ai pas là, si j'ai le temps, je vous le chercherai. Ouais, on l'a, mais si je t'ai faut le chercher. Et au New York, la première Boralis surtout, qui est sur le parking du New York, avec la fameuse anecdote de la sirène des pompiers. Après, le sud de la France était quand même très très actif. Le sud-est était très actif à cette époque-là. Ouais. Surtout à partir de 93-94, quand les sales gosses ont commencé à faire leur teuf. Ouais. Il y avait quand même. Moi, je me souviens, je jouais. Je venais au moins 6-7 fois dans l'année dans le sud de la France. Ouais, c'est ce que nous disait Tonio, pareil. Tonio, à l'époque, il jouait plus souvent dans le sud que dans le nord. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est presque. Et Fred Duméli demande est-ce que tu as donc tes premiers fly quand tu avais joué à l'Enfer? Tu te rappelles, Fred Duméli, c'était le gérant de l'Enfer de Dijon. Écoute, je les ai. Je crois que je les ai. Ouais. Normalement, j'ai quasiment tous mes fly. Ah, ça c'est chouette. Ça c'est bien d'avoir ce réflexe d'archivage. C'est quand même partie de l'histoire. Parce qu'à l'époque, tu l'as fait. Comment tu les fly? T'as toujours regardé tous tes fly comme ça dès le départ? T'as eu l'idée de le faire? Après. J'ai voulu en récupérer pas mal, donc j'ai un peu fait appel à ma communauté sur Facebook. Ah, cool. Ouais. Et on m'a vachement aidé. Ça, c'est génial. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message. Nous aussi, sachez qu'il y en a qui l'ont fait, qui nous ont envoyé des fly. N'hésitez pas à nous envoyer par Messenger ou ce que vous voulez, vos archives de fly. Surtout quand vous savez qu'on va recevoir un artiste. Même si on l'a, c'est pas grave, ça se trouve, vous l'aurez en meilleure qualité que nous. Je voudrais les remercier. Il y en a un qui, je sais plus qui je sais plus quel était notre invité, mais il a pris l'initiative de nous envoyer quelques fly. Et je crois que il y en avait 2 ou 3 qu'on n'avait pas. Et du coup, on a pu parler d'une soirée dont on n'aurait pas parlé si il ne nous les avait pas envoyés. Donc, effectivement, n'hésitez pas, si vous voyez qu'on va avoir un invité, de nous envoyer vos souvenirs ou le fly. On m'avait envoyé une vidéo, c'était Anthony Adam, mais c'est vrai que j'avais pas pu la passer, c'était compliqué. Maintenant, j'ai un moyen de les récupérer, les vidéos, même si elles sont sur YouTube, je peux les ripper et pourquoi pas en passer ici pendant l'émission. Comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même pas. C'est de l'histoire. On arrive dans une période, et nous, Jean, on est très collectionneurs, très historiens. Et
même si on est vachement spécialisé dans certaines périodes, mais c'est pas grave. C'est un peu un devoir, et ces émissions d'ailleurs font partie et feront partie de l'histoire, hein. Peut-être que d'autres en feront, mais en tout cas, l'idée, c'est que voilà, cette interview, tous les interviews qu'on a fait, soient archivés, et qui sait, ça se trouve dans 40 ans, quand on parle de musique, les nouvelles générations, il y en a qui sont très très avides de connaître un peu les fondamentaux historiques. Il y a un manque, il y avait un trou là-dedans. Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que moi j'ai rencontré, je le dis à chaque fois, mais parce que c'est important de le préciser, j'ai rencontré des petits jeunes. Quand je dis petits jeunes, c'est une vingtaine d'années, hein, c'est 20 ans, 21, 22, 23, qui, comme tu le disais, sont friands d'histoire. Tu as fait une rave dans les années 90, pour eux, il faut que tu leur racontes ça comme si c'était Woodstock, tu vois. Ouais. Et en fait, on se rend plus compte, les gens de nos générations, ceux nés dans les années genre 70, et pour certaines années 60, on se rend pas compte que tout ça, ça peut avoir de la valeur pour des petits jeunes. Autant que le rock a eu des... Voilà, le rock, ça n'a pas démarré dans les années 2000. C'est intéressant de demander à des gars qui ont vécu les années 70. Moi, je suis pas rock. Je parlais hier avec un gars qui avait vu Kiss en concert en 79. Ben forcément, j'ai posé 1000 questions, même si je suis pas fan, parce que il fallait qu'il me raconte, quoi. C'est important. Savoir comment ça se passait. Et c'est vrai que cette première rêve là que tu as vécu, Planète, une des premières rêves officielles en France, ça fait partie de l'histoire aujourd'hui. Festival presque, c'est presque même pas c'est un festival rave, même, c'était un festival. Mais à l'époque on appelait ça rave. Les raves en France étaient soit dans des hangars, dans des warehouses, etc. Mais là c'est la première fois qu'un festival historique, les transmusicales, ça existe, je sais pas, depuis peut-être 30 ou 40 ans. Voilà, donner une salle pour faire une soirée électro, quoi. Donc pour moi c'était, après il y a eu le printemps de Bourges, donc moi je l'ai fait aussi en 96. Enfin, après ils ont tous suivi parce qu'ils se sont rendus compte que bah oui, ça se passe bien et qu'il n'y a pas d'incident et que les gros clichés liés à cette musique étaient surtout souvent véhiculés par un monde de la nuit qui avait peur de voir son monde accaparé par une jeunesse qui avec des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait, quoi. C'est Fred Dumilly qui pourrait nous en parler quand on avait reçu Tonio, justement, l'anecdote que l'enfer à Dijon, c'était rock au départ. Oui, je sais. Ouais. Et il y a eu une mutation, Tonio nous expliquait qu'il y avait une mutation, il faisait rock au début jusqu'à telle heure, et après ça partait techno. Donc il y avait encore les rockers dans la salle. Donc à chaque fois, j'ai dit, mais c'est facile à gérer ça. Et après, bon, ils ont direct... Fred, tu me dis si je me trompe, mais après vous avez décidé de petit à petit supprimer le généraliste et le rock, et c'est devenu 100% musique électronique, quoi. Mais il fallait prendre le risque de faire des boîtes électroniques, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein. Et on remercie ceux qui s'intéressent au New York, je vous invite à regarder l'émission de Sébastien, où on a Jean-Yves Scarpita, qui était le patron de l'époque, hein, on a bien parlé. Alors là, si vous voulez l'historique de New York, vous avez ça. Si vous voulez de l'historique de l'enfer de Dijon, vous regardez l'émission de Tonio. Et peut-être qu'un jour on invitera Fred Dumilly. Oui, bien sûr, mais c'est obligé. On passera après. On va faire tous les acteurs. On fait d'abord les artistes, mais on va un peu varier, hein, pour vous donner un peu l'avenir de l'émission. On va aussi avoir d'autres intervenants, justement des patrons de bois, tout ça, de mythiques, qui nous raconteront un peu. Comment s'est passé les risques qu'ils ont pris et comment ça s'est passé. Et tu parles de la répression, Steph, ils l'ont vécu aussi. Nous, on l'a vécu au New York. Le New York a fermé à cause d'une histoire de drogue, à la con, que c'était pas vraiment ça, mais ils ont profité d'une petite anecdote pour fermer la boîte pour une saisie de rien du tout, en fait. Il y avait c'était une chasse aux sorcières. Ah ouais, c'est ça. Et à l'époque, nous, il y avait un commandant de gendarmerie qui était qui faisait la guerre je dirais pas son nom parce qu'aujourd'hui il est décédé, mais qui faisait la chasse à toutes les raves, hein. Max Salgos en parlait aussi. Max, je vous rappelle, le Salgos, si vous regardez son émission, hein, qui a fait de la prison à cause de ça, si vous voulez regarder cette émission, si c'est intéressant, où il parle, il raconte comment il a vécu, les soirées, les manifestations carrément à Montpellier, pour la musique électronique, quoi, pour dire laissez-nous faire la fête. Ouais, ils étaient traités comme des gangsters, quoi. C'était illégal, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça que quand malgré tout il y a eu la première techno-parade en 98, pour nous c'était quand même une victoire, quoi. Ouais. Avoir 250 000 personnes dans la rue qui arrivent à la Bastille, oui.
Ouais, Mhm. ouais, c'est sûr. Ça avait que une a grosse été- valeur symbolique, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Là, je reviens sur les petites anecdotes qu'on dit dans le live. Il y a Philippe Bernat qui parlait des soirées au Phébus avec Sinclair et Jérôme Lassourie. Je sais pas si t'as connu ça. Ouais, ça c'était très très tôt, ça c'était 92, je crois. D'accord. Il y avait Fred B-Side aussi, il y avait. Je crois que j'y ai joué là-bas aussi, ouais. Au Phébus. On n'en a pas eu trop parlé de cette boîte. Tu vois, on a évoqué pas mal de clubs. Mais je crois que ça s'est arrêté assez vite. Je crois que de mémoire, ça s'est arrêté en 94, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ah ouais, donc au moment où ça commençait à prendre, ça c'est. D'accord. Soirée à la Scatola avec Sprit. Énorme. Et Fred Duméli qui reparlait de l'anecdote que des gars qui demandaient à Laurent Garnier de passer des Beatles, qui n'avaient pas compris peut-être les tenants et les aboutissants. Ouais, ça c'est sûr que. Bon, quoique il aurait pu le faire hein, pour la déconne, je pense, mais c'était voilà, mais pour la défense, pour le second degré, mais T'as On les dit que cactus la caméra, Tu peux jouer les cactus la caméra est floue. Il y en a qui disent sur la caméra de Stéphane, non? Elle est. Non, c'est que peut-être il manque de lumière, Stéphane. Non, les. Bah, il est tard, les garçons. Hein. Non, ça va. Après, attends, qui c'est qui m'envoie Ok. La boîte gay LG y est passée. Ah ouais, mais c'est Antoine qui dit que je suis flou. Ah. Ah oui, effectivement. Ah Antoine, oh purée, j'avais pas vu qu'il était avec nous. Salut Antoine. On a Electric Rescue avec nous. J'avais pas vu, je sais pas combien j'ai fait. J'avais pas vu. Salut Antoine. Salut. Donc du coup, Peter Black aussi. t'as alors dit, pardon. on a toujours pas écouté des extraits de. Bon, on a va écouté arrêter, tout à l'heure. on va parler un peu de toi maintenant. Alors attends, non, c'est juste que on a. Ah bah, on bon- peut faire la transition si Antoine est là. Ouais, Ah oui. ben ouais. Donc du coup, donc on a écouté tout à l'heure un de tes premiers maxi. Donc on va revenir un peu en 93, 94. Si tu peux nous raconter, donc du coup, bon, t'as déjà raconté, bon voilà, avec Fnac Music. Si on parle de la suite 94, parce que moi je parlais de Liquid Metal parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs dans mon cartoucheur j'ai pas le reste. Donc après ça continuait, je crois qu'il y en a eu 2 sur Fnac Music, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et il y a après eu c'est deux devenu FCOM. Tout à fait, ouais. Ouais. En fait, Fnac a fermé parce que il y avait une division, il y avait de la variété française, etc. Et ça marchait pas assez, quoi. Donc voilà. Nous, on coûtait rien. Hein. On vendait nos 1000 disques à l'export et on demandait rien. Donc tout allait bien, quoi. Ouais. Mais voilà. Donc après, c'était le moment où effectivement FCOM a été créé en avril 94. Ok. Et Liquid Metal, est-ce que c'est le premier EP? C'est Random Access? Attends, je vérifie. Ouais, c'est le premier. Bravo. Random Access. Allez, on va écouter un extrait. On va mettre un peu de musique quand même. On va faire attention. Je sais pas si ça va nous couper pour ça, Facebook, mais faut se méfier quand même. Hein. Le dieu Facebook est toujours par là. Les pochettes, normalement, je les ai. Alors, celle-là, non, je l'ai pas, mais c'est pas grave. Je l'ai là. Vous affichez l'écran, c'est pareil. Belle intro en tout cas. Ah oui, tiens. Oh, tant qu'on y est. Quels étaient bon, parce qu'après t'y passais, t'avais ton W30, t'avais ton sampler, mais après au fil du temps, au niveau des machines, parce que bon, on aime bien parler aussi machines, on se lâche un peu, même si des fois c'est pointu, mais c'est pas grave, les gens après peuvent chercher de leur côté. Comment tu as évolué au niveau du temps sur ton mode de prod, de production, les machines Tu peux en parler un petit peu? Alors moi, j'ai toujours été très sampleur. Ouais. Quitte même à utiliser des formes d'ondes simples. Donc j'utilisais des fois le sampler comme un synthétiseur. Donc ce qui me permettait d'avoir plein de textures différentes. J'avais des banques entières de formes d'ondes très simples qui venaient de différentes marques et différentes synthés. Ce qui me permettait des fois d'avoir un grain Moog, un grain Oberheim ou un grain sans avoir les machines. D'accord. Là, Et, tu réclames le visuel matos. Ouais. Alors le visuel matos Nicolas, faut que je le retrouve. Hein. Mais je vais le mettre, allez. D'accord. Ah, donc ouais, donc vraiment c'était dans le sampler. Et à l'époque ces samplers, donc quels ont été tes samplers après le W30? T'as eu quoi comme J'ai eu le S1000, j'ai eu S1000? le S3200, Oui. S3000 et S3200.
toute la toujours série resté- Akai. Et après, j'ai acheté un peu d'analogique, je sais pas, vers 97. J'en avais un peu marre des sampleurs. Donc j'ai acheté, j'avais un ATC Studio Électronique qui est un espèce de mini Moog en rack. Uh-huh. J'avais un Orlid, donc ça c'est par contre c'est numérique. Oui. J'avais un Waldorf Microwave. Ouais. Voilà. J'ai jamais eu un très très gros studio parce que je pense que c'est très facile de se perdre quand on a trop de matériel. Ouais, l'avantage du sample, Ça en c'était plus, un du débat. sampler, Ça, c'était des débats on l'a eu ce débat. Hein. et vu ta façon de travailler avec le sampler, en plus, t'as pas forcément besoin d'énormément de choses. Non, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que t'avais quand même des effets? J'avais 2 DP4. Ah d'accord. N-Sonic DP4, le fameux multi-effet. Nico l'avait d'ailleurs celui-là, Nicolas je crois. Nicolas, il a, oui. Là tu vois Nicolas, j'ai mis ton overlay avec le matos. C'est là. beau. C'est beau, hein, on voit plein de Des belles machines, ça y est. machines. Et ah, mais on n'a pas mis le DP4. Ah bah, tu vois, voilà, on le rajoutera dans Il y a la liste. Panchez Renault sur le live qui dit que le Technorama de Coda en 1996 avait parlé de ton poste de travail et que ça avait été très instructif. Donc du coup j'irai chercher ça. Ça serait intéressant si quelqu'un a l'article, s'il Je peut dois nous l'avoir, je les l'envoyer. ai jusqu'en 96 les Coda. Ah. 7, 96, 97. Et je me souviens vaguement de cet article. Ouais. Moi c'était celui de Pac-Man qui m'avait marqué, qui était super. Ça m'a aidé d'ailleurs, ça m'aidait pour mes propres... parce que comme tu le disais, il n'y avait pas internet. Donc on attendait Coda et Technorama pour voir comment on pluguait tel truc. Ah, on peut passer un synthé à travers un autre. Ah bon, je vais essayer. Etc, etc. Alors du coup, on va revenir et on parlera justement de l'évolution un peu de ton son. On va regarder ça. Je vais retrouver ma page Discog. Alors, donc du coup, grosse période énorme, hein, parce que FCOM, je vois, alors après, il y a peut-être les remixes, mais FCOM c'est jusqu'en 2005. FCOM s'est mis en sommeil en 2008. Alors, F Communication, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai Breakdown. Ça c'est sur le même EP, ouais. Ah non, c'est sur un autre EP ça. Alors Breakdown, on peut regarder, hein, Breakdown, c'est sur quel EP? Est-ce que c'est sur le Instinct Mind? Non, c'est sur celui d'après. Sur Blue, après il y a Bleu EP et Westland. Alors Bleu EP Westland. c'était un maxi tout seul et Westland comme Earthquake sont les 2 maxi extraits de mon premier album. Alors Westland, je regarde, hein. Album Chroma. Oui, il y a des extraits effectivement, des maxi effectivement, qu'on retrouve sur ton album Chroma Alors, en c'est sur 1996. C'est sur Ouais. Intrinsic Mind, Breakdown. Ça y est, Voilà, faut- donc là on est en 95. c'est ça. Alors, je voulais t'en parler de ça. Alors ce son là, fait très, c'est un sample de... C'est un Moog ou c'est une TB? J'ai du mal à reconnaître là, tu vois. Et bah là, ça va être, je crois que c'était une forme d'onde d'ANSI dans un sampler, totalement trafiqué. Une fois de plus, très bien produit, hein. On est quand même en 95. En 95, tout n'était pas forcément bien masterisé. C'était un peu le bordel des fois, hein. Ah bah il y a des trucs qui sont maintenant injouables en fait. C'est compliqué de les mixer. C'est vrai, j'avoue. Ouais, mais à l'écoute, on y revient toujours, il y a ce standard de... Il y a quand même un mix qui est propre. Hein, et Je vous mets la pochette là. Et là, c'est pratiquement donc que du sample alors. Ouais. Ah, c'est marrant. En fait, t'as la Là- même façon que Jean Brice de travailler, mais sauf que lui faisait. c'est arrêté. Là, mon retour de mémoire, c'était fait uniquement avec un S3000. Ouais. Comme quoi à l'époque, t'avais des bons outils. Il y a Antoine qui nous dit c'est Je Pet passais Scanix. beaucoup de temps dans la programmation. Pour sortir ça avec un S3000, il faut passer du temps. Ouais. Mais je te sens bien faire des nuits blanches de son, toi. Des nuits. Après, je sais pas si t'es plutôt nocturne ou tu travailles dans la journée, mais. Je l'étais beaucoup, je le suis plus du tout. Ouais, mais à l'époque, à mon avis, tu devais l'être. Parce que je trouve, enfin après, je trouve que le matin, ça peut être aussi très intéressant pour travailler.
On est vachement focus, on travaille très vite, on a une super concentration. Je dirais que peut-être le soir c'est mieux pour chercher des idées, chercher des sons, peut-être des mélodies, mais le travail de mixage, de production, de mastering, pour moi c'est le matin, clairement. D'accord, c'est marrant ça. Donc, disons que le matin c'est carré, il faut pas faire d'erreur. L'oreille est plus fraîche. Voilà. Mais pour le mastering, je vois bien pour le mastering. Hein, donc, le matin, il faut que ça soit précis, il faut que ça soit clair. Et après, le son, le soir, ouais, c'est plus. Ah, il y a Jean-Marc Cassias qui dit qu'il se rappelle t'avoir vu avec une Jomox. Si mes souvenirs sont bons, une Jomox c'était une TR 909, on va dire hybride, quoi. C'était une espèce de. C'est un peu ça, ouais. J'ai eu ça et je l'ai pas gardé tant que ça. Je mets pas trop les kicks en fait. Ouais, puis. La 909, tu l'as jamais eu? Non, j'avais samplé la 909 de Saint-Germain. Ah, parce qu'on sent le shuffle de la 909 là, comme une vraie en fait. Bah, ça c'est que de l'Atari. Ah ouais, joli. Non, là c'est que du sample. Là, je me serais fait cueillir, hein, parce que franchement, moi j'aurais dit il y a de l'analogique et il y a peut-être même de la synchro. Non. Moi je t'avoue, hein, j'ai découvert. Alors, je te connais bien sûr, j'ai quelques disques de toi, mais c'est en étudiant ta disco, je me suis vraiment, je me suis ouvert à ton son et j'étais, j'avoue, bluffé. Je savais que tu étais quelqu'un de très très bon, mais pas à ce point. Tu vois, sur les albums, cet album là, Chroma, à un moment donné, tu fais un morceau électro. Un peu dans l'esprit, un peu Doppler Effect, tu sais, un peu électro. C'est le deuxième morceau, je crois. Comment? C'est le deuxième morceau de l'album. Ouais, ça m'a scotché quoi. Que certains ont vraiment été très influencés par ce son-là et ont commencé à l'étudier et à un petit peu le reproduire, mais 3, 4, 5 ans après, tu vois. Toi, déjà en 96, c'est avant même la sortie de l'album de Doppler Effect sur Gigolo, déjà t'avais fait presque un morceau qui, tu vois, Mais après moi j'étais un grand fan de Drexcia. Ouais, Drexcia, ouais. Drexcia, moi je suis fan absolu et voilà, c'est une électro, moi ça me parle quoi, ça me parlait, mais c'est vachement revu l'électro. Hein. Oui. Et surtout là c'est 96, tu vois, après tu vois t'as Michel, The Hacker, qui était influencé par ça, il a commencé à utiliser ce son, tu vois, en 99, 2000. Là, encore une fois, t'étais en avance, quoi. Benjamin, tu peux le mettre, le morceau électro de 96 sur l'album Chroma. Donne-moi le nom du morceau, par contre, si tu te rappelles, Stéphane. Le morceau, il s'appelle... C'est le numéro 2. Si vous me dites le nom, je te dirai c'est celui-là. Westland? Non. Earthquake? Non. Plus que 10. Wood? Non. Ah, j'ai que ça en 96. Ah non, c'est Earthquake, mais c'est que des versions différentes. C'est impossible, je l'ai mis. Après, t'as pas tous les morceaux. Après, t'as un autre dossier où t'as les morceaux qui sont mis en vrac. Donc si tu as l'année... Je peux regarder et vous le dire. Hein. Ouais. Bah attends, je vais te dire, hein, le vrac, je l'ai là. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, tu as été remixé par... bon, c'était pas le pseudo Doppler Effect, c'était Docteur quelque chose... mais tu as été remixé par eux. Ouais, tout à fait, ouais. Le morceau s'appelle Grey Light. Comment tu dis? Grey Light. Grey Light. Non, il y est pas. Ah, dans le vrac. J'y suis. Grey Light. Non, mais sinon, je vais aller sur YouTube, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Attendez, je regarde d'abord si. Comment ça s'est fait la rencontre avec. Vous êtes trompé d'année, hein. Alors, attendez, Grey Light. Gérald Donald, donc de AK, Drexcia, Doppler Effect, etc. Comment ça s'est passé? Alors, il n'y a pas eu de rencontre. Hein. C'était une demande qui a été faite par fax à l'époque. Et faut savoir que c'est vraiment toute la scène autour de UR, etc. Donc, ces gens-là restent dans l'ombre. Donc, de toute façon, il aurait été impossible d'avoir un remix avec le nom Doppler Effect. Mais par contre, ils ont quand même accepté le projet. Ouais.
avec Dr. Otto et Dr. Fenke, je crois. Un truc Ah comme oui, ça. c'est ça, Otto Finke et un truc comme ça, ouais. Comme quand il s'appelle Dr Ziklus ou des trucs comme ça. Voilà. Ouais. R Donc, Ziklus. après, voilà, Alors, c'est sur le Chroma EP, Greylight. Ouais, C'est un LP Chroma, hein, c'est un long. Hein. C'est un album. voilà. Ah là, moi je te jure, ça, ce son, moi, ça me fait triper complètement. La basse que t'as mis, Ah ouais, la pure faut que tu me électro. dises comment tu l'as faite parce que. Ah, Antoine avait dégainé, il avait sorti le morceau s'il l'avait mis Antoine. Là, le son là. Après. Ah, il y a Antoine qui nous pose une question très pertinente. Est-ce que tu vas mettre de l'électro pur comme ça dans ton prochain album? moi je suis pour, hein. Ouais. Je vote pour. Moi je vote pour. Ouais. Clairement, ouais. Ah, bonne nouvelle. Je vais vous mettre à la pochette ce qu'elle est sur le truc. Hop, voilà. Je trouvais là, et c'était varié. Ce qui est bien, j'aime bien dans tes albums, c'est qu'il y a une variation. On n'est pas dans une espèce de truc monolithique. Hein. Ça, voilà, il y a du côté un peu trancé, purement techno, électro, des plages un peu, tu vois, presque musique d'ambiance de film, quoi. C'est très varié. C'est pour ça que Chroma, le grand avec Chroma, c'est le premier album qui a été accueilli favorablement par la presse rock française. Ah, Avant, c'est vraiment la première fois, par exemple, que les Arocs étaient différents. Voilà, l'album est génial. On t'entend moins bien là. Steph, ouais, je donc sais les pas pourquoi. Zinrock, on dit que ton album était génial. Ouais, effectivement, à l'époque, c'était un exploit. Hein. Vous m'entendez moins bien? Ouais, ça Ah, c'est dépend, bon. c'est Messenger. On t'entendait un peu moins bien, ouais. Mais là, c'est bon. En Ouais, tout les cas, Zinrock, c'était pas gagné à l'époque. Ouais. Et le remix de R Auto, là, c'était pas mal aussi. Ça, si tu l'as, Ben, sous la main, là. Tant Comment qu'on est dans l'électro. C'est lequel Quelle année surtout C'était peut-être 97. C'est 96. 96 aussi. Bon, ben alors, ça doit y être. Ben, tu vas voir, il y a un remix Auto quelque chose, Von. Le morceau, c'est Westland et le remix, c'est Dr. Otto et je sais pas quoi, ouais. Voilà, Westland. Il est là. Prototype 2. Il y en a deux. Ouais, Il y a bon. prototype 1 et prototype Les 2. deux sont bien, vas-y. On va commencer par le 1. Hein. Ah oui, d'accord, ouais, effectivement. Ça y est. Mais là, c'est la classe. Effectivement, c'est lui. Parce que surtout, en 96, je pense que les fans de Drexcia et de Doppler Effect ne les connaissaient pas encore. Moi, le premier, je l'avoue. Moi, j'ai découvert en 97, parce que Benjamin avait un disque sorti, un disque jaune avec un morceau de Doppler Effect dessus, Porno Actress. Mais 96. Après, je m'appelle Pierre, comment j'ai connu. Étant fan de Warp, Drexcia avait sorti un maxi chez Warp. Ah. Et j'ai commencé à me renseigner qui était derrière. Et après, effectivement, une partie de Drexcia, c'était Doppler Effect. Voilà. C'était pas évident à savoir à l'époque. Hein. Pareil, Bah, Internet, non, mais c'était ouais. pas là et tout. Hein. La demande de remix, on l'a fait, on est en 95. Ah ouais. Franchement, en remettant en perspective dans l'époque, ce que moi je fais tout le temps, parce que des fois on se dit ouais c'est un super morceau, c'est des super morceaux, etc. Mais c'est quand tu le remets dans le contexte que ça prend toute sa valeur, à mon Ah, sens. mais là, ça prend. C'est génial. C'est pour ça qu'on en parle autant qu'on est assez précis, parce que ça change tout quoi. Westland. T'aurais pu sortir Très cette EP. EP en 2000, tu vois, c'était le sur la mode en 2000, C'est clair. Un peu avant-gardiste sur les remixes. 99-2000. Donc ça, c'est la version 1. Très bonne ambiance. Ça a Moi, été- c'est proche les deux. Hein. Ouais, très proche, ouais. T'as été Ouais. content du résultat, j'imagine. Ouais, bah, oui, j'étais content. Après, le remix, c'est toujours. On s'attend toujours à quelque chose. Et des fois, on peut être un peu déçu, mais j'étais content quand même globalement. Voilà. C'est sûr que nous, on aurait fait une demande, on aurait eu ça. Ouais, Nous, en tout cas, nous, on aurait été. ça reste énorme.
Mais on s'est un peu battu pour l'avoir. Hein. Mais en tout cas, c'est bien fait. Ah, il y a Antoine qui demande, elles sont où les parts de Wasteland? Wasteland, elles sont où Stéphane? Wasteland? Je sais pas pourquoi je sens qu'il est intéressé. De quoi? Antoine, donc Electric Rescue, demande où sont les parts de Wasteland, Stéphane. Alors, on va essayer de lui retrouver ça. Ouais. Ah, Ouais, écoute, on va reprendre. Alors, Wasteland, on va écouter l'original maintenant, parce que là, on a commencé par les remixes. Oui. Wasteland, c'est ça. C'était la petite parenthèse électro. Alors, du coup, c'est la version remasterisée de cette année. Alors, ça, c'est Earthquake. Hein. Earthquake, pardon, ouais, pouf. Wasteland. Earthquake, Benjamin, que tu as en vinyle. Ouais, Earthquake, je l'ai en vinyle. Mais Wasteland, j'ai pas l'original. Si, il est là. C'est ça qui est bien, c'est ce côté, là tu passes avec de la techno un peu couillue et tout, c'était assez C'est varié. vrai qu'ils sont pas le même mode, j'ai pas le même mode que Beatport. Parce qu'en fait, Discog, si tu rajoutes pas le mois, donc ça fait 95, il va mettre par ordre alphabétique. Genre, si t'as 3 maxi en 95, ce qui est ton cas, enfin, Discog, si tu rajoutes pas le mois, et ben il va mettre 95 par ordre alphabétique. Par contre, si le gars fait son boulot, qui rajoute le truc, il met le mois, là on les aura dans l'ordre. C'est pour ça que j'ai pas le même ordre que. Ah, pour raconter un peu les coulisses. Donc ça c'est l'original, on peut le passer un peu. Alors ça, pour l'anecdote, j'ai une petite anecdote. Vas-y, parce que nous... La première fois que j'ai joué ce morceau, j'ai joué pour les 1 an d'EFCOM à la locomotive en 95. Et pour cet anniversaire, il y avait Lisa Elias, il y avait Carl Cox, il y avait les fous. Et donc, moi, je voulais faire un live ambiance. En fait, chacun jouait un style différent de ce qu'il avait l'habitude de jouer. Lenny Lee, généralement, pour house. Et moi, j'avais donc fait mon live. Je t'entends mal. On t'entend mal là. C'est trop énorme ce que tu dis et ça passe, ça bloque un peu, vas-y. Ouais. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Là, c'est un peu mieux, ouais. Et en fait, donc, je finis mon live ambiance sur ce morceau. Ouais. Et là, le mec courait vers moi en me disant, mais c'est quoi ce truc? Ah putain, on t'entend mal. Merde. Ah merde. Ça passe mal. Ça a coupé un petit peu, tu vois, et au bout d'une ou deux secondes, ça fait un petit... Sinon, ce qu'on fera, Steph, tu basculeras sur ton portable en mode 4G ou 3G pour Messenger. Peut-être que ça sera mieux. On le fera après. Réessaye de parler là. Là, vous m'entendez pas mal ou pas? Ouais, là, c'est pas mal. Là, vas-y, profite-en. Ouais. Voilà, donc je finis mon live ambiante là-dessus. Et là, il y a deux mecs qui courent vers moi en me disant, mais what the fuck? Ouais. Et en fait, c'était les gens de LFO qui me disaient, bah, on adore quoi. Ah ouais. Alors, je remonte un peu parce que t'as le retour. Ah, ça envoie là. Là, n'y est là. Là, voilà, là, c'est bon ça. Et t'as LFO qui te saute dessus en te disant, waouh, c'est quoi ce truc? Ouais, voilà, tu vois, venant des LFO, c'est. Ah bah oui, j'imagine. Énorme quoi. Surtout que t'adores ce morceau, tu les vois, bah, les gars, c'est bon, je peux rentrer chez moi, j'ai eu ma journée. Voilà. Après, il y a un. Alors, XDB Mix, c'est un remix ou c'est. Non, c'est moi qui avais fait. C'est une des rares fois où j'ai fait ça, où j'ai fait une version drum and bass. Oui, allez, c'est parti, on écoute. Ça aussi, ouais, effectivement. Alors, je regarde si j'ai pas un avertissement de Facebook, hein, quand même. Dès que j'ai la cloche qui s'allume. On ne l'aura pas sur celui-là parce qu'il n'est pas numérisé, celui-là. Ouais, parfait. Allez, on fait péter On alors. va le sortir en digital, mais on ne le trouve pas en digital. D'accord. Il y a Panches qui dit que tout est bon, il a acheté tout les yeux fermés. Eh ben Ça écoute. Panches Ah ouais. Renoz, quelqu'un sur le live qui nous suit. Ah, Nicolas Cuir qui dit que tu l'as remixé en 2012. Eh Oui. ben, dis donc. Ah ouais, c'est vrai. On en parlera quand on y arrivera. Quel. Je t'ai pas oublié Nico, c'est juste que voilà, on est encore en 95-96 et la période 95-96 est assez longue avec Stéphane. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle donc, est charnière cette période. Pareil, des kicks saturés, distordus, façon gabber, et après bah, c'est du drum and bass, pareil, fallait le faire. toujours ces ambiances, ces petites nappes là derrière. Ouais, il est bien dans l'époque. Ah oui, Philippe parlait de Loranix. C'est vrai qu'il faisait des lives, Loranix, on avait oublié. Ouais, il en a fait peut-être un an ou deux, quoi. Ouais, voilà, ça n'a pas duré longtemps, ouais. C'était 90-93, je crois. Ouais. J'aime bien les intros, hein. Bah écoute, c'est bien de prendre le temps des fois. C'est bien, c'est clair. Et puis à l'époque, ça le faisait quoi. Ça, j'imagine dans les raves et les festivals de l'époque, ça a dû être joué. Ah, nickel.
Alors j'ai 3 vinyles de Scanix dans ma collection de Beatport, faudrait que je regarde lesquels. Discog, ouais, décidément, ce soir c'est compliqué entre Beatport et Discog, tu vois quoi. Alors... Allez, sub. C'est propre. Hein. Que du sampler aussi ou pas? Là, la sub, ça doit être de l'ATC, si je me souviens bien. Il y a aussi du Norlead un peu, là. Je pense que les nappes, c'est du Norlead. Et la sub, elle est très électro, quelque part. Ouais, c'est vrai. Allez, on en profite, on sera pas coupé de sources sûres, donc... Voilà. Donc du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça sera bientôt disponible en digital. Alors celui-là, en fait, on avait... bizarrement, c'est un oubli. C'est-à-dire que le Westland original, évidemment, il est sorti en digital parce qu'il fait partie de Chroma. Mais comme ça, c'était un single de remix, c'est pas disponible en digital. Enfin, il me semble pas, on va vérifier, mais en tout cas, ça l'était pas il y a encore très peu de temps. Quoi. Ouais, ok. Mais là, vu qu'on ressort un peu tout remasterisé, je pense qu'on va le ressortir celui-là. Ouais, bah tu devrais parce que... Moi, je trouve que ça a pas vieilli. Hein. Aujourd'hui, ouais, ce que j'allais dire. Aujourd'hui, ça se joue, 96, ça. c'est très marqué. On réécoute des trucs, même des bons trucs de copains et tout. Ça se joue, moi je le joue ça aujourd'hui. Mais c'est marqué, tu vois. Ouais. Là, je trouve que c'est pas marqué. Bah, c'est vrai que quand je me dis que ça a quand même 25 piges, c'est hallucinant, quoi. Ah oui, complètement. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que si ça avait pas été sur FCOM, ça aurait été sur Warp, c'est sûr. Tout Ouais. à fait. Ça aurait pu être du Warp oui. sans problème. Bien sûr. On va arriver à 2 heures d'émission, je vais rechercher à voir. Est-ce que vous voulez écouter un morceau ou pas? Parce que tant qu'on y est. Ouais, là on était sur le premier album. Sinon je vais chercher. Et oui, c'est vrai, en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'écart entre le premier et le deuxième album. Il y a eu. Bah si, quand même. Il y a eu 7 ans. Attends, alors, c'est un mini LP alors Lost, c'est ça? C'est un mini album, Non, en fait, c'est pas un album. Après Chroma, il y a eu le Lost, qui est un Ouais. double album. Enfin, qui est un mini album, voilà. Voilà, C'est pas vraiment- Après en 96, alors je vais changer. Il reste Wood qu'on n'a pas écouté. Alors Ça, c'est de la house sur Chroma, quoi. alors Ah oui, c'est vrai que t'as fait des morceaux house aussi, ouais. j'essaie de chercher sur lequel EPC. Ça, c'est sur Chroma, ça. Nickel. Ouais, c'est de la house un peu façon... avec un stack un peu Maurizio, Basic Channel. Alors j'arrive pas à trouver l'EP. Ouais, C'est pas un EP, c'est Chroma, c'est l'album. C'est L'album l'album, Chroma. c'est pour ça. Attends, je vais mettre la pochette de l'album. Alors... Chroma. Et un petit côté Chicago aussi. Ouais. Un groove. Je crois que je l'ai l'album Chroma en vinyle. Je l'ai chopé en fait. Je vais vérifier sur Discord. De la house velue, comme dit Antoine. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute ce morceau? Allez, Allez, on s'écoute Wood. Et on se rejoint parce qu'il fait vraiment très très chaud dans le sud de la France. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai la clim normalement la semaine prochaine dans le studio. Mais pas encore. Alors combien de temps ça dure ça? Ouais, on a de la marge. Allez, on se retrouve après. allez, à toutes. Allez, Allez, petite à toutes. pause, à toute.
hardcore sound of the drum is pumping. Et on remercie Nicolas qui est sur le chat, Nicolas Guerrier, si vous voulez féliciter, qui fait ses petits jingles vidéo et on se régale. De retour avec notre invité Stéphane Scanix et Jean-Bruce. On a été boire du Perrier cette fois-ci. Hein. Voilà, c'est fini. On a été bêtises. Moi, c'était de la bière sans alcool, mais bon, c'est pas grave. Alors Steph, t'as allumé la lumière, c'est parfait, parce qu'on nous réclamait qu'on te voyait pas bien. Et là, c'est parfait. Et en plus, il y a du matos derrière. Et ça va évoquer quelques petites questions. T'es obligé, quoi. Et ouais, si Antoine... Electric Rescue demande, on est obligé de répondre. Du coup, très bon morceau au fait, hein, Steph, parce que moi je le connaissais pas, Wood. Et c'est vrai qu'on découvre ta discographie, parce qu'on connaît pas forcément par cœur les discographies de nos invités. Et c'est l'occasion chaque fois de... moi je savais, je le répète, que tu toujours aimé ce que tu fais. Mais vraiment, j'étais bluffé de ta capacité en fait à pouvoir... Parce qu'après on va y venir, mais tu es capable de tout faire en fait. Tu sais tout faire. Hein. Et tu l'as prouvé, on en parlera même un peu, c'est vraiment bluffant. Alors, est-ce qu'on passe en 97 ou pas? En 97, il y a eu ce... Alors, pourquoi pas si tu veux, pourquoi pas un EP et pas un album et un mini LP? Un mini album, comment ça se fait? En fait, Chroma avait été quand même un succès, tu vois. Ouais. Et donc j'avais toujours eu envie de faire un double maxi, ce qui est pas forcément évident au début quand on commence, parce que ça coûte cher et c'est un double maxi, ça se vend pas forcément très bien. Et en fait, un an après, j'ai eu la liberté de faire un double maxi où je voulais revenir sur un son beaucoup plus brut et moins sophistiqué que Chroma. Ouais. Donc voilà la raison du double qui s'appelle Lost. Alors, il est là. Là, effectivement, il y a vraiment de la techno. La techno, c'est pas un style en particulier, il y a plusieurs influences. Et là, c'est vrai que... Alors, Lost, la pochette, c'est celle-là. Tu avais sélectionné 2 morceaux, je crois, quelques morceaux de l'album, genre 3 même. Sur l'autre fichier, mais j'en avais mis... Alors attends, justement, parce qu'il faut que je regarde Discog. Alors excuse-moi, parce que ça a été compliqué pour moi de préparer l'émission. Je m'en excuse, mais bon, j'ai des bonnes excuses par contre. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il faut que j'aille voir sur Discog. Donc, tu veux, ça apparaît dans l'album, même si c'est comme mini-album ou un double P. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, un mini-LP, on appelle ça. Voilà, on peut alors, dire mini-LP. Mais ça apparaît dans alors, LP. on a sélectionné cet extrait. Alors là, c'est des sons qu'affectionne notre cher Antoine. Collapsar, le morceau. Qu'est-ce que tu peux nous raconter alors du coup sur cette idée de... C'est plus dans la techno, une exploration techno dans l'essence un peu déjà, minimale de l'époque. Ça a l'air de rien, mais on est en 97 déjà, donc ça bouge un peu déjà. Faut savoir que ça bougeait très vite à l'époque. Après, un double vinyle, c'est vraiment dédié DJ en fait, on va dire. Ouais. Alors que Chroma, qui était sorti un an avant, l'idée c'était d'avoir un album qu'on puisse aussi écouter à la maison. Donc ça allait plus loin qu'une simple musique dédiée au dance floor, quoi. Mais j'avais besoin de revenir au dance floor, voilà. Ouais, vraiment, on est dans de la techno. Ouais, assez Jeff Smith, quoi. Ce que j'allais dire, on est très Axis et Robert Hood, Purpose Maker. Robert Hood. Ouais. C'est la même période en fait, donc c'est pour ça. On appelait ça de la techno minimale, mais à l'époque on appelait ça, c'était bien avant que le mot minimal veut dire, on y revient à ce débat sur minimal. Après on a sélectionné... En 97, tu disais techno minimal, on pensait à des morceaux, à des sons un peu comme ça. Ça c'est la 808 ou la 909 900. Le Rimshot. Et le Charlet fermé. Ouais. Celui-là avec un gros kick, ça se remet dans un live, il dit Antoine. Ah, il est chaud Antoine, hein, il est pas... Antoine il veut ressortir du Scanix. Il est chaud. Alors il parlait du morceau avant, je pense, Antoine. Quelques décalages.
sonorité un peu mono là. Tu utilises. C'était quel synthé? La basse ou le lead? Le lead. Le lead, c'est un Orlead. D'accord. Ah ouais. J'ai une question, Steph. Ouais. Comme à l'époque, quand même, t'avais un entourage, on va dire, de luxe. Quand tu faisais ces morceaux avant de les sortir, tu les faisais jouer par Garnier, par toute la bande, pour voir un peu l'effet du public ou pas? Alors, Laurent, au sein d'Efcom, a toujours été la personne, en tout cas pour la techno, qui testait vraiment les choses avant qu'on les signe, quoi. Enfin, avant que Efcom les signe. Ouais. Voilà, c'est vrai que Eric et Laurent étaient très complémentaires. Eric était vraiment le label manager avec tout le travail de bureau, enfin j'ai envie de dire, et Laurent, c'est tout le truc, quoi. Ouais. Artistique, le Laurent. ministre des Affaires étrangères qui voyageait partout dans le monde et qui testait des morceaux, quoi. Mais Parce que c'est quand même pratique d'avoir accès donc à des DJ comme ça, parce que en Bien plus, sûr. Laurent qui adore les nouveautés, chercher des trucs, à mon avis, est-ce qu'il attendait avec impatience tes tracks? Est-ce qu'il t'a motivé des fois? Bon allez, Steph. bah, tu sais, c'était une famille, donc j'ai envie de te dire, tout le monde se motivait, quoi, Ouais. tu vois. Et puis il y avait aussi il y avait une effervescence, c'est-à-dire que tu réentendais des morceaux qui déboîtaient, ça te redonnait envie de faire de la musique. Ouais. C'est-à-dire, il y a vraiment une interaction qui est importante sur un label, tu vois. Ouais, ça crée une émulation. Une émulation, ouais. Il y a Panchez Renos sur le live qui dit c'est unique, c'est l'album que je préfère. On voit Stéphane avec une Novation Drum Station sur son live à la Techno Parade de 99. Ah, tu l'avais la Drum Station? Je l'ai eu un moment, ouais. Ouais, moi aussi, ouais. Alors, on a sélectionné aussi Xenomorph. C'est pratique, t'avais la 909 et la 808 dans le même rack, quoi. Exactement. Et il y avait même une synchro pour la TB303 derrière. Ils sont bien crades là. Ah ouais, voilà, ben là, voilà. On repart électro. Voilà, là, c'est... Ah ouais. Là on y est hein. Ah on est pur. Ah c'est chouette. C'était Hein. dur de trouver de l'électro en 97, je me souviens. Eh ouais, J'allais part chez Gilles Doppler Le Effect- Gamin. à part Doppler Effect. The Youngster, son petit magasin Zappies à Montpellier, j'allais dans la cave en bas, il y avait une dizaine de maxi électro et c'était moi qui les prenais parce que c'était pas trop à la mode, quoi. Et ouais, c'est vrai. C'est devenu à la mode 2 ans après. 3 ans après, c'était tout le monde achetait que ça. Exactement, ouais. Ah, il y a Michel Spoon qui dit qu'il se souvient du clip qui passe sur M6 le soir. De quel Ce track? morceau-là, il y a un clip, ouais. Ah tu peux nous en parler des clips? Qui c'est qui commence à marcher? Qui faisait? Est-ce que c'est Eric qui disait bon on va faire un clip Comment c'est venu ton premier clip par exemple? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des clips. Mon on n'a premier pas- clip, il est venu déjà parce qu'il y avait une place en télé pour les jouer. Ouais, MCM, MTV. Aujourd'hui, la télé, il n'y a plus d'espace pour ça, quoi. À l'époque, il y avait quand même M6, il y avait aussi des émissions sur MTV. MCM. Il y avait Viva, je crois, en Allemagne. Oui. Il y avait quand même. Ça avait un sens de faire un clip, en fait. Et puis, il faut surtout dire qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, le seul moyen d'avoir de l'image sur de la musique, c'était de faire un clip. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est c'est un peu désuet, quoi. Et le premier clip, alors du coup, c'est toi qui as eu l'idée ou c'est Eric, par exemple, qui est venu en disant, qui sont venus t'annoncer, tiens, on va te produire un clip? J'ai une question parce que justement. Bah, en général, il y avait Eric qui proposait l'idée de faire un clip. On parlait ensemble du morceau. Et puis ensuite, on faisait appel à des petites boîtes qui nous proposaient des idées, quoi. Voilà. D'accord. Après, on a toujours essayé de faire travailler des gens qu'on connaissait, quoi. Surtout qu'il y avait des talents là-bas, hein, vous en avez à côté de vous. Hein. Voilà, tu vois, c'est. Et du coup, ouais, j'en ai eu en 95, c'était Eternal Deep. J'en ai eu un en 96, c'était Earthquake. J'en ai eu un en 97, c'est celui-là. Et je crois que j'en ai eu un 4e.
en 2003. Pour le 3e album. Voilà, ouais, tout à fait. Nous, on en a réalisé un, on va dire, deux, mais deux, c'est que des extraits de jeux vidéo. C'est vrai qu'on les a jamais passés. J'en ferais peut-être qu'on le passe un jour dans l'émission, le clip Kubo et. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a fait. Et après, on a ceux de Peter Black aussi, qui sont sortis. Il faudrait d'ailleurs que je me débrouille pour les mettre sur iTunes, la plateforme. Mais c'est vrai que c'est un autre outil, le clip. C'est marrant de travailler, trouver une idée, une image à mettre sur de la musique. C'est quelque chose. Sauf si tu le penses dès le départ. C'est pas un exercice facile. Hein. Ouais. À l'époque, je me rappelle les premiers clips. À l'époque, rappelez-vous, Alternate et les faux, tout ça. Souvent, c'était un peu des espèces d'effets. C'était. Souvent, il y avait des moments, des images prises en live et c'était assemblé et après ils faisaient un clip avec ça, quoi. Ouais, la matière de base n'était pas forcément super excitante, quoi. Et pareil, les outils ont évolué. Faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu comme la musique. Aujourd'hui, on prend After Effects et autres. Tous les bons clips sur de la techno, sur l'électro, c'est toujours des idées simples. En 4 ou 5 minutes, on n'a pas le temps de raconter une histoire. Ouais. Par contre, s'il y a un concept ou une idée forte, ça peut être génial. Par exemple, moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le clip de Prodigy, Smack My Bitch Up, tu vois. Oh, c'est fantastique. Voilà, où là, vraiment, le clip est génial. Il y a du scénario, une idée de malade, une réalisation qui tue. Des risques et faire des choses dans le clip, je sais pas si vous vous rappelez, comme ça va loin dans le clip, ça va très très loin. Donc, il a été censuré. Hein. D'ailleurs, je vous invite à voir la version quand même non censurée. On va pas le spoiler. Sauf si vous avez des jeunes. On va pas vous le spoiler, il faut le voir le clip. Mais le clip, il est extraordinaire, ce Smack My Bitch. Moi, j'ai pris une gifle dans la gueule. D'ailleurs, c'est marrant que t'en parles parce que des clips, nous en France, ça a été du grand n'importe quoi. Je parle pas de la musique électronique, dans les années 80. Il était pas mal celui de Laurent Garnier. Son of the Big Babou, je crois, c'est ça? Oui, bien sûr, pareil, avec l'ascenseur et tout, quand il joue le il y a les oiseaux aussi qui sont bien. Mister Oiseau, tout à fait. Daft Punk on fait des trucs Après, sympas. Mister Oiseau, c'est un peu particulier parce que lui, il avait du talent directement. C'est lui-même, Voilà, donc lui. Il a la caméra dans l'autre main. Voilà, donc c'est-à-dire que lui, c'est un génie. C'est-à-dire qu'il fait le morceau d'une main, comme tu dis, à gauche, et puis à droite, il te fait la vidéo en même temps, quoi. Il a déjà l'idée. Ça serait intéressant un jour qu'on ait un jour Mister Oiseau. Tu le connais, Quentin Dupieux, Mister Oiseau? Ouais, on se croisait, on s'est un peu perdu de vue, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui. On a fait quand même pas mal de dates ensemble et on se croisait, ouais. Voilà. Après, moi, j'ai quitté Paris aussi, donc voilà, donc. Au cosme entre guillemets. Ouais. Mais c'est vrai que toi, les clips, on n'a pas reçu forcément énormément de monde dans notre émission. Je sais pas si t'as pas le premier qui a eu des clips qui passaient à la télé. De quoi? En fait, je suis en train de réfléchir tous les invités qu'on a eu et je regardais. Il a pas eu des clips, Dafresh? Dafresh a dû faire un clip avec Broken Dream. Non, mais disons que, moi, c'est vrai que ce qui était dingue, et c'est pour ça qu'aussi je parlais de tout à l'heure de la Rave Planet, c'est que le clip de Earthquake, il passait 5 fois par semaine sur M6. Chose qui aujourd'hui serait inconcevable, quoi. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Et puis en plus, et en droit d'auteur, normalement, si les choses étaient bien faites, normalement. Quand ça passe sur M6, c'est jackpot. C'est pas mal. Rien qu'une diffusion, déjà en radio, quand tu passes sur une radio nationale, ça a dû t'arriver forcément. Quand même des... Ouais, alors c'est pas tant que ça. Mais les clips, en général, les clips, c'est pas mal. En fait, si tu veux, ça dépend déjà de la chaîne, ça dépend de l'heure. Ouais, ça, c'est surtout. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, mon clip, il passait quand même plutôt tard. Mais c'est pas. Mais c'est quand même voilà. Non, il y a des droits, mais si tu veux, c'est extrêmement dégressif. Et entre le prime time et un 23h, je veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'est 7 fois moins, quoi. D'accord. Mais est-ce que tu as eu justement, alors dans les prime time, c'est les émissions, tu sais, en générique, dans les émissions et en fond sonore. Tu as déjà été utilisé en fond sonore d'émission? Alors, faut savoir que tu touches que lorsque c'est un documentaire et non pas lorsque c'est un reportage. Alors ça, tu m'en apprends une. Voilà. Donc, si tu veux, le reportage, la musique, c'est juste de l'illustration et tu toucheras pas de droit. Par contre, le documentaire, là, faut demander l'autorisation et voilà, ça s'appelle une synchro, quoi. À moins que ça ait changé, mais en tout cas, c'était. Alors, il me semble que, attention, parce qu'il y a deux choses qu'on faut pas qu'on confonde entre les droits d'auteur et les droits de production et tout ça. Parce qu'il me semble bien qu'en droit d'auteur, la SACEM, du moment que tu passes,
Si jamais t'es bien déclaré, tu prends. Ça a peut-être changé entre temps parce que maintenant les morceaux sont plus. En plus, maintenant la technologie a changé. Il faut savoir que tu as des bots. La SACEM, par exemple, il faut savoir que nous, on a un accord avec eux sur nos prochaines soirées. Moi, j'enregistre toutes les soirées qu'on fait pour les archiver. On diffuse bien sûr pratiquement jamais, sauf si l'artiste nous autorise, mais c'est rare. Mais ça reste archivé. Il faut savoir qu'on a des archives dans Nocturbulous. On n'a pas fait non plus. Pour l'instant des trucs énormes. On allait en faire une il n'y a pas longtemps. Et l'accord de la SACEM, c'est qu'ils nous ont dit mais si vous nous filez les enregistrements, attention, nous on passe ça un peu comme Shazam, ils ont un système, c'est une boîte allemande qui fait ça, canalise tout l'enregistrement de la soirée, et du coup c'est bien parce que les vrais auteurs sont payés. Et c'est pas au prorata. C'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que déjà c'est bien parce que ok, mais il faut voir quand même que Shazam ça existe depuis 10 ou 15 ans et eux ils se sont réveillés quand même un petit peu tard. Je suis d'accord avec toi. Ils sont réveillés, mais mieux vieux tard que jamais. Voilà, et en tout cas, jamais, ça je te l'accorde. Voilà. Par contre, là où la machine va être dans les choux, c'est que quand toi tu fais un live ou quand un artiste, quand un groupe avec des vrais instruments est en train de faire un concert, la machine ne saura pas reconnaître. Non, mais ça c'est pas grave. T'as deux façons de faire. Tu peux même faire les deux en même temps. C'est-à-dire que soit c'est une soirée enregistrée DJ. Et en fait, c'est surtout pour les soirées techno. Hein. Ça a été écrit ce truc. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont été bons sur le coup, la SACEM. Et on va les féliciter parce que bon. Non, mais bien sûr. Et moi, je les félicite parce que pour avoir discuté avec eux et avec un organisateur aussi. Et c'est vrai, l'avantage. Alors, le DJ peut toujours venir avec sa fiche faite et la donner à l'organisateur. Un programme type. Pas de souci, mais par contre pour les DJ mix, et ça c'est chouette parce que toi tu fais des lives, donc c'est vrai que toi tu as ton programme type SACEM, je suppose, et c'est vrai que c'est parfait. Et nous on faisait ça, on mettait les morceaux des copains, on remplissait, mais aujourd'hui ce qu'il y a de bien c'est que il y a deux avantages, je le dis en tant qu'organisateur, c'est que déjà les artistes qui sont à la SACEM vont toucher si leurs morceaux sont passés, et deuxième chose, à la fin il y a un prorata, c'est-à-dire que si la SACEM s'aperçoit que beaucoup de morceaux ont été joués qui ne sont pas dans leur catalogue, ils te baissent le prix de la redevance que tu dois sur la soirée. Rien que ça. Et rien que ça, c'est chouette. Et du coup, nous, on a passé un accord avec eux, on va faire ça. Alors, on n'a pas pu le faire au mois d'avril, Jean, parce qu'on a eu le Covid. On a tout annulé, forcément. On a tout annulé. Mais c'est vrai que je suis impatient de voir comment ça marche et de dire... parce que c'est vrai que le gros problème qui a existé pendant longtemps, c'est que les discothèques, les clubs et les festivals payaient de gros forfaits à la SACEM. Et en fait, les artistes qui jouaient le soir même ne voyaient jamais la couleur des droits, quoi. Ça a été un des plus gros reproches qui a été fait, même encore aujourd'hui à la SACEM. Je rebondis sur ce que dit Antoine là. Pour revenir sur les clips, il dit si tu es en prime time sur TF1, ça va, mais sur les autres chaînes, c'est pas énorme et ça descend de plus en plus. Donc ça, c'était pour les clips. Et après, il dit que cette machine de la SACEM, il dit que c'est n'importe quoi, car les 2/3 des choses qu'on joue ne sont pas répertoriées, car ce sont des démos ou des promos. Alors attention Antoine, c'est nouveau, je suis d'accord avec toi, ça c'est le problème d'aujourd'hui, mais ça va s'adapter. C'est à nous de s'adapter là-dessus Antoine, c'est-à-dire qu'on envoyait les promos, alors nous, je vous donne un exemple de ce qu'on fait à Nocturbulous, on est en train de tester. C'est vrai que la promo, on envoie ça aux copains, on envoie ça maintenant à des listes de diffusion, tout ça. Première chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est enregistrer ton morceau direct avant d'envoyer ta promo. Et si tu envoies ton morceau et tu l'as enregistré à la SACEM avant que ça sorte, ton morceau sera enregistré. En fait, mais là où tu as raison, Antoine. Sur Shazam, alors nous, ce qu'on fait, non mais là où Antoine il a raison de parler de ça, c'est très bien parce que c'est à nous, les DJ et les label managers et les maisons d'édition, tout ça, de penser à ça. Ça évolue aujourd'hui très vite, Internet. Et maintenant, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre et enregistrer les morceaux en promo. Nous, ce qu'on fait, par exemple, là, par exemple, on a 2 morceaux qui sortent. Un, le 7 août, Trackwasher, on en parlera après. On a le 21 août, Jeff Strike, qui est sur le chat. Ils sont déjà shazamables, les morceaux. J'ai fait une exclu shazamable, c'est tout bête, dans l'interface de notre distributeur digital. On peut faire des exclus. Plutôt que de faire une exclu Beatport, moi, je mets le morceau directement sur Shazam. L'avantage, c'est que si quelqu'un le joue pendant la période de promo, c'est arrivé, parce qu'il a été shazamé plusieurs fois. Je remercie d'ailleurs les personnes à qui j'ai envoyé la promo qui l'ont joué. Le morceau est déjà shazamable. Alors certes, on peut pas encore le télécharger, mais on sait déjà de qui c'est. On voit déjà la pochette.
Voilà. Et c'est la même somme pour la SACEM. C'est-à-dire que si on envoie nos morceaux, c'est à nous de s'adapter en fait. C'est un bon point. Alors c'est vrai que la machine, c'est le début et qu'il y a pas mal d'erreurs. Aujourd'hui, Shazam fait beaucoup d'erreurs. Avant, ça va marcher pour les promos, mais pas pour les démos. Ça, par contre, c'est sûr que les démos, tu peux pas les enregistrer. Il y aura toujours des cas où les démos, mais ça dépend. Un artiste qui enregistre, qui s'inscrit à la SACEM, ne pas confondre la SACEM et les droits de production, c'est pas pareil. Un artiste. La SACEM ne gère que les droits d'auteur, hein, ça n'a rien à voir avec les labels et tout ça. Hein. Toi, par exemple, Stéphane, qui connaît bien sûrement, en tant qu'auteur, tu t'inscris à la SACEM, ça n'a rien à voir avec les productions, tout ça. Tu peux très bien t'inscrire à la SACEM, enregistrer ton morceau à la SACEM avant qu'il soit publié dans un label. Hein. Je sais pas si c'était déjà arrivé, Stéphane. Et là, du coup, tu es rémunéré quand même si tu envoies des démos. Mais il faut juste penser à le mettre sur la SACEM avant. Et aujourd'hui, ça se fait par Internet, c'est beaucoup plus simple. Antoine, il dit... Ce que tu dis, je l'entends, mais très peu de gens le font. Exactement. Mais tu es à la pointe du truc. Mais non, mais et Antoine, là où tu as raison, Antoine, ça permettra d'en parler. Exactement, Antoine, tu as bien fait de poser la question parce que c'est à nous de s'adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ça, on envoie la promo. Moi, c'est le conseil que je donne à tous les auteurs et tous les artistes. Inscrivez dès le départ vos morceaux à la SACEM. Au moins, c'est fait. Vous envoyez votre liste de diffusion, vos promos. Mettez-vous sur Shazam. Le premier truc qu'on fait, c'est on teste si Shazam le reconnaît. Et voilà. Et ça marche. Hein, et ça marche. Ouais, alors, je me suis amusé à scanner le morceau. Shazam apparaît alors que le morceau n'est pas encore en vente. Et nous, on fait comme ça. Ouais. Et je conseille à toi aussi, Antoine, avec ton label. J'en ai pas parlé encore à Paul Nasca parce qu'on savait pas si ça marchait, mais ça marche bien. Donc, on choisit Shazam exclusivité. Mais dès que je mets le morceau, je le mets 3 jours après. Et c'est bien parce que si c'est joué dans la promo, pendant la période promo, les gens peuvent savoir ce que c'est. Ouais, puis les gens peuvent savoir ce que c'est aussi. Et donc, si vous faites la même chose avec la SACEM, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est nouveau, c'est à nous de s'adapter. Mais on va pas. Voilà, c'est bien que la SACEM s'adapte avec les nouveaux outils. Bon, voilà, c'était les petites. Voilà, c'était la grosse parenthèse. Je suis désolé, je m'emporte tout le temps. Voilà. Bon. On va revenir sur la discographie. Alors, justement, il y a eu un petit break. Il y a eu une 5 ans avant de peut-être que tu 2002, reproduises des morceaux. 2002, ça a repris. Il y a eu un petit creux de 5 ans. Je sais pas, si c'est perso, on n'en parle pas, mais il y a peut-être une raison qui, des fois, peut-être t'as beaucoup tourné, ou je sais pas. La raison principale, c'est le fait d'avoir beaucoup tourné, quoi. D'accord. D'avoir beaucoup tourné, et puis de toute façon, la musique, c'est un truc qui doit venir à un moment du cœur, tu vois. Donc, moi, j'ai du mal à me mettre. Est-ce que c'est pas Antoine qui nous avait raconté la même chose? Tu vois. Ouais. Donc, oui, il faut de l'envie. Moi, j'avais été pendant 5-6 ans à fond. Voilà, donc c'est. C'est ce que disait Paul Nasca, comme toi. Je pense que je préfère de la qualité à de la quantité. T'as raison. C'est pour tout dans ma vie, donc j'ai envie de te dire que ce soit de la musique ou pas, parce que le disque quand il est là, il est là. Et après, c'est tout à ton honneur. Voilà. Donc moi, si j'assume pas un truc et que je sens pas que c'est un truc que qui mérite de sortir, je le sortirai pas. Ça prendra plus de temps et que ça respecte pas forcément des calendriers commerciaux, etc. Quoi. Voilà. C'est la qualité avant tout. Non mais c'est très bien, et surtout qu'il y a pas mal d'artistes qui eux sont dans le show business. Alors eux par contre, souvent ils font appel à des ghost writers. On en parlait hors antenne, mais c'est vrai que quand tu fais, comme tu disais, quand tu fais 3 fois par semaine, tu fais 3 dates par semaine. Hein, on dit par semaine, c'est ce qui fait par mois une quinzaine, et que tu sors en plus 2 tracks. Par mois ou machin, tu te dis oula, il y a un truc quand même. Alors soit le gars c'est un génie, pourquoi pas, il y en a, attention. Mais il y en a qui sont très productifs. T'as des artistes, c'est vrai, comme Drug Culture, je crois. Je crois qu'il doit faire 2-3 morceaux par semaine et il tourne. Mais c'est quand même assez rare. Après moi je parlais plutôt des DJ stars, bon les David Guetta et Bob Sinclair et autres. Tu me diras, ils sortent pas plus de morceaux que ça non plus, mais des fois quand ils ont des albums et autres, après il y a toute une machine derrière aussi. Hein. Si un jour on a Joachim Garraud, et pourquoi pas, et ça peut arriver, ça serait une personne intéressante parce que lui il a connu ce milieu-là. Ce milieu où là c'est radio, t'as carrément des grosses majors. T'as été appelé d'ailleurs, toi Steph, par des majors? Non, pas vraiment. À l'époque, non. Je pense pas que ma musique soit faite pour les majors. Tous ceux qui venaient de cette scène underground et qui ont voulu, qui ont cédé à cet appel-là, se sont plantés. Hein. Ou alors ils ont vraiment changé leur son. Ah bah, oui,
Mais moi, c'était pas l'idée, quoi. Non, mais en plus, si tu fais comme tu dis, si la musique, il faut qu'elle vienne du cœur. Et Paul Nasca nous avait dit la même chose que toi. C'est pas faire de la musique pour faire de la musique. Et voilà, faut sortir des morceaux. Allez, voilà. Non, mais tu vois, je fais plein de trucs. Je fais de la production pour d'autres. Je fais du mixage, je fais du mastering, je fais des BO. J'ai fait de la musique pour des jeux vidéo. Enfin, si tu veux. Tu peux nous dire les noms? En jeu vidéo, par exemple. Ah ouais, vas-y. En fait, il y a un manga qui s'appelle Ghost in the Shell. Ah ouais? Ah oui, ça me parle en plus. Et en 97, Sony, là pour le coup une major, m'a appelé pour faire. C'était la première fois qu'un jeu avait une BO entièrement techno. Ah, donc en 97, donc évidemment le jeu s'appelle Ghost in the Shell. Et il y avait CJ Bolland de mémoire, il y avait qui Dave Angel, je crois. Ouais. Voilà, pas mal de noms de l'époque. Et il y avait Cisco Ferreira, justement, vous en parliez tout à l'heure. Oui. Donc ça, c'était une super... Moi, j'aime bien aussi l'idée de travailler pour d'autres formats que le disque. Ouais. Parce que je trouve que quand tu fais de la musique, à un moment donné, alors t'as envie de la diffuser, etc. Mais t'as envie des fois aussi de sortir des formats. Et moi, j'ai besoin de ça, des fois, de travailler sur des BO, de travailler sur des projets un peu différents. Musique de pub, t'as pas eu? J'en ai fait une qui a pas été validée finalement. C'était pourquoi elle fait le rêver? Pour Pepsi. Merde. Ah merde. En fait, c'était pour le. Il y a un pays qui a fait veto et je crois que à partir du moment où l'un fait veto, alors il te paye ce qui s'appelle les frais de maquette, donc il te rembourse c'est des cool frais. quand même. Mais ça passe pas. Ça sort pas. Tu l'as le truc là? Tu l'as la pub ou quoi? Peut-être trop audacieux ou trop. Ah bah tu sais quoi, nous on va la monter la pub. Tu l'as la pub? Allez, un inventeur, envoie-nous le son. on fait Allez la Nico, pub Pepsi. on t'envoie une vieille pub PC, on va la monter la pub. Nous. On va la mettre sur YouTube. Et puis après Mais, ça va cartonner, ça va faire 10 millions de vues, puis ouais, on va regretter. Non, Voilà. tu veux, puis un truc aussi par rapport à la musique, c'est que j'aime bien. Moi, je pense que c'est important des fois de te mettre en état un peu de frustration. C'est-à-dire que quand tu fais pas de musique pendant longtemps, après ça devient une espèce d'envie de monter comme ça. Et ça, je pense que c'est des états super intéressants. Ok. Tout à fait d'accord. Moi, ça m'arrive je fais ce que tu dis, c'est que j'écoute pas de musique du tout. Je me force à pas en écouter du tout, jusqu'à ce que j'ai trop envie d'en faire, parce que du coup, j'en écoute en faisant. Et c'est pas Ludovic Navarre que tu connais d'ailleurs? Je connais personne qui faisait ça, donc c'est rigolo que t'en parles. C'est pas Ludovic Navarre qui écoutait que du jazz pour pas se faire influencer? Ouais, mais il écoute de la musique. Donc tu te fais influencer. Non, mais il y en a des comme ça. Je crois que c'était Richard James, donc Afex Twin, qui n'écoute pas de musique et que lorsqu'il a envie d'en écouter, il l'a fait, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Tout un concept. Donc on est en 2002. Allez, 2002, et il y a allez. Neurotronic je mets un petit et morceau, The Blade qui sortent. Alors moi j'ai mis Higher en premier. Parce que c'est dans oui, l'ordre de mon cartoucheur. Higher et The Soul, oui, c'est sorti en 2002 aussi. On peut mettre Neurotronic avant si vous voulez. Hein. Alors ce qu'on peut dire, c'est aussi que les versions remasterisées pour les 25 ans sont sorties en digital avant-hier. Ouais, alors voilà, ça c'est l'info du jour. Voilà. Donc pour les avoir, on fait comment Alors c'est sorti en digital. Là, vu que la période est un peu étrange et que c'est les vacances, le vinyle ne sortira qu'en septembre. D'accord. Intéressant. Voilà. Le digital, on peut le capter sur le... Il y a quoi, le FCOM, un Bandcamp ou quelque chose, ou comment ça marche? Alors, ce qu'on pouvait avoir... et là, ils sont en rupture. C'est mon premier EP, le EP1 des 25 ans. Ouais, t'es en rupture, c'est vendu full? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, on a fait une édition limitée à 800 et quasiment tout est parti. Ah, cool. J'ai vu ça sur... Ouais, il reste que quelques dizaines à la FNAC. Mais plus beaucoup. Je crois qu'on est sur la fin. Ouais, bravo, hein. Bravo, hein. Là, ce son de 2002, là, ce petit son derrière, là, il y a... Garnier, Laurent a dû le jouer, celui-là. Hein. Des chances. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ça ressemble un peu à ce qu'il fait. Ah bah les grosses basses. Les grosses basses à la Kevin Sanderson. Ah ouais. putain, j'allais le dire, c'est génial. Ah, ça me fait plaisir de me prendre les mots Kevin, de la bouche comme ça. c'est le maître de gens, c'est pour ça. Le basse à la Kevin Sanderson, putain. C'est le master, on l'appelle. Un Rhys, basse Rhys à la Kevin. Génial.
Et t'aimes Ça. bien les intros qui amènent, hein, là, effectivement. Hein, on prend le temps, comme tu dis. Hein, Et Laurent aime bien ça aussi. Genre dans les mix, à chaque fois qu'il fait. Celui-là, il a dû le jouer une paire de fois. Et encore une fois, le son il est impeccable. Ouais. C'est toi qui masterisé ou pas? Là, tu joues la version remasterisée ou tu joues l'original? Je sais pas, faut demander à Jean-Bruce. Non, c'est les remasters, c'est les Ouais, versions. les remasters. Ouais. Et c'est toi qui. Alors, à l'époque, c'est toi qui masterisais? Non. En fait, j'aime pas masteriser mes mix. Ah, c'est marrant ça. Donc tu masterises pour les autres, mais pas pour toi. Voilà, alors ça m'arrive de masteriser pour moi, mais si tu veux, pour moi, c'est comme, si je devais faire une analogie, c'est un peu comme au cinéma. Le réalisateur peut être au banc de montage, mais c'est pas lui qui va monter le film. D'accord, ok. Je trouve que c'est bien d'avoir un autre Chacun. regard, Ok, une autre, tu vois. C'est marrant ça. T'es le premier à. Parce que moi je me suis dit, il doit tout faire. Scanis, quand j'ai discuté avec les gens qui ont préparé l'émission, il sait tout faire. Il doit... Ah oui, non mais c'est Et en fait, c'est tu masterises impressionnant. pas. Tu C'est- masterises c'est- pas mais tes morceaux. C'est bluffant. Mais après, c'est bien de savoir déléguer, hein. Ouais, mais c'est. Oui, bien sûr. Tu vois, Et comme tu le disais, on peut pas être bon partout, être un bon DJ, un bon producteur ou c'est pas évident. Ouais, voilà. non, mais surtout, c'est que c'est même pas en termes de compétences, c'est en termes de recul. En fait, tu sors d'un mix, pour toi, tu l'as amené au bout, et c'est compliqué de remettre en question un résultat que tu as déjà, tu vois. Ouais, faut que ce soit quelqu'un qui vienne et que tu aies confiance en ce quelqu'un qui va justement te faire le. Voilà. On va passer sur un autre. Excellent. Bah, le fameux électronique alors, du coup, on va l'écouter. J'aime bien parce qu'il y a pratiquement tout le temps une intro. Alors c'est peut-être parce que c'est la sélection de gens, je sais pas. Il y a toujours une intro. Ouais, c'est vrai que c'est. T'as pas de DJ qui ont gueulé pour ça, qui t'ont pas dit ouais t'es chiant, c'est chiant mixé, y a pas de beat dès le départ. Alors, C'est un reproche qu'on avait fait à Vitalik ça. ouais, mais j'ai envie de te dire. Après je dis ça comme ça, hein, mais je sais qu'il y a des DJ. Si t'as envie de jouer un morceau, tu trouves. Aujourd'hui, on peut louper les morceaux, on peut les éditer, on peut faire ce qu'on veut. Oui mais bien sûr Tu c'est mets clair. un cue après ta nappe et voilà. Non mais c'est pas grave hein, voilà ouais. C'est vrai qu'en vinyle, quand t'avais une intro qui était longue, c'est vrai qu'il fallait la chercher, tout ça. Ouais. Mais en digital, c'est plus du tout un problème. Hier, on a essayé Tractor avec Jean, c'est la première fois qu'on mixait sur un Tractor. Non, pas Ouais, moi, tu- j'avais fait déjà. Tu tournes la molette, il te fait passer directement les trucs, il t'amène. Donc c'est vrai que ça, c'est plus un problème. J'avais fait avec Lolo. Ouais. Alors Sonotronic, t'as bien travaillé la stéréo, hein, parce que moi j'ai le casque Ouais. là. Ouais. Et comment t'as travaillé un expander stéréo ou c'est toi qui as fait manuellement J'avais dû faire un layer. Donc, un bout de son sort à gauche et un autre sort à droite. Après, j'aime bien travailler les stéréos, quoi. Ouais, ça se voit. Alors, en tout cas là, moi je l'ai dans le casque, et Jean-Bruce aussi. Moi aussi, ouais. C'est mon casque que je mets aussi. Alors je sais pas si nos auditeurs... Normalement c'est en stéréo sur Facebook, hein, si je dis pas de bêtises. Dans les soirées, quand t'as un bon son... Bon, ouais, des fois ils mettaient en mono, ça je supportais pas dans les teufs ou dans les... Ah ouais. Ils mettaient en mono, ouais, pour pas s'embêter. Le nombre de clubs que j'ai vu qui étaient en mono, c'est insupportable. Non, ça c'est vrai. Et par contre, quand t'as un stéréo et quand les enceintes, le son était fait par un pro et bien fait, quand t'as ce genre de morceau, ça te fait triper. Hein. Ouais. Surtout que souvent c'est une espèce de quadrophonie dans les boîtes de nuit parce que tu peux avoir un décalage. C'est... En plus 2002, on arrive à la première Electroclash là, hein, French Touch. Là, ouais, c'est ça. On y est, hein. Electroclash, French Touch, ouais. French Touch, c'était déjà démarré. Tout Electroclash. Ça aurait dû plaire à The Hacker, ça. Alors ça, c'est a plu. Sven adorait le jouer. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ouais. Jeff, il dit ça groove, Jeff Strike. Ouais, c'est clair, ça groove. Mon petit Jeff qui sortira son maxi. Eh oui. On écoutera des extraits. Allez, je vais vous faire un plaisir tout à l'heure. Je vais vous mettre des extraits des futures sorties Nocturbulous. Allez. Comme ça, on demandera l'avis à Steph. Je vais les chercher d'ailleurs, faut que je les retrouve.
Ah, alors, et on va passer à un autre. Ils sont tellement bien que d'habitude je passe plus souvent les morceaux, tu sais, je les Ouais, fais passer plus vite. Mais là, on se régale, on est bien et du coup on les passe. Allez, on va Puis mettre je The veux pas Blade. dire, les gars, on a fait que 10 ans là, il nous reste encore 18 là. Bon, on va accélérer alors. C'est clair. Désolé Stéphane. Tu nous en veux pas? Non. Ah, c'est marrant Parce ça en qu'en fait, 2002. on est finalement à la période de ton troisième album. Alors ça c'est pas un remaster, ça il est pas sur les remasters. Non. Alors c'est pas facile à dire, hein. Ton album de 2003. On va la faire à la C'est française, là c'est How to Make the Unpredictable Necessary. Et un peu mieux, ça fait How to Make the Unpredictable Necessary. C'est ça? Voilà, c'est bien, pas mal. Pas facile quand même. En tout cas là ça commence directement par un beat, hein, donc ça, ma théorie de tout à l'heure s'est écroulée. Oula, c'est très détroit ça, dis-moi. C'est des trois, ouais. Celui-là aussi Laurent a dû le jouer. T'envoyais tout en premier Lolo ou pas quand tu faisais tes tracks? Est-ce que tu lui demandais des conseils quand même, son avis? Ah, on se fait toujours écouter l'un l'autre ce qu'on fait, ouais, bien sûr. Et lui aussi il te demandait des conseils? Ouais, bien sûr. Souvent le premier à écouter ce qu'il peut faire, ou ouais, bien sûr. Là on est très... Ouais, ça je le connaissais pas Ouais, celui-là. t'as gardé la ligne techno à une époque où là les styles ça partait Ouais. un peu dans tous les sens. Ben, T'es French resté Touch. dans ton, Là c'est French... On était en plein à French Touch et toi t'es dans tes resté... chaussures quoi. T'es resté. Ouais, puis il commence à y avoir l'arrivée de la minimale. Ouais. Ou un peu plus Alors, tard ju- quand même. Justement, Ah, on en en parlera. Allemagne, il commence à y avoir un son minimal. Bon, c'est vrai que les Allemands eux... D'ailleurs, t'as fait un morceau qui m'a bluffé. Moi, j'avance un peu, mais c'était en 2007. On va l'écouter tout à l'heure, tu l'as mis dans la sélection? Ouais. T'as fait un morceau. T'étais sorti sur Art House, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah, Steph, t'étais sorti sur Art House ou pas? Sur Art House. Ouais, c'est ça. 2008. Ouais, mais Bon. c'est. Ton retour est pas trop fort, Steph, tu nous entends bien? Par rapport au son? Ouais. Mais c'était pareil, une fois de plus, t'as fait de la minimale aussi bien que les Allemands, quoi. C'est presque un exercice de style que t'as fait, non? Bah en fait c'était un... Ouais, des fois j'aime bien me dire que lorsque je fais de la musique, je m'impose une espèce de d'essai si tu veux. Ouais. Uniquement juste je fais de la zik quoi. Tu veux le mettre J'aime déjà bien. pour qu'il voit, Lequel? même si on J'aime avance un peu. Ouais, c'est pas grave, dis-moi lequel, le nom. C'est Prism, En quelle année tu dis? 2008. 2008. Ah là, je te dis, bon les gars, c'est un truc allemand, voilà quoi, c'est. On est tous. Ah, tu l'as pas mis dans la sélection. Pour l'anecdote, c'est Parce cette que- année-là que comme arrête, enfin se met en pause. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je bascule vers d'autres labels. D'accord. 2008. Non, j'ai pas. Prism. Non, je Peut-être l'ai que pas. tu l'as dans les listes. Non. J'ai mis, c'est qu'il y est. Il est pas. Je regarde, hein. Mais après on va aller sur Après, notre copain Est-ce que YouTube. c'est hein. parce que tu trouves pas, parce que c'est Prism, c'est le Non, nom non, de- non. c'est le nom de l'EP. Ah non, mais demande-moi le morceau, je te demande. Hein. Je te demande pas le nom de l'EP, moi. hein. Ouais, mais Benjamin, l'EP Prism de 2008, les morceaux, trouve-les. Ah bah, de 2008, j'en ai Ah, deux, non, trois. tu dois pas en avoir 10. 3. T'as Limelight et Ouais, Midnight. Magnet, Limelight et Spirit. Midnight. Alors Magnet, c'était sur une sous-division de FCOM et c'était sorti en 2005 Moi j'ai 2006. ou 2006. Donc c'est pas Peut-être. celui-là, Jean. Après il y a Limelight. Après, c'est intéressant parce que t'as fait d'autres styles aussi complètement. Et là, on va parler de la minimale, c'est vrai que je me disais. Celui-là. Je pourrais pas te dire. Après t'as Limelight. Ça que j'avais sorti sur Initial Cut, un label français qui existe. Ouais, non, ça c'est Limelight. Et après t'as Magnet. Hein. J'ai que ça moi de 2008. Et même c'est 2006 Magnet. C'est Non, mais même- Prism, c'est 2008. Ouais, mais je l'ai pas. J'ai que ces deux. Bah attends, on va aller sur YouTube, c'est pas grave.
Alors, Et du coup, je trouve qu'après, alors là, tu vois, on était sur ton troisième album avec de la techno, et après, j'ai l'impression que tu t'es essayé à des, comme je disais, des exercices de style un peu. Qu'est-ce que tu t'es dit à cette époque-là? Le son il change, moi aussi, je vais essayer de tester ces sons, je vais. Bah, en fait, le truc qu'on peut pas enlever à la minimale, même si tout n'était pas bien, ça a apporté vachement de design et de sound design à la musique. Donc la musique vachement plus sophistiquée, travaillée, etc. Mieux travailler au Donc, niveau du mix. dans cet état d'esprit-là. Ça. et la prisme. Ah, voilà. Ah, ouais, oui. Ah, c'est le nom du morceau, hein. Prisme. Alors du coup, si tu voulais que je le mette, Jean, c'est pour une bonne raison. C'est laquelle? Non, mais j'ai trouvé que c'était fort de faire un morceau aussi proprement fait à minimal, alors que c'est pas spécialement. Tu vois, un peu comme un exercice de style, quoi. Tu te lances, tu dis, tiens, moi aussi, je vais faire un petit truc, et puis bam, ça sort chez Arthouse, tu vois, c'est pas. Ouais, c'est C'est pas, je fais un morceau de minimal dans mon garage, quoi. Ça sort chez Arthouse. Ah, on y est, hein, Ah ouais, non mais on est pile poil dans l'époque là, y a pas de doute. Hein. Comment alors, on en parlera après du maxi ou vous voulez en parler maintenant? On fait dans l'ordre chronologique. Hein. Quel maxi? Bah celui-là d'Arthouse, ça, celui qu'on écoute. Ah ouais. On en parlera après. Allez, on va revenir du coup, on était en 2002. On avait écouté quoi? Tronix. The Blade, je l'ai mis je crois, hein. C'est The... Ouais, tu l'as mis. Allez, The Soul. Alors les deux en même temps, ça va pas le faire. Ah oui, parce qu'il y a YouTube, alors excusez-moi. Alors mixer YouTube, j'ai pas le tempo, donc ça va pas marcher. The Soul. Donc ça c'est la version remasterisée là. Je peux pas te dire, j'ai pas le sous-titre. Attends, peut-être que je l'ai là le sous-titre, attends. C'est le WeTransfer que je t'ai envoyé aujourd'hui. Non, c'est pas lui transfert. Ce morceau, je le connais et je l'adore. Et je crois que c'est Laurent Garnier, une fois de plus, qui l'avait joué dans un set. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Et c'était toi. Ah, ça me rappelle un souvenir là. C'est ce que ça me rappelle, Steph? Ça me rappelle Technasia aussi. La même période. Ouais, il y a un peu de ça, c'est vrai. Ouais. Tu sais, le The Soul de. Comment il s'appelait ce EP de Technasia? C'était une bombe d'air. C'est Laurent qui l'avait joué une fois de plus. The Force, non? Ouais, non, attends. Où ça faisait. Il parlait de. The Force is my soul. Ouais, c'est The Force. Ah, The Force, oui, c'est ça. The Force. Et tu l'enchaînes avec, on y est là. Hein. Et ce morceau, c'était Laurent qui l'avait joué là, The Soul là. Et c'est vrai que. Alors à l'époque, t'étais de nuit à cette époque-là? Tu les faisais de nuit ceux-là? Je sais plus là, par contre. Ouais. Faut dire que t'en as fait tellement aussi. Petite question. Parmi les collaborations que tu as faites, parce qu'après là t'en as fait une avec Scan7, donc c'est des gars de Détroit. Ah oui, c'est vrai. Scan7, Scanix. Quelles sont les collaborations qui t'ont marqué? Alors des collaborations, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai fait. Alors avec Scan7, c'était pas vraiment une collaboration, c'est qu'on avait chacun une face. Et on avait fait un maxi et on l'avait appelé Scanix versus Scan7. En collaboration avec qui j'ai travaillé avec Laurent, déjà j'ai fait quelques morceaux avec lui. Là j'ai fait une collab avec Electric Rescue, avec Antoine. Oui, tout à fait. On pourra l'écouter tout à l'heure, c'est pas encore sorti. Ça c'est une excuse. Après ce que j'aime bien dans les collaborations, c'est qu'en fait, ça oblige à sortir un peu de sa zone de confort. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait des sensibilités différentes et puis voilà, c'est bien, ouais, c'est un bon exercice aussi.
Ah, il y a Jeff, pardon, je vois que Jeff Strike sur le live a dit que Laurent Garnier il avait bien joué à la Sala del Sel ce morceau. Ah, c'est ça, Jeff, on était ensemble. C'est ça, il a raison. C'était à la DSL que je l'ai écouté, ouais. J'ai une question, parce que Lolo Man m'a envoyé une question privée, mais tu peux la poser, Lolo, la question directement sur le chat. Hein. Acide Eiffel. Oui. On n'a pas parlé d'Acide Eiffel. Ah, bah c'est vrai qu'on parle chaque fois. Je crois qu'il y avait Jack qui était quand ils avaient fait Pigalle, je crois. Donc Jack nous avait parlé du making of entre guillemets de Pigalle et les anecdotes quand il fait la voix de la femme et tout ça. Acide Eiffel, tu as participé au projet? Non. D'accord. Je t'ai pas encore arrivé sur le Fnac. Voilà, Lolo, donc si tu pensais qu'il avait participé, ben non. Il y avait qui déjà? Il y avait Garnier, Chaz. Il y avait Chaz qui a fait les nappes. Il y a Laurent qui était à la TB. Il y a Ludovic Navarre qui était à la rythmique. Voilà. et une tuerie. Un morceau qui est rentré dans l'histoire. Surtout quand il est passé chez Drucker quand même, faut pas l'oublier. Ouais. Un jour si on a Laurent, je pense que... Bon, je sais beaucoup de choses, d'anecdotes déjà sur cette soirée. Mais ce serait quand même bien qu'on en parle en détail un jour. Parce que c'était quand même un moment historique dans l'histoire de la musique électronique française. Oui. Allez, on va continuer. C'est pour ça que 98 c'était une belle année, c'est que quand même la Technoparade, quoi qu'on en pense, c'est quand même la victoire de notre musique qui arrive dans la rue. Et c'était les victoires de la musique de Laurent. Ouais. Ou au-delà même de la victoire pour lui, c'est ce qu'il dit au moment où il reçoit la victoire il reçoit le Vlad, il dit je la dédie à notre mouvement, quoi, parce que c'est une victoire collective. C'est pas qu'une victoire individuelle. Ouais, je passe dessous parce que là il me rentre dans la tête et je m'en sors pas et je voudrais tourner en boucle. Effectivement, c'est à mettre dans le contexte une fois de plus de l'époque était très compliqué, quoi. C'est pas aujourd'hui la techno, c'est juste du plaisir, tu vois. À l'époque, c'était une bataille, quoi. Ouais. Tous ceux qui ont connu l'époque. Donc ça, c'est mon 3e album, si on considère là. Donc ça, on est en 2003. Là. Ouais, 2003. Comment il s'appelle? How to make the unpredictable necessary. Il est là. Bravo. Je vous colle la pochette. Belle pochette. C'est toi sur la pochette? L'imprévisible nécessaire. Ouais. Voilà, exactement. Attention, c'est stylé. Hop là. Alors j'ai mon iPad à droite qui vient de s'éteindre parce qu'il n'y a plus de batterie. Je crois que j'ai fait l'erreur de le débrancher. Je vais vérifier ça, je reviens. Et toujours ces nappes bien trancées. L'énergie de la techno. Et il y a toujours cette... électro. Décidément. Ingrédients qui se mélangent. Alors, heureusement que j'ai 2 écrans pour mon cartoucheur. Passe un peu. Ah, il y a Michel qui nous parle du Scanix versus des Youngsters. Amazing. Ah ouais, mais ça c'était dans le cadre de collab. Ouais. Alors ça c'était un battle live. En fait, c'est qu'on a eu une formule où en fait on mélangeait nos 2 lives et Gilles qui était DJ mixait nos 2 lives entre eux en fait. D'accord. Ouais, on a dû faire 70 dates avec cette formule. Wow. Ouais, quand même. Ouais. Faut qu'on recontacte Gilles, Jean. Gilles et son partenaire, c'est déjà, rappelle-moi. Junior. Son duo à Youngster, je me rappelle plus. Junior Rodriguez, tout ça. Ah, ouais, Rodriguez. Ouais. Rodriguez Junior. C'est ça? Ouais. Ah voilà, j'ai eu un trou là. Ouais, Gilles, on le connaissait, on achetait les disques chez lui. On invitera Rodriguez Junior. Ouais, ça peut être sympa. Je reparle à Paul Nasca qui est... Alors du coup... Toujours sur cet album... J'ai Classics, c'est le même album, Classique? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il y a eu des extraits. Ah ouais, j'adore... Oh putain, celui-là, mon dieu. Ça, c'est... Là les gars, désolé, ce soir, vous allez vous coucher, vous allez avoir ça dans la tête et ça sortira plus. Alors ça... Là, ça sort plus. Ça, on le ressort là en digital. Déjà que le The Soul... Alors là, les mecs, je vous le dis, c'est...
Là, tu l'as dans la tête, c'est un truc de fou. T'as envie de le faire péter, ça? Putain, ça, c'est bon. Jeff Strike dit c'est magnifique celui-là. Je suis tout à fait d'accord. Bruno il dit track de fou. Ah là ça te rend. Ce soir je me couche avant d'aller au lit, je me le mets dans le casque. Je rentre chez moi avant d'aller au lit, je me le mets tout seul. C'est quoi d'ailleurs le nappe, ces layers de nappe là, c'est quoi? Je crois que c'était le virus. Ah. Ah, il y avait celui qui avait des sons dedans. Access Virus. Ouais, Access Virus. Ce qui est fort aussi, c'est des petits détails et de faire swinger une rythmique sans avoir une machine analogique. C'est fortiche aussi. Et là, on dirait que t'as une 909 simplement avec le shuffle mis sur 3 ou 4. Ouais, là par contre c'était peut-être une boîte à rythme sur celui-là. Ah. Mais il n'y avait pas de séquenceur là. Le shuffle il vient de la programmation. Voilà, c'est toi qui as programmé le shuffle, voilà, qui est normalement naturel dans le stream. Il y a Seb Lorraine qui dit une ambiance à la Polygon Window du début. Ah oui, Polygon Window c'est Aphex Twin. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, Benjamin, tu l'as un vinyle gris translucide, tu te souviens? Qui malheureusement est gondolé, qui est ouais, resté au soleil. Il est resté au soleil gondolé. Alors il est jouable, mais faut pas que je bouge beaucoup, quoi. Sanchez, il dit la grâce. Bah, désolé, on s'attarde un peu sur le track, mais je crois qu'il nous scotche en fait. Bon, vas-y, arrête, c'est presque de la drogue. Allez, change. Allez, on passe à War. Allez, on voit celui-là aussi. Qu'est-ce que tu écoutais à l'époque? Parce qu'au fur et à mesure des années, tu vois ce que je veux dire, des fois on n'écoute pas les mêmes choses, on a des influences et tout. Je sais pas, avec le temps, qu'est-ce que tu écoutes quels artistes tu écoutes au fur et à mesure, tu sais, des nouveaux talents que tu découvres ou des choses comme ça? Tu veux dire en électronique ou en général? Ben, allez, j'ai envie de dire en général. Il y a des trucs que j'écouterai toujours, je pense que genre un groupe comme Massive Attack ou des groupes comme Radiohead. Ouais. Pour moi, c'est même si je n'aime pas tout de la même manière, il y a au niveau de la production, c'est toujours énorme. Après, en électronique, vraiment, comme je te disais tout à l'heure, je pense que voilà, des artistes comme Aphex Twin, c'est un peu mes disques de chevet, quoi. Ouais. Le riz à la Kevin, c'est ça? Riz à la Kevin. Comment tu l'as vécu le changement entre guillemets de mode, de son au fur et à mesure du temps? Est-ce qu'il y a des moments où tu te sentis un peu plus en phase, un peu moins en phase? Ah ben ça forcément. Mais j'ai envie de te dire, si tu commences à poser ce genre de questions, t'es mort. T'es mort parce que de toute façon, des fois n'est plus à la mode, revient à la mode. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, mes morceaux d'il y a 10 ans ont plus daté que ceux d'il y a 20 ans à cause du son d'aujourd'hui. C'est très technique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc si tu commences à poser ces questions-là, t'es fini, quoi. De toute façon, en plus, c'est pas toi qui va définir que c'est que la mode ou pas, et si ton morceau est à la mode ou pas, c'est pas une science exacte, hein, la musique. Ouais. Et puis des fois, ça peut tenir à rien. Bien sûr. Il suffit que le bon DJ le joue au bon moment, que ça passe dans une émission au bon moment. Puis des fois, ça peut arriver, ce qui est rigolo, c'est quand des tubes arrivent
genre 2-3 ans après que tu les fais quoi. Toi t'as Pour oublié le le faire. morceau, toi Bien sûr. t'as oublié le morceau d'un seul coup, poum, tu sais pas d'où ça vient. Ah putain. Il y a eu des classiques reworks qui sont sortis aussi cette année-là. Ouais, en fait, on a ressorti un 3e single de cet album. Il y a Tribeux qui dit j'aime beaucoup, je connaissais pas. Bah écoute, on est ravis que tu découvres Tribeux. Eh ben écoute, en plus c'est master, ceux-là ils ont été remasterisés hein, Steph. Hein. Celui-là, oui, non pas celui-là. Déjà, je Celui-là, il crois fait pas partie des 4 qui sont sortis vendredi. Là. Très bonne ambiance. Hein. Alors du coup, de la sélection. Pourquoi lui? Attendez, parce que là j'ai deux trucs, voilà. Voilà. Et du coup là maintenant on va passer en 2005. 2005-2006. Ouais, après c'était. Et tu continues à tourner là. T'as jamais eu vraiment de trou alors en fait de. Au niveau des dates, non. Non, j'ai toujours beaucoup tourné. Je m'estime aussi chanceux. Hein. De ceux qui ont commencé à mon époque, il n'y en a plus beaucoup qui sont là. Hein. Et qui tournent autant, on va dire. C'est vrai que c'est pour ça qu'on aime bien dans cette émission, parce qu'on discute pas mal avec des artistes. On aime bien aussi redonner la parole à certains, tu vois, qui sont un peu disparus hein, artistiquement, mais c'est vrai que tenir sur la longueur, c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de poser des questions à des artistes comme toi. C'est des artistes qui n'ont pas lâché 27 ans, quoi, tu vois. C'est pas j'ai démarré la techno il y a 3 ans, tu vois, c'est 27 ans, et là, ils ont même pas les 27 ans. Donc c'est très intéressant de voir comment on peut tenir sur la longueur sans avoir des fois, après on a le droit d'avoir des trous pendant 10 ans pour des raisons personnelles, revenir, ça arrive aussi. Mais je pense que ça fait partie de la création d'avoir des trous. Celui qui va te dire le contraire, et il te ment, quoi. Je veux dire, le principe même de la création, c'est de partir d'une feuille blanche et d'arriver à faire quelque chose qui nous plaise. Mais chaque jour est différent, et voilà, quoi. Et après, je pense que sur la durée, ce qui est très compliqué, c'est que les envies, elles changent. Ouais. La manière de faire change aussi. Donc, je pense que le pire, ça serait de se dire que l'artiste qui va te dire, bah, je comprends plus la musique d'aujourd'hui, voilà, donc qui tombe dans une espèce de, pas d'aigreur, mais tu vois, c'est vrai. Quand tu commences à avoir ce genre de pensée, je pense que tu es sur la mauvaise pente déjà. Parce que je pense que de toute façon, si la musique te plaît pas, bah à toi d'en faire celle qui te plaît, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est une démarche plus positive que effectivement de casser systématiquement. Même si à juste titre, certains trucs ne sont pas bien, mais il y a forcément des trucs bien. Aujourd'hui, il y a forcément des trucs bien quelque part. Bien sûr, bien sûr. Ben, y en a un truc bien que moi j'adore, c'est celui-là. Hein. Le Desire. Ouais. Ça c'est 2005, quoi. 2005, ouais. Voilà, et là on explore des sonorités plus house. Alors ça c'est au niveau des machines, je commençais déjà à utiliser du virtuel. Et ce son-là, c'est uniquement du réacteur. Ah ouais? Ouais. Alors il y a Nicolas tout à l'heure qui nous a demandé sur quoi tu travailles aujourd'hui. C'est toujours du matos ou tu utilises aussi des plugs maintenant? Ah, les deux. Ouais, t'as les deux, ouais. Les deux, et j'ai beaucoup utilisé les plugs. Alors, tu peux nous donner des noms de synthés, tout ça, tes fétiches, tes synthés préférés? Moi, je suis un dingue de Reactor. Ouais. Reactor, ouais. Ah, mais Reactor, c'est plus un sampler. Non, c'est tout ce que oui, je confonds avec l'autre. Avec, c'est quoi l'autre? Dis-moi. T'as Reactor et t'as... c'est quoi qui a des banques à infini, là Massive? Non, pas la Massive. Oui, Contact, voilà. C'est Contact. Voilà, Contact, c'est un sampler avec des quantités astronomiques de... Non, je l'utilise pas mal en plug, c'est Spectrasonic. Ouais. Le mystère et voilà. Ça, c'est vraiment des super plugs. Nicolas prend des notes, hein. Je parle à Nicolas sur le chat parce que voilà. Après, native,
comme je disais, moi, voilà, réacteur, je suis un dingue de réacteur. Ouais. Et là, depuis 1 an et demi, j'ai racheté un peu de hardware, donc je me fais un modulaire en ce moment. Ah oui. Ouais. C'est quoi? Je me fais un modulaire et puis j'ai racheté 3-4 synthés, ouais. D'accord. Ah bah c'est bien. T'es lequel, si c'est pas indiscret? J'ai acheté un Dave Smith en OB6. Oui. Ouais, j'ai acheté une Tempête en boîte à rythme. J'ai acheté un Moog, un Stepsonic D'accord. et un Core Mini Log XB. Ouais, t'as D'accord, c'est des... ouais, c'est des machines modernes quoi. Ouais. Avec des vieilles technologies mais qui sont vraiment optimisées. Bon, en tout cas, ce track là, Desire, moi j'adore. Ouais, c'est une espèce de groove hybride. Ah ouais. Fallait le trouver, tu vois, c'est pas évident à faire un son comme ça, tu vois. T'as quoi là? Mais c'est quoi le son, si tu peux nous donner un peu le secret du... C'est réacteur. Là, c'est réacteur, là? Ah ouais. Déjà à l'époque? Ah ouais, déjà. En fait, c'est 5 filtres qui modulent une séquence. D'accord. C'est pour ça que ça arrête pas de bouger dans tous les sens. Ah, on y est. Là, c'est bien, là. Alors, le Spectrasonic Omnisphere... Ah oui, Loloman il parle de Omnisphere. il est très compliqué à installer. J'ai pas encore une licence officielle aussi, mais comme je vois que même l'installeur officiel est très compliqué, c'est à l'ancienne, je crois. Il faut installer la première version, puis faire les updates. Ouais, c'est un peu. Ça a l'air un peu pénible. Pas très friendly l'install. Ouais, ça est pas très friendly. Et en plus de ça, il est très lourd. Si on prend, il y a 4, je sais pas combien de DVD. Mais il en vaut le détour. Mais tout le monde le dit. Ah hein. ouais, Il fait c'est partie dans les best Ouais, VST tout le où vous monde le tapez. Parce que des fois, quand on recherche un peu, on tape best VST. C'est un bloc, tu peux faire des basses, des nappes, tu Des peux faire nappes. beaucoup de choses avec. Ouais. Il est encore dans la tête, hein. C'est fou tes morceaux, il rentre bien. Hein. Il a, comme dirait mon ami Jeff sur le chat, ça groove. Il y en a que je vais ressortir, hein, c'est sûr. Après, il y a eu Emotion. Oh, le petit breakbeat. Bon bah, Facebook, en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'en fout. Pour lui, ça le gêne pas. Hein, on peut jouer du Scanix. Parce que sinon, d'habitude, on avait du mal à passer les extraits, on avait toujours peur de se faire striker. C'était un peu... Ouais, bien sûr. Alors nous, parler par-dessus, c'était comme plus compliqué. nous, on est strike avec nos propres morceaux sur YouTube, c'est énorme. C'est pour ça qu'on diffuse pas sur YouTube, mais nos propres morceaux. On peut se faire whitelister, mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire. De toute façon, on diffuse pas sur YouTube, c'est trop chiant. Donc ça, je l'ai en vinyle. Et ce morceau, Steph, je l'ai joué, mais alors c'était le sous-label Fuck You Fcom, hein, je crois. Tout à fait, ouais. Tu peux nous en parler de ce sous-label, l'idée de ce sous-label? Ça m'a toujours été un peu un... Bah, l'idée, c'est qu'en fait, c'est vrai que... Enfin, moi, c'est l'analyse que j'en ai aujourd'hui, c'est que Fcom s'était un peu éloigné du dance floor. Peut-être avait perdu un peu ses bases, avec en signant beaucoup de house, d'électronica, etc. Et l'idée de SUFcom, c'était donc Fuck You Fcom, et c'était de revenir à une techno beaucoup plus immédiate, ouais. voilà, retrouver de l'ADN, parce que cette musique, bon, elle s'écoute chez soi, mais elle est quand même censée à la base faire danser les gens, quoi. Ouais. Et ça, peut-être que Fcom l'avait un peu oublié, et voilà, c'était une idée de revenir un peu à la base, quoi. Et qui c'est qui a eu l'idée? C'est Eric? Ah, tu sais, il y avait pas, c'était vraiment un binôme de travail, donc l'un suggérait quelque chose, l'autre surenchérissait, et puis voilà. Mais c'est vrai que l'idée de l'extérieur, je pense qu'elle pouvait venir de Laurent, je pense. Est-ce que c'est le premier? Je crois, je sais plus si c'est le premier de ce sous-label. Alors, je vais y aller. Je vais de suite regarder. En tout cas, moi j'adorais. Hein. Je l'ai joué celui-là. Je pense pas. Je l'avais acheté au Pingouin hein, à l'époque. Montpellier, on précise. Pour les anciens. Tu peux nous parler de la fin de Fcom justement, parce qu'on n'est pas très loin de la fin de Fcom. Je sais pas comment tu l'as vécu, un petit peu le pourquoi, etc. Alors la fin ou la mise en pause? Parce que la du coup, fin. La fin. C'était plutôt une mise La en pause. pause, pardon. Là, je me suis mal exprimé. La Plutôt pause. une mise Non en mais t'as pause. raison Jean, parce que moi je
je savais pas si c'était arrêté. Et là, tu viens de nous dire tout à l'heure que c'était en pause. Parce qu'en fait, quand j'ai vu que vous ressortiez les licences à la FCOM, j'ai dit tiens, c'est quelqu'un qui a pris des licences, c'est quoi En fait, non, Non, FCOM était toujours là en fait. Notre distributeur qui réactive l'entité pour sortir, voilà. Mais Et donc cette année 2006 là, c'était triste parce que c'est vrai que FCOM c'est comme une famille où tout le monde se connaissait. C'était plus que de la musique, c'était une aventure humaine. Donc forcément, au-delà même d'une société qui s'arrête, c'était triste. Mais après, comme dans tout, j'ai envie de te dire, moi après, ça m'a fait aller sur Artav, sur Initial Cut, sur d'autres labels, etc. Alors que pendant 15 ans, je sortais sur la même maison de disques. Donc ça m'a sorti aussi un peu de ce que je connaissais, de ce que voilà. Et je te dirais, c'est un peu comme une histoire d'amour. Hein. Il y a un début, il y a une fin, et puis la fin peut aussi être le début de quelque chose de mieux, quoi, tu vois. Ou en tout cas quelque chose de différent. Faut pas trop s'accrocher non plus au passé, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'était c'était pas une déception, mais c'était une fin, quoi. Après, Steph, il y a aussi l'arrivée du digital, je pense, hein, tout simplement. Hein. Les vinyles oui, se vendaient plus. après, Hein. il y a plein de raisons. Après, c'était. Tu sais, il y a beaucoup de labels, et je pense qu'Efcon vendait énormément de vinyles. Hein. C'était un label qui cartonnait. On arrive dans une période où les gens n'achetaient plus de vinyles. Enfin, en tout cas, dans la techno, ça se vendait plus les vinyles. Hein. Ça se vendait parce que nous on a démarré le label à cette époque-là, oui, mais on vendait des petites quantités. C'était des niches. Et donc quand tu es habitué à faire je sais pas combien ils vendaient d'exemplaires, mais quand tu passes peut-être de 2, 3, 4, 5 000 à 2, 3, 4, 500, peut-être que c'est là où le modèle business model il est un peu chamboulé, quoi. C'est peut-être ça aussi. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui fait. Voilà. Après aussi peut-être que Eric, chacun. Ouais. Après, c'était Eric, ça faisait 20 ans qu'il était dans le business du disque. Il y a peut-être aussi un épuisement et je peux le comprendre. Bien sûr, ouais. T'as envie de changer, t'es pas forcément de faire la même chose toute ta vie, quoi. Voilà. Donc, et puis, c'était un ensemble de paramètres. Certainement, le digital a joué. Certainement aussi, le label devenait avait déjà 15 ans. Donc, c'est dur de se renouveler. Voilà. C'est la vie. Je pense pas qu'il y ait une raison. Je ne pense pas qu'on puisse dire c'est parce que c'est un ensemble de choses et des fois, voilà, faut l'accepter et c'est comme ça, quoi. Mais quelque part, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas triste parce qu'en fait, il suffit de voir en fait objectivement une longue aventure. Ça s'arrête, hein. Ça se met entre parenthèses en 2006, puis en 2008, on va peut-être démarrer là, à l'époque justement. C'est là que tu vois Scriptum, tu commences à être en contact avec Antoine, donc il y a de nouvelles aventures qui se créent. Et puis tu vois, au final, ça n'empêche pas que là, il y ait les 25 ans d'Efcom. Donc au final, tout va bien, quoi. Ouais, je sais pas. Après, moi, je suis pas nostalgique. Hein. Je pense que si tu commences à penser comme ça, surtout dans l'art, t'avances pas, en fait. T'avances pas. Bon, en tout cas, ça revient. Et déjà pour revenir, donc juste pour vous rappeler, parce que là on s'est arrêté en 2005 et en 2008, il y avait ça quand même qui était sorti. Il y a de quoi en parler parce qu'il y avait du bon monde sur l'EP. C'est la Midnight ou Midnight Midnight sur Scriptum, que j'ai en vinyle moi. Alors là, c'est pas la bonne pochette. Hein. Ah, je sais pas pourquoi il y a cette pochette. Ah d'accord, j'ai même pas vu qu'il y avait cette pochette depuis tout à l'heure. Alors, Midnight. Et regardez la pochette, on va les écouter après. Hein. Et là, il y a du beau monde. Donc, on en a parlé avec Antoine. Hein. Ouais. Nous avons fait une je crois que c'est la troisième sortie de Scriptum. Ouais. Parce que ce que j'avais dit à Antoine, je sais pas si Antoine est toujours sur le chat. J'ai dit c'est quand même énorme, toi. J'ai fait tu sors un label et le premier maxi que tu sors de ton label, c'est un carton monumental international, quoi, avec Julien GUL et air conditionné, quoi. Mais ouais. C'est quand même la classe, quoi. C'est sûr. Et du coup, grâce à ça, t'as pu avoir un remix de. On va le mettre, hein, donc Julien GUL. Hein.
On a encore le truc de air conditionné. Hein. On sent que c'était pas loin encore. Hein. Il aimait bien. Je laisse vinyle, moi. Ouais. J'ai un espèce de son dans mes retours là. Une espèce de son de percussion, c'est quoi? Ah oui, c'est moi, pardon. C'est Ah ouais. mon coude qui a appuyé sur le Q du cartoucheur que j'ai à gauche. Parce que j'ai 2 logiciels, voilà. Ah C'est ouais, vrai que j'avais Jean et moi, on l'entend pas. Et c'est vrai que toi, je t'ai laissé dans le cadre. D'ailleurs, au cas où, je vais j'avais laisser. un son de marteau piqueur là. Ah, il est là, Antoine, il est là. Changer la pochette. Allez, hein. Oui. Là, quelle pochette là? Là, j'ai son album, là. Ah, mais attends, parce que là, c'est le Midnight. Non, là, j'ai l'album. On va passer un peu, parce que là, on est comme ça. Bon, quelque part, tu nous as expliqué comment passer les époques, traverser les époques sans embûches. Bah, je sais pas, c'est pas fini hein. Mais non, mais bien sûr, ça fait que commencer même, on va dire. Ah, mais ça fait du bien parce que c'est vrai que des fois on a quand même des discours un peu plus négatifs, un peu plus pessimistes, donc ça fait du bien d'entendre voilà, que voilà, on peut traverser toutes les époques et il y a du bien à chaque époque et on avance quoi. Ouais, et puis écoute, t'as des artistes qui restent des références dans le fait de toujours évoluer, de se remettre en question. Tu prends un mec comme David Bowie, il a fait 37 albums, tout est différent. Après, on aime ou on n'aime pas, on peut pas tout aimer, mais je veux dire, il s'est jamais, il s'est toujours renouvelé en fait, tu vois. Allez, on va mettre l'édit de Laurent Garnier. C'est toi qui avais demandé le remix ou c'est Laurent qui a entendu le morceau qui a voulu en faire quelque chose? Parce qu'il y a marqué Laurent. Non, c'est en fait quand j'avais fait un morceau mais qui était un peu court, et il m'a dit donne-le-moi parce qu'il est chiant à jouer et je vais te faire un edit. Ouais, c'est Voilà. ça, donc c'est lui qui a voulu, c'est pour ça que t'as. Ok. C'est la classe. C'est un peu quand Paul Nasca avec le Memory, qui a DJL qui envoie un mail. Fabio, tu peux m'envoyer les parts s'il te plaît? J'ai voulu refaire une version et. Donc en fait c'est l'édit, ouais, donc en fait il trouvait que c'était trop lent. Et comme Lolo aime bien jouer des morceaux à rallonge et il aime bien faire monter la. Donc je comprends l'histoire. Alors après, il y a le fameux Prism, donc c'est celui qu'on avait écouté tout à l'heure ou pas? Non, oui, Ça on l'a écouté tout à l'heure. Ouais. Prism, Ouais. c'était la sortie minimale sur Arthouse. Non. Il y a eu Lamelight aussi dont tu avais passé un extrait. Non, bah après 2008, après on arrive à 2013 moi, c'est ça? Après, on arrive à 2009 où en fait, je commence à travailler sur la tournée de Garnier. Donc, avec lui aux machines, ce qui était une première pour moi. Et entre 2009 et fin 2012, j'ai fait 300 ou 350 dates avec lui. Ouais, quand même. Voilà. Dans pas loin de 30 pays. Donc, on a beaucoup été sur la route. Donc, j'ai été un peu moins dans le studio. Ouais, Vous voilà. parler un peu de, je sais pas, ta relation avec Laurent Garnier, votre amitié, vos collaborations. Les discussions dans la bagnole. je sais pas, Continue. des choses intéressantes à. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, des trucs rigolos. On en a déjà eu de la part de Jack. Après, pas forcément sur Laurent, mais dans toute Non, cette des choses tournée. que vous avez vécues T'as ensemble. forcément, je te raconte une qui m'a fait vraiment rire, c'est Tonio qui nous avait raconté. Parce qu'en fait, on a une question, c'est quel est ton meilleur souvenir de soirée et ton pire? On peut te la poser maintenant en fait. La meilleure, il l'a dit, mais la Ouais. pire, on l'a pas. Mais la pire, on l'a pas. Ton pire souvenir. La pire, alors je vais te dire, je pense que la mémoire fait bien son job parce qu'elle est sélective, donc avec le temps t'oublies, mais je pense que c'est les soirées où tu te rends compte que le public il comprend pas ta musique, quoi. Ouais. Donc ça peut être une erreur de line-up, ça peut être une erreur de choix, tout simplement. Bon, ça arrive quelquefois et là tu te sens seul, quoi. Surtout sur un live, parce qu'un live en fait tu peux pas, la marge de manœuvre elle est beaucoup Et plus c'est clair. faite. Un DJ, bon bah voilà, j'ai envie de dire ça marche pas, bah il sort deux trois Dance for Killer, comme on dit. voilà, tu vois, pour attraper la sauce, mais avec un live,
Ah, pardon, peak time on dit maintenant sur Beatport, j'ai oublié. Voilà, ça peut être compliqué. Après, c'est les règles du jeu, quoi. Mais après, voilà, c'est toujours aussi intéressant d'avoir ce genre d'expérience parce que j'aime bien des fois dire que des fois l'échec est un diplôme parce qu'au moins ça te remet un peu, voilà, en question et tu te dis bah tiens ça peut ne pas marcher, quoi. Et ouais, de toute façon, ça arrive à tout le monde. Hein, donc, Et son état d'esprit, alors, bah, c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu Laurent pendant le confinement et dans ces périodes un peu troublées. Vous partagez cette vision-là un peu positive que tu as toi ou pas? Lui, c'était un peu plus compliqué parce que il était en plein déménagement. Enfin, il y avait tout un contexte un peu qui n'était pas le plus simple pour lui de vivre ce confinement et puis surtout de vivre. C'est quelqu'un qui a quand même vachement toujours travaillé pour être maître de son destin et puis comme beaucoup, ça s'arrêtait, quoi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, hein, on peut plus bouger, on voyage plus. Donc en fait, le pourquoi et les raisons de notre job, j'ai envie de dire, enfin de notre passion, est remis en question, quoi. Donc ça lui a tapé sur les nerfs cette période. Ouais, c'est psychologiquement. Voilà, c'est. Après, c'est des périodes de façon où tout le monde s'est posé des questions, quel que soit son métier, quel que soit. Voilà. Après. Voilà. Après, c'est vrai que lui, il a un discours où c'est vrai que imaginer des soirées avec de la distanciation sociale ou des soirées avec ou faire des streams, pour lui, c'est inconcevable parce qu'en fait, pour lui, la raison d'être de cette musique, c'est de rassembler les gens et d'avoir une réaction, une interaction avec eux. Donc, depuis chez lui, faire des streams, pour lui, il voyait pas le sens en fait. Mais ça veut pas dire qu'il en fera jamais, mais en tout cas, c'était le discours qu'il avait pendant le confinement, quoi. D'accord. Ah, je t'entends plus là. Ouais, non mais c'est normal. Alors il y a Fred Dumuli qui me dit attentivement. Alors Fred Dumuli qui dit Steph, son meilleur souvenir de soirée, c'est quand il finit pas tout seul. Je vois ça ne regarde pas, Fred. Nous regarde pas. Donc du coup, ouais, après, c'est vrai que nous on n'a pas fait de stream avec Jean, on a fait des émissions, non, on a créé cette émission. Voilà, le dit à chaque fois, on te le dit très rapidement. En fait, nous on avait deux podcasts de retard qu'on devait faire des mix. Et quand le Covid est arrivé, en fait, on n'avait pas envie. J'ai dit, on n'a pas envie, mais qu'est-ce qu'on fait? On avait envie depuis toujours de faire des interviews. Ça fait 20 ans qu'on en parle et qu'on ne le fait pas. Et là, j'ai dit, c'est l'opportunité. Et en fait, on se régale beaucoup plus de faire ça que de mixer des morceaux. Et voilà, donc c'est vrai que pour nous, ça a été le moyen de bien vivre le Covid, c'est de découvrir des artistes comme toi surtout que là, qu'on apprécie musicalement, mais avec qui on peut justement parler d'histoire de la musique. Et surtout que tout le monde est assez disponible, forcément, parce que voilà. Et Bien sûr. Le but, c'est de trouver, d'en faire pas une force, je veux dire, mais de rebondir. C'est plutôt positif, parce que quand tu vois qu'on a réussi à, je sais pas, quelqu'un comme Stefanovic, à pouvoir le parler, tu vois. Je pense que ça sera son dernière interview. C'est génial, quoi. C'était quelque part, voilà, c'était. Il y a eu quand même du positif dans tout ça. On a appris à connaître des gens. Tous nos invités sont des gens super, tu vois. Ouais. Bien sûr. Donc on a été en 2013. Ouais, 2013, c'est la signature donc sur le label de Stéphane Bodzin, Herzblut. Ouais. Alors attends, que je me retrouve. Moi j'ai Blue Red. Comment ça s'est passé là justement? Alors j'ai Sincerium et Blue Red, c'est lequel? C'est ça. C'est les deux en fait, c'est le. Ouais, c'est le même maxi. Allez, on va commencer par lui. Comment ça s'est fait la rencontre du coup, parce que c'est quand même ça, c'est du poids lourd. Hein. Ouais, c'est pas rien quoi. Stéphane, je l'avais croisé un petit peu. Je crois de mémoire. Je l'avais envoyé à Laurent le morceau et Laurent m'a dit je vois bien sur Herzblut le label de Bodzin. Il a envoyé un mail et c'était signé dans l'heure. Ça aide. Ah ouais, ça. D'accord. Ouais. Ça cadeau bien. Michel qui nous dit merci à vous, j'arrive à voir mes poteaux du son grâce à vous. Merci à toi Michel.
Facebook qui me fait une frayeur là. Je sais pas si vous captez toujours sur Facebook. Ah, avec ce morceau? Ah non, c'est pas Marceau, c'est la vidéo. C'est bizarre, il me dit que la vidéo il arrive pas à la capter. Moi, je vous ai, hein. Ah ouais, c'est bon. Ouais, mais le retour ici, c'est bon, ouais. Une petite frayeur pour rien. Ah, une erreur est arrivée aussi sur... ouais, il y a dû avoir un petit saut. Bon, ça peut arriver. Sur Twitch, bon, c'est reparti. Je vais te poser la question, Stéphane, parce qu'on a des questions un peu qui sont incontournables et on les pose à tous nos invités. S'il fallait que tu fasses un B2B, bon, B2B ça ne se dit pas parce que toi tu n'es pas DJ, mais une collaboration live, on va dire, ou pas, même si tu en as fait, mais il faudrait choisir un artiste avec lequel tu aimerais, tu fais un duo, ça te paraît évident, c'est voilà. Et voilà. En live ou en studio? Allez, peu importe. Une collaboration, vous travaillez ensemble et en tout. Studio, j'ai envie de te dire, j'aimerais travailler avec Apex Twin parce qu'au moins j'aimerais au moins découvrir sa manière de travailler, tu vois. Ouais. Le secret, quoi, ouais. Comment il fait, quoi. Voilà, après. Alors, attention, tu risques de prendre des risques, hein. La manière où il fait, quand tu vois l'équipe, moi j'aurais peur. Je me dis, bon, je suis une décharge, moi. Hein, je suis, voilà. Mais ouais, c'est un bon choix, je pense. Apex Twin, c'est quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, on sait, j'ai pas trop suivi. Est-ce il explique comment son process de. Bah, qu'il écoutait pas de musique, tu nous disais, je crois, Steph. Ouais, enfin après, je pense qu'il doit être très joueur, donc connaissant sa musique, donc il peut nous dire ce qu'il veut aussi. Oui, ça c'est sûr, hein, on peut pas vérifier. C'est vrai. Je regarde si j'ai la pochette là de 2013. Ouais, elle est là, sans sérieux, on va mettre la pochette quand même. On va écouter l'autre morceau de l'EP. Je vous mets juste la pochette quand même. Hein. Après, c'est Blurred. Blurred. Comment on prononce ce genre? Comment? Blurred. Je sais pas de quoi. Le morceau. Blurred. Toi, tu me le dis, je sais pas. Speak in English. Yes. Ambition. I'm not fluent, but I can speak a little. Ok. Donc, on va le mettre. Attends. Il commence avec une petite intro, ça faisait longtemps. Ah oui, il y avait une question, je l'avais noté de côté, on l'a posée de quelqu'un du live, qui nous disait ton live LBS avec Laurent Garnier, c'est Jean-Marc qui posait la question. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? En fait, quand donc j'ai commencé à être sur la tournée aux machines, sur la tournée de Laurent en 2009. C'est ça la tournée LBS en fait. Alors non, c'était pas encore la tournée LBS, c'était son gros live, c'était la tournée de son album. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'au bout d'un an, lorsqu'il a fini la tournée, il disait, moi je ne me vois pas retourner comme ça au platine. On était à 5 sur scène, le choc serait un peu trop violent, donc il s'est dit, on va faire un mélange DJ live, donc avec Ben au clavier, moi aux machines et Laurent au platine. Donc on a fait cette formule et on a fait... un peu comme il avait fait avec la tournée Unreasonable Believer en 2000. Peut-être qu'il avait fait pareil, ouais, ça je sais pas, ouais. Et en fait, j'ai eu la chance de faire son warm-up à Montpellier. Je vais pas raconter l'anecdote, mais j'avais gagné un concours de DJ et en fait, si tu veux, je me suis retrouvé à faire le warm-up de Laurent Garnier. D'accord. C'était un de mes meilleurs souvenirs, forcément. Et ouais, donc il jouait les morceaux en live. Il y avait Philippe Nadeau au saxo, comment il s'appelait au clavier Benjamin Ripper. Ouais. Et lui, donc il mixait et de temps en temps, bon, il avait son PC avec son live, avec son Cubase, hein, parce que toujours Windows et Cubase, Lolo, à l'époque en tout cas. Et donc il jouait et de temps en temps, hop, il faisait un morceau live de l'album Another Behavior, quoi. Et moi, c'était un super souvenir parce que voir Philippe Nadeau jouer The Man the Red Face au sax en live, c'est quand même chouette, quoi. Bien sûr. Et c'était énorme. Et cette soirée, il s'en rappelle, Laurent, parce qu'à la fin, il y a eu une coupure de courant. Et il a pété la moitié de son matos. Donc il s'en rappelle très très bien de son passage à la dune à Montpellier pour la tournée Rosanna Behavior. Et cette soirée, je rappelle l'anecdote, c'est qu'il y avait il avait demandé à ce que ce soit Gilles Le Gamin qui fasse aussi qui joue. Donc moi j'avais gagné le concours, donc j'avais fait le warm-up. Le résident finalement, moi je devais jouer que 20 minutes et le résident 3 quarts d'heure, ça a été l'inverse. J'ai joué 3 quarts d'heure, le résident à peine 3 morceaux. Gilles Le Gamin joue et à la fin Gilles a été allé le voir en disant ouais j'hésite Laurent, j'envoie des promos à FCOM mais j'hésite. Il me dit ah mais t'es fou Gilles, c'est comme il est Lolo, mais t'es fou, mais j'adore, mais envoie directement chez moi. Alors, il lui a donné son adresse perso
Et c'est de là qu'est parti The Youngster quand même. Donc j'ai assisté à ce moment, et à chaque fois que je revois Jules le gamin, j'ai fait, tu sais que j'ai assisté à un des meilleurs moments de ta vie. Il me fait, ah putain, c'est vrai que t'étais à côté. J'ai assisté à la conversation quand il parlait, il lui a filé son adresse. Parce qu'il déménageait, il expliquait qu'il avait loué une espèce d'ancienne usine à yaourt, je sais pas quoi, et que et que j'ai dit, mais qui c'est qui a déménagé tes disques? Il me dit, ah ben les managers, mais ça y est, je suis banni. Ils m'ont dit, toi c'est la dernière fois. toi, tu nous referas plus. Parce que c'était les déménageurs qui avaient déménagé toute sa collection. C'était un truc de fou quoi. Moi je me suis éparpillé, je suis désolé. Donc, mais bon, des anecdotes. Donc, sur LBS, donc ouais, d'accord. Moi je vais avoir une question sur LBS après. C'était en 2012, alors du coup, donc ouais, c'est bon moment, ouais, 2013. Donc en 2012, donc Laurent avait sorti le morceau sur Time, comment il s'appelait ce maxi là, Time avec LBS Crew. C'était un peu plus tard ça, je crois. Non, en 2012. Sur Headbanger, ouais. Ouais, mais je crois que c'est 2012. Là, c'est 2012, t'as raison. Quoi. Ouais, et c'est 2012. Pourquoi j'ai pas ce morceau? Alors attendez, je vais le rechercher dans ma collection, ça va être plus simple. Donc il y a une version, c'est LBS Crew. C'est featuring LBS. Et c'est quoi alors du coup, quand ce morceau featuring LBS, il y a toi dedans ou pas? Bah, en fait, si tu veux, le LBS, vu qu'on était tous les trois, il y a des morceaux qu'on a fait à trois. Et celui-là, est-ce que tu vois lequel qui parle de temps, Timeless, je crois le maxi c'est ça? Attends, je vais aller sur Discog. J'y vais, je suis désolé. Là, tu joues pas le bon morceau, tu joues un truc à moi là. Ouais, non, mais je sais, mais je l'ai pas encore le morceau. Hein. Je cherche d'abord le nom pour pouvoir le jouer en fait. Garnier, allez, attends. J'en profite. Michel sur le live demandait si la plus belle soirée LBS c'était Playel. Alors, la Playel, c'était pas LBS. La Playel, c'était le gros live. C'était D'accord. avant qu'on fasse LBS, quoi, bien sûr. D'accord. LBS, c'est ce que je dis, on était trois. Ben, Laurent, Stéphane. LBS. D'accord. Alors que Playel, on est 10 sur scène. D'accord. Alors, je vais le trouver ce maxi ou pas. Timeless EP. Donc, ok. Donc, tu as Jack in the Box que Loloman adore. Hein. Mais il y a aussi Our Future. Et c'est le morceau Our Future. Est-ce que tu as contribué à ce morceau ou pas? Ouais, on a travaillé ensemble dessus, il me semble. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai souvenir, il était en featuring sur Beatport. Et j'ai l'écouté, et en fait, c'est un de mes préférés morceaux de Laurent Garnier, en fait, avec du recul. D'accord. Même malgré qu'il soit sorti en 2012, il nous fait, c'est du Laurent Garnier, du vrai. Parce qu'après, tu sais, Laurent est parti dans plein d'horizons. Après, il a voulu, avec The Clown Making Machine, tout ça, et après, il a voulu faire beaucoup d'expériences différentes. Et là, j'ai trouvé qu'il était revenu un peu aux sources. Alors attention, The Cloud Making Machine, c'était bien avant, c'était en 2005. Oui, non, mais je sais, mais c'est ce que je t'ai dit, toi. Il est parti sur pas mal de projets. Et arrivé en 2012, hop, et ce morceau, on retrouve du Laurent Garnier de l'époque. Et ce morceau-là, le Our Future, hein, et il est pénible à mixer, à faire venir, mais alors quand tu le fais bien venir, c'est une tuerie, quoi. Et là, et je sens ta touche dessus, c'est pour ça que je te demande ça, en fait. Mais il me semble que j'avais travaillé, je sais plus. Très honnêtement, mais comme si il met featuring LBS et qu'on a dû le travailler. Ouais, alors c'est pas sur Discog, mais moi le morceau que j'ai, il y a bien marqué featuring LBS. Alors peut-être que sur le vinyle, il y est pas. Mais moi sur la version digitale, il y a bien la version D3 mix featuring LBS, un truc comme ça, je crois. S'il y en a ceux qui sont sur le chat qui peuvent me dire, parce que je sais pas pourquoi que j'ai un trou de mémoire là-dessus. Et ouais, donc ok, donc LBS, c'est vrai que j'ai même pas pigé, tu vois que c'était tout simplement Laurent, Benoît. Ben et Benoît et Stéphane, quoi. Et après, donc attends, je vais arrêter le morceau de Bread, parce qu'après c'est 2017 si je me trompe pas. Enfin, l'avant-dernier EP, puisqu'après t'as pas mal de choses qui vont arriver là très très prochainement. 2017, c'est Alien Symphony. Ouais. Si on fait des erreurs, tu nous dis, hein, Steph, bien évidemment. Non. En fait, c'était la première sortie du label Volphony qui a été montée par Chaotic Ramses, Chris Sonora. On va l'inviter, je pense. Ah oui, Chris. oui, il est prévu dans les invités, ouais. Voilà. Faut juste qu'on cale une date. Hein. Ouais. Tout à fait, l'exorciste. Ouais. J'ai un souvenir avec Chris Sonora. Il peut pas avoir oublié ce souvenir. Avec Jeff Strike et Cédric Kosek. On va l'inviter.
On l'a invité. Je le raconte pas parce que Garde-la c'est sous le énorme. coude, Ouais, garde-la. faut pas Bah, que Cédric ça, là. Kostek, c'est lui qui avait fait mon clip dont je parlais tout à l'heure. Ah, Ah, Cédric Osseb, c'est un ami à Jeff Strike là qui est. ouais. Bon là. Ah ouais, Cédric, donc hein. Ah, c'est lui qui t'avait fait le. Bah, Cédric Kosek était le dernier light jockey que j'ai remplacé au New York. Il était light jockey du New York. Ouais. Donc, Cédric Kosek. Ouais, bien Pas sûr. ça. Ça a été pendant des années, Cédric Kosek a été le light jockey du New York, quoi. Et d'ailleurs, à cette fameuse soirée, la Salle Edelcel, là où Laurent avait joué ton morceau The Soul, il y avait Cédric Kosek. D'accord. Ça l'avait énervé les lights. À un moment donné, il est monté dans la cabine avec Laurent et c'est lui qui il a dégagé le lighteux. Il avait fait les lights. Je me rappelle. Ça, On en c'est- avait parlé pour l'émission d'Electric Rescue de cette EP là. Pour Volphonie. Parce qu'il y a un remix de Electric Rescue dessus. je Ouais, crois. il est là. Je vous le mets. Attendez, Ouais. on écoute un peu encore parce que j'aime bien parce que les intros sont tellement longues. Ouais, on en avait parlé de ce EP avec Ouais, on en a Antoine. parlé avec Ouais. Antoine. Hein. Antoine, corrige-nous, mais il me semble qu'on en a parlé. Si, moi je me souviens. Donc là, c'est. Attends, parce que là, mon cartoucheur déconne, je vais regarder là-bas. C'est bien le remix, ouais, c'est ça. C'est bien le remix d'Antoine. C'est toi qui avais demandé le remix ou c'est Antoine qui était chaud pour remixer? Oh, écoute, c'est peut-être certainement un peu des deux. Après en avoir discuté aussi avec Chris. Et après, on est tous des vieux potes, hein, tu vois, donc Ouais. c'est, je veux dire, quand ça se passe en famille, c'est un peu plus simple, tu vois. Et ouais, ça fait quelques années que vous le connaissez. Bien hypnotique, hein. Ah, Grosse émission avec Antoine Antoine. me confirme qu'on en avait parlé. Ah, il y a Jean-Marc qui pose une question. Qu'est-ce que Stéphane a pensé du retour de la vraie techno, juste ce qu'il dit, pas minimale, dans les années 2010 avec le Berghain, Concrète et tout ça? Question de Jean-Marc. Bah, je pense qu'en fait, le retour à une techno plus basique, plus concrète, plus violence, c'est le mot, mais en tout cas plus immédiate, c'était la réponse à 10 années où il y avait eu la minimale, il y avait eu de la sophistication, et on avait peut-être perdu un peu l'énergie du début et les raisons pour lesquelles cette musique avait existé, quoi. Donc, c'est-à-dire faire danser les gens, de l'énergie, retrouver peut-être l'esprit de la rave aussi, tout simplement. On avait perdu, quoi. Je mets l'original là. Donc ça c'était il y a 3 ans, 2 ans et demi quoi. Ouais, fin 2017, quoi. Ouais, 2017. On voit quand même le nombre de dates, 350 dates. Ça fait presque un an. Effectivement, Presque un an de tournée. c'est presque, ouais, c'est du temps plein quoi. Alors c'était pas sur une année, hein, Non, les non, mais- 350, mais Ah, quand mais tu là- réfléchis, c'est équivalent Non, mais- d'une année quoi. mais attends, mais même sur, Là, sur tu plusieurs survis années. pas. Alors du coup, tu m'as envoyé. Alors est-ce que c'est le moment, Steph, d'écouter un peu ce que tu m'as envoyé tout à l'heure? Bah oui, c'est le moment là. On va parler de l'avenir là. Ou de plutôt du présent même, parce que là c'est même plus l'avenir. Il y a quand même. Là ça bouge. Donc on a FCOM qui ressort pour ses 25 ans les morceaux remasterisés. Alors, FCOM ressort 25 maxi pour les 25 ans. J'ai Et les pochettes là que tu m'as envoyées. Donc Voilà. voilà, hein. Ça c'est le tien. Ça, c'est le mien qui est sorti au mois d'avril. Donc, tout est quasiment vendu en ligne. Il ne reste plus que quelques dizaines, je crois, à la Fnac. Et en plus en période de confinement. C'est vendu. Ouais, étonnamment. Ouais. Et ouais. C'est clair. Bah comme nous un peu notre cocaïne, hein. Les gens ont envie d'écouter de musique, je pense que ça les aura fait du bien un peu d'acheter la. Ouais, voilà. Après il y a celui-là, hein. Celui-là, il est sorti en digital avant-hier. Ouais, cool. Et le vinyle arrive en septembre. Avec le fameux The Soul. Voilà. Peut-être le prendre Donc, celui-là. tout est remasterisé. Hein.
Ah, c'est cool. Qui c'est qui a remasterisé? C'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est une boîte de mastering à Paris. Je voulais pas le faire, moi. D'accord. C'est français. Ouais, français. Bon, c'est cool. Ça rentre dans la tête, hein, ce Alien Symphony, hein. C'est... Et les collaborations avec notre cher Antoine aussi, alors. Alors attends, parce que là... On a une exclue, là. Alors attends. Moi, tu m'as envoyé deux choses. Tu m'as envoyé un morceau que tu voulais que je passe parce que c'est un des morceaux qui t'influence Ouais, j'ai bien. Enfin, tu m'avais demandé voilà quel est les morceaux. Et il n'est pas encore sorti en plus, je crois. Hein. C'est ça, hein, c'est une promo. Non, il est pas sorti. Ah, c'est bien le Doing, c'est ça le Dong. Comment tu prononces? De Knight, oui. De Knight. Alors du coup, je l'ai ici. Alors, attends, parce que du coup, je vais mettre ton retour. Voilà. Ah ouais. Ouf. Ça c'est pour Jean Bruce, ça. Alors il n'y a pas la pochette du coup, hein, donc. Alors comment on prononce? Vas-y, prononce le nous. De quoi, l'artiste ou Ouais, les deux. Je crois que le morceau s'appelle Dong, non? Ouais, Dong, Knail. Ouais, d'accord, c'est voilà. Knail. Knail, donc. Smile. Et nous, après, on va te faire écouter des exclus à nous après. Ouah. Je sais un peu. Tu peux lire la question de Jean-Marc Ça boulègue, comme on dit chez nous. Tu peux lire la question de Jean-Marc, Jean? Ouais. Ouais. Jean-Marc a une question. Je ne sais pas si Stéphane a la réponse. Mais sur les repress, pour les 25 ans de FCOM, il y a certains trucs qui étaient sur Fnac. Est-ce que Eric Morand a racheté les droits de Fnac Music Dance Division ou alors c'est Arcade? Alors, il a raison qu'effectivement, sur les rééditions, il y a des morceaux qui étaient sur Fnac. Après, pour tout ce qui est aspect juridique et tout, j'en ai aucune idée. Franchement, D'accord. Faudra poser la question, Eric. s'ils le sortent, c'est qu'ils peuvent le faire. Ouais. Donc, Oh non, mais oui. Oui, un vraiment, rachat il de y a eu un licence. deal ou un... C'est bueno, hein. Donc ça, c'est ce qui en ce moment te fait kiffer. Ouais, j'ai bien aimé ce morceau. Ouais, bah y a pas que. Je pense que Jean-Bruce a dû bien aimer aussi. Ah oui. Eh ben on le jouera dans notre prochain live. Ça devrait plaire à Michel Salam. Et après on a une autre chose, hein, donc tu m'as envoyé, donc c'est la collab, c'est ça? Voilà, la collab avec Electric Rescue. Je vais proposer un truc. Antoine, si tu es d'accord, j'ai bien envie d'appeler Electric Rescue en direct là, si ça te gêne pas, Steph. Vas-y. Alors Antoine, je sais pas si t'as ton messenger, hein, on va t'appeler, écoute, on va voir s'il répond, Antoine. Attends, il faut que je retrouve. Faut savoir que j'ai 6 ou 7 écrans, hein, je rigole, mais j'ai 5. Oh, Marc, si, j'ai 6 écrans devant moi. J'ai 6 écrans devant moi. Je retrouve où j'ai le gestionnaire des trucs. C'est par là, ouais, c'est là. On va rajouter Antoine. Je sais pas, Antoine, j'espère que tu vas pouvoir répondre. Alors, faut que je rajoute. C'est l'invité mystère. Faut que je rajoute le bon Antoine. Alors attends. C'est quoi déjà sur Facebook, c'est quoi déjà? C'est Antoine Husson. Ouais, ça doit être ça. Je crois, mais attends, pourquoi il me trouve pas? Aïe. On va voir si Antoine répond. Bon, c'est purement improvisé. Oui, je hein. remets mes affaires, j'étais nu dans mon lit. On t'a interrompu. Je sais pas ce que tu faisais en regardant l'interview, Antoine. Cela mais... ne nous regarde toujours pas. Est-ce qu'il reçoit l'appel déjà?
La magie d'Internet va-t-elle opérer Celui à mettre son slip quand même. Ouais. N'active pas la caméra, on sait jamais. Moi ça va. Alors, réponds-nous, Steph, déjà si tu reçois l'appel. Sinon, je te rappelle plus tard, hein, s'il n'est pas dispo. Ça aurait été marrant d'avoir Antoine pour qu'il, avant qu'on écoute. Ou alors passe le morceau et puis on va essayer après. Ouais, vas-y. Ouais, attends. Allez, si vous voulez, on fait ça. Ah ouais, c'est. Ouais. Là, il est un peu plus tard, on peut commencer à s'énerver un peu là. Je regarderai, c'est bon. et je vais regarder le professeur X. Alors Antoine, visiblement, tu reçois pas l'appel. Alors essaye de rejoindre, je sais pas. Si tu peux me confirmer, Antoine. Je regardais le professeur X transpirant. J'attends l'appel. Ben, je t'appelle en fait, mais je t'appelle sur ton pseudo Facebook. Bruno, il dit puissant. Effectivement. Pourquoi t'as pas notre appel, Antoine? Il dit qu'il attend l'appel là. Ouais, mais ça marche pas, je sais pas, alors que je viens de le faire. Hein. Lance ton Messenger, Antoine, et dans Messenger, tu devrais pouvoir même rejoindre l'appel même. Tu devrais l'avoir dans ta liste de conversation. Ouais, mais Antoine, la technologie, c'est pas son fort en fait. Oh, il s'en est sorti la dernière fois. On a dit qu'on balançait pas les copains. Alors, j'aurais bien raccroché, mais il y a marqué mise en relation. Alors Antoine, a priori, il y a marqué mise en relation. C'est-à-dire que ton Messenger n'est pas allumé. Il faut que tu allumes Messenger sur ton smartphone ou où tu veux. Sur ton smartphone, ce sera plus simple. Donc lance Facebook Messenger et là tu devrais... parce que mise en relation, ça veut dire qu'il te cherche. T'as un peu plus de temps, Stéphane, en ce moment pour faire des projets studio, des remixes, des prods pour toi, tout ça. Là, dans ce moment, t'as un peu de temps? Attends, Stéphane est parti. Ah, Marietta dit Sound is dope. Répète ta question, elle est Jean. d'où, Marietta? Elle est pas française? Je sais pas. Thank you, Marietta. Je sais pas si elle parle. Marietta, Detroit. Marietta from Detroit peut-être. Marietta Detroit. Bon, on n'arrive pas à joindre Antoine. Et il est de nouveau là, Stéphane? Ouais. Antoine, est-ce que tu peux me confirmer s'il te plaît, sur le chat du live si tu as bien lancé ton Messenger Facebook sous le pseudo Antoine, bien évidemment. Alors il y a un décalage de 8 secondes, ça qui est pénible avec Facebook. Stéphane, tu m'entends? Ouais. Je te posais une petite question. C'était pour savoir si en ce moment tu avais du temps pour la prod, pour faire des remixes, pour être un peu plus, tu vois, au studio. Là, je suis en train de faire un remix pour un label parisien qui s'appelle Betrax. Ouais, Bitrax, ouais. Donc voilà. C'est vrai que là, pendant le confinement, j'ai pris pas mal de mix, enfin je fais pas mal de trucs pour les autres. Mais là, je retravaille en ce moment sur mes prods aussi. D'accord. Voilà. Et c'est avec, donc, on peut le dire, avec pour Squall G. Le remix sur Betrax, ça sera Squall G. Ouais, Squall G, c'est l'équipe qui sont prévus. Normalement, on avec devrait l'avoir en interview. Avec G-Prod, G-Prod. on va avoir l'équipe des G de Bordeaux, là. On va avoir les Bordelais normalement en interview. Bordelais, c'est prévu, là, qu'on les ait. Faut qu'on cale la date. Parce qu'on aura Loloman avec nous, ici, à Béziers, et Squall G et G-Prod, les frangins, à Bordeaux, ça va être sympa. Ouais, ça va être rigolo. D'accord. D'ailleurs, on passe bonjour à tous les Ouais. Bordelais qui nous écoutent. Tout, ouais. Bon, Steph, je crois qu'Antoine, c'est un échec. Bon, écoute, tu nous expliqueras pourquoi ça marche pas. Voilà. Ou si tu arrives à relancer ton Messenger. Alors, normalement, Antoine, sache que tu peux. Maintenant que ça devrait apparaître dans ta liste de conversation, là, tu devrais l'avoir dans Messenger, tu peux faire normalement rejoindre la conversation. À la limite, tu le fais, tu arriveras dans la conversation. Mais mise en relation. Donc, Facebook veut pas de toi, Antoine, ce soir. Dommage, on est arrivé à la fin du. Voilà. Bon, en tout cas, belle collab. Ça envoie du bois. Ouais, c'est bon. Là. Je monte le son pour l'audience, là. Ça tape bien le beat, là. Tu l'as. Fais pas semblant, hein. Là, on est sur du 4-5 heures du matin. Là. Ouais. C'est ça. Eh ben écoute, merci pour l'exclu. Et ben Ouais. du coup, on va nous aussi vous faire écouter des exclus sur Belous. Alors attends, où est-ce qu'on va trouver tout ça? Ah oui, quel label Où est-ce qu'on va, si on veut les acheter? C'est sur Scriptum ou pas? Alors ça, la collab, on sait
c'est pas encore signé, donc voilà, c'est pour le moment c'est pas. Bon. À suivre. Ok, ben vous nous le direz, toi ou Antoine, de toute Ouais. façon. Ouais, Vous- bien sûr, vous bien nous sûr. tiendrez Si au vous n'avez courant, pas le et- sortir, nous on a un Turbulus Technocity, hein, donc vous pouvez toujours. Et si vous voulez, voilà, on pourrait même en parler pendant une prochaine émission. On pourra faire une petite intermède. Cool. Ouais. Alors, Cool. Antoine, j'ai bien fait Antoine Husson, ouais. Mais bon, le problème c'est que il y a marqué mise en relation. Et, Il n'y en a pas deux d'Antoine Husson. Des fois, tu as Nicolas Cuer, il en a deux ou trois des Nicolas Cuer. Des fois, t'es pas loin. non, c'est lui, c'est sa photo et c'est la même que sur le truc. Ah ouais, avec Nicolas Cuer d'ailleurs, la collab, comment ça s'était passé? Alors attends, je vais rajouter dans la conversation Facebook. C'était pas une collab, hein, c'était un remix. Un remix, pardon, le remix, comment ça s'était présenté Bon, il m'avait demandé un remix, tout D'accord, simplement, et ok. j'ai dit oui. Nicolas Cuer, on l'a eu en émission, c'est un copain. J'en fais pas mal des remix. Mais c'est bon à savoir. Ouais, et d'ailleurs, écoute, nous, là en ce moment, on va en rechercher bientôt des remixeurs. Et alors, attends, j'essaie de rajouter, excusez-moi, on est en direct, hein, j'essaie de rajouter maintenant dans le... Les aléas du direct. Non, mais j'essaie juste de rajouter... Quand membre. quand on mettra la vidéo en replay, on coupera toutes les. Ah, mais les c'est Jean passages. Brusque, administrateur de la conversation. Est-ce que tu peux rajouter Antoine dans la conversation Facebook? Tu vas dans Messenger, Jean, et tu rajoutes Antoine. Et là, il pourra rejoindre quand il veut la conversation lui-même, en fait. Voilà. Bah, dans Messenger, tu cliques dans ton... Messenger, d'accord. en haut, là, et tu vas dans là où on a tapé nos messages depuis, voilà. Alors, désolé pour le direct, alors ce que je vous propose, on va remettre un morceau de Scanix. qu'on Ah, n'a pas interview joué. Scanix, ça, c'est ça? Ouais, interview Scanix, et rajoute Antoine, s'il te plaît, dans la conversation. D'accord. Rajoute Antoine, tu crées un texte, il va recevoir comme ça le texte, et il pourra nous appeler. Ah oui, je fais plus. Ouais, plus, et tu rajoutes Antoine. D'accord. C'est bien Facebook, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Alors attendez, on va mettre un morceau de... Qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter en attendant? Tiens, un remix que... On n'a pas écouté de remix de toi. Voilà, Cardinal. Voilà, oula, et en plus... Pas con. Eh ben, rajoute Antoine dans la conversation. Tu cliques sur interview là, et tu... Ajouter des personnes. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Alors ça c'était en 2006. Cardinal, Sedma, remixé par Scanix. C'est bon. Voilà, écris un message maintenant, Jean, dans la conversation. Quoi? Écris n'importe quoi, on s'en fout, c'est comme ça il va recevoir le message. Voilà, est-ce que Antoine t'as reçu les 4 E que j'en viens de t'envoyer? Si c'est le cas, non, tu peux rejoindre l'appel. Ah, il est là. Il est là. Il est là, ça y est. Tu nous entends, Antoine? Ouais. Ah, il est là, enfin. Alors par contre, il y a un écho, Antoine, alors je sais pas, parce que tu ferais que tu coupes Voilà. voilà. On est en train d'écouter le remix de Scanix qu'il avait fait pour Cardinal. Ouais. Et là, on est bien dans l'électro, dans la période 2006, il n'y a pas de doute. Hein. Super. Ah. Nickel. Allez, du coup, Antoine... Salut Antoine. Attends, je coupe la musique. Salut Antoine, donc, du coup ça va? Du Il fait chaud chez toi? Non, ça va, moi je suis du Schnorr. Ouais, nous Donc, non. C'est nickel. Donc du coup, beau track, hein, ça envoie du bois, hein, vous n'avez pas fait semblant. Hein, sur ce... merci. Merci pour l'exclu. Ouais. Donc De du rien. coup, pas de scriptum, tu veux pas le sortir sur scriptum? Non, ce qu'on s'était dit avec Steph, c'est que on allait commencer à démarcher sur ce projet-là parce que Scriptum entre guillemets c'est de l'acquis. Si on a envie de le sortir sur Scriptum, on sort sur Scriptum. Mais on s'est dit qu'on allait tenter une aventure ailleurs pour voir quoi, parce que c'est toujours cool d'avoir des bien, projets sur d'autres labels et avec d'autres personnes et de rencontrer des gens. Donc c'est ce qu'on s'était dit, mais on en est là. Puis les vacances. Il est arrivé, les vacances sont arrivées, puis là on va s'y remettre dans pas longtemps, à refouiller avec quel label on pourrait faire ça. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, si on trouve pas d'intéressé, oui, ça arrive. Enfin, moi je suis partant pour du Scriptum.
Eh ben, écoutez, si quelqu'un qui écoute l'émission en replay ou autre, si vous avez un label, contactez Antoine ou Steph. Et Oh. tenez-nous au courant quand Alors, ça sera fait. Voilà. J'ai une question. Le record, c'est qui de l'interview, genre? C'est Antoine ou c'est avec qui qu'on a fait le record? Non, moi, je crois que j'étais à l'époque, je suis passé, je devais être deuxième. Parce qu'il y en a, je crois que c'était Paul, le moins bavard de tous Paul les. Nasca, c'est Paul Nasca, ouais, clairement. C'est qui a fait toi, 6 heures. Toi, t'étais juste, je crois que c'était pas loin. Après, avec Anthony Adam aussi, je crois qu'on a un peu explosé les compteurs. Hein. Je crois que c'est Anthony Adam, toi et vous avez même battu Jack. Il faut le faire. Hein. Ouais. Jack, c'était le record. Il est où Jack ce soir? Il a zappé l'émission. on va pas prendre le risque de l'appeler parce que sinon ça va durer 2 heures. Mais j'aurais pu me retrouver sur le. C'est vrai que moi aussi j'ai oublié qui c'est qui a le record. Alors Steph me demandait qu'est-ce qu'on a gagné si on bat le record. Eh ben, un remix sur Nocturbulus par exemple. On va voir, on va faire un jeu, une collab avec Nocturbulus. Allez, du coup, reste avec nous, Antoine. Et toi, alors attends, juste vite fait, tant qu'on vous a tous les deux. Vous connaissez depuis longtemps alors, Antoine, avec Stéphane? Alors, on se connaît depuis 84. Enfin, on s'est vu la première fois en réel le 19 février 1994 pour une soirée que j'avais organisée justement avec Lorenix. Ouais. Ah, le fameux Lorenix dont on a parlé, ouais, tout à fait. Ouais, vous en avez parlé tout à l'heure. Et moi, j'avais booké Steph. Il est venu et c'était. Il aurait pu le dire d'ailleurs dans une de ses pires soirées, je pense, parce que je m'étais ramassé avec cette soirée. Ah. Et mais c'est un super souvenir parce que ça fait quoi? Ça fait 27 ans après, on est toujours potes, quoi. Donc au final, c'était une belle journée. Eh ben oui. C'est pour ça que la soirée, je ne pouvais pas dire qu'elle était pourrie. Ça y est, ça a été dit maintenant. En fait, le souvenir quand le public suivait pas, c'était ça. Hein, non, je rigole. Donc, écoutez, ouais, en tout cas, mais ça fait plaisir de vous avoir tous les deux en même temps. Là, Electric Rescue, Scanix. C'est vrai que ça sonne bien ensemble et je pense que vous allez continuer. Voilà, en plus ils collaborent ensemble. Je pense que vous allez. Je dois beaucoup de choses à Stéphane et il a toujours été un peu là dans mon parcours, mais je pense que je vous l'avais dit la dernière fois aussi. Ouais, bien sûr, c'est pour ça. Et voilà, j'ai toujours été un de ses premiers fans et il a toujours été source d'inspiration pour pas mal de choses dans mon parcours, voilà. Est-ce que toi aussi celui-là il te reste dans la tête? Est-ce que celui-là, quand tu commences à le mettre, quand tu le jouais, est-ce qu'il restait dans ta tête celui-là aussi? Parce que moi, je l'ai encore dans la tête depuis tout à l'heure. Ils sont non seulement restés dans ma tête, mais surtout restés dans mon bac. Et dans ton cœur. Dans ma petite discothèque, parce que j'ai revendu quasiment tous mes vinyles, mais pas tous. Et celui-là, ceux de Steph en font partie, quoi. Oh, c'est cool. Eh ben, écoutez, on va vous faire écouter, mais nous aussi des exclus à notre tour. Maintenant. Ouais, allez. Nos futures sorties. Là, on va reparler un peu. Allez, on va s'écouter. On va se faire un teaser vidéo. Tous les fans de l'émission connaissent par cœur maintenant. Alors Steph, on a fait le projet le Noctis 05 qu'on a parlé tout à l'heure là sur DJ.de. Un petit résumé de ce qu'il y a sur le maxi. 1999 quand même, hein, Olivia Bellous, pour rappel. Jeff Strike est sur le chat là, et on va en parler juste après. Marc Archer de Alternate, s'il vous plaît. Et c'est le tout que tu dois connaître quand même, Steph, je pense. Slipknot. Et Jean Bruce qui s'est remixé tout seul, comme un grand. Alors Jean Bruce et Jeff, c'est que sur la version digitale. Voilà. Donc ça reste encore en stock. Et après, s'il vous plaît, c'est le carton. Même, je sais que toi, Antoine, tu le joues. Et maintenant, on va voir le teaser du Cocaine. L'original remasterisé, c'est voilà, première fois qu'il a été remasterisé et même repressé en vinyle. Jean Bruce et moi.
millimétrique. Joué par The Hacker sur remix. Et la bombe que toi Antoine tu joues. Ouais. Unvel qu'on va recevoir dans cette émission en septembre. Ouais. 13 septembre. Non, 23 je crois. Je sais plus. Non, plutôt 7 septembre. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce maxi. Ça a été une super aventure et on se régale. On vend sur Bandcamp ça tous les jours on a une petite vente, ça fait toujours plaisir et surtout le remix de Nouvelle d'ailleurs. Donc merci de ce projet. Et tu vois Steph, nous on adore ça. On va continuer à prendre des licences de morceaux et on a une question maintenant pour toi qu'on pose à tous les artistes. S'il y a un morceau comme ça old school que tu devrais remixer, quel morceau t'aimerais remixer? Bonne question. C'est compliqué parce que en fait, t'as le droit d'en dire plusieurs, hein. Il n'y a pas non plus de. Non, mais en fait, est-ce que l'envie du remix, il est parce que j'adore le morceau ou est parce que je sens que je peux en faire quelque chose d'autre? C'est toi qui décides. J'ai envie de dire. Les mêmes morceaux dans les deux démarches en fait. Je dirais que ceux vraiment que j'adore, bah, j'ai pas forcément envie d'y toucher parce que c'est compliqué de démonter quelque chose qui a son histoire et qui c'est compliqué de remixer des gros classiques. Hein. Moi, je vais remixer le Stacker Humanoid, un gros carton Acid House anglaise. Je l'ai remixé pour les 10 ans. Et en fait, j'ai vraiment gardé la structure, j'ai gardé parce que pour moi tout fonctionnait. Par contre, je l'ai remis à jour au niveau du son. T'as fait un rework quoi? T'as fait un rework. Voilà, un rework, voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'était vraiment un honneur de pouvoir remixer le Stacker Humanoid. Ah putain, excusez-moi. Et s'il fallait faire un rework, ce serait lequel, à part celui-là? Ça serait lequel hein? Le Westland de Scanix. C'est dur d'en choisir un. Je dirais peut-être le Vapor Space. Ah, bon choix. Allez, Jean, tu notes. Quoi le Vapor Space. Le Gravitational Arch of 1-0. Vapor Space. Qu'on a écouté une fois, il a été celui-là, il a été par quelqu'un qu'on a reçu, il était dans son morceau coup de cœur. Mais je sais plus qui c'est. C'est pas Stefanovic? Je sais plus. Vapor Space, ouais. Ok. Allez, maintenant on va vous faire écouter des exclus nous aussi. Petites exclus à nous. Allez, alors des petites exclus. Donc prochaine sortie sur, alors c'est sur notre sous-label Techno City en digital. C'est un artiste biterrois qui a déjà une bonne base de fans, s'appelle Trackwasher et qui est quelqu'un déjà qui est très sympa et de très chouette. Et Trackwasher, donc ça va, l'EP va s'appeler Track Kit. Alors on va écouter quoi? Il y a 2 morceaux, enfin 3, il y a 2 versions d'un morceau. Allez, on va écouter Beach Fuck. Allez, c'est une exclue. Et vous nous direz ce que vous en pensez d'ailleurs, hein, Steph et Antoine. Allez, c'est parti. T'as des masters? Ah ouais, bien sûr. S'il vient bien partir. Je pense qu'il a planté le truc. Ah, super. Attends, je vais essayer de là. Attends. J'essaye. Il arrive à le jouer. Non, il n'arrive pas à le jouer. Alors, on va le jouer à manuel. On va le jouer en l'ouvrant directement dans Windows. Alors, il est là. On va prendre le bon master quand même. Alors, nous aussi, tu vois, pareil, ça a décidé de partir. Ça sort le 7 août. Et si vous voulez vous amuser à le chasamer, ça va marcher. Normalement, il va vous sortir la pochette. Donc sur le chat, là, si vous voulez une ODR, ça serait bien pour qu'on teste. Si vous chasamez, normalement, vous allez avoir la pochette. Donc le 7 août, c'est un biterrois. Trackwasher qui a déjà sorti 1 ou 2 albums, qui va en sortir un autre après chez vous. Tu entends bien? Vous entendez bien, Antoine et Steph? Je suis en train de te chasamer. Masterisé par André Dalcan. Bitch fuck.
le lecteur. Allez, on va pas vous les mettre en entier ce soir. Alors je sais pas comment ça sonne vous dans le retour de Messenger. Allez, je vais vous mettre donc après le second. Et après il y a un morceau qui s'appelle Track Kit. On va vous mettre, attendez, il y a deux versions, on va mettre l'original d'abord. Donc ça sort le 7 août. Et ça sera... et sur Bandcamp, on va le sortir peut-être... début de semaine, je pense qu'il sera disponible sur Bandcamp dans la semaine. Normalement, si j'ai le temps de le faire. Et je vous rappelle que si vous voulez nous supporter, achetez en priorité sur Bandcamp plutôt que sur les autres plateformes. C'est pas qu'on n'aime pas les autres plateformes, mais... Je vais le passer un peu en avance. Je retrouve ma fenêtre. Voilà. Alors j'ai zappé qu'il y avait le morceau Fuck et j'ai pas mis Parental Advisor sur... Je risque de me faire gronder par iTunes, mais c'est pas grave. Je rajouterai... Donc ça sort le 7 août et après il y a une autre version, c'est le même morceau mais un peu plus hard. Alors je vous le passe un peu, on va pas... Voilà. Alors il y en a qui vont préférer cette version. Voilà, alors je sais pas ce que t'en penses, Steph ou Antoine. Bon, après, c'est peut-être pas votre. Voilà, c'est difficile, faudrait que moi j'aime. Enfin, je te l'enverrai en bonne qualité. Ouais, tu vois. Le pack promo est sorti, du coup, je vais te l'envoyer. On vous les enverra, Stéphane aussi. Et Antoine, je te l'ai pas envoyé, Antoine, je crois, celui-là, Antoine. Hein. Si tu... Non, j'ai pas reçu celui-là encore. Ouais, mais je vais te l'envoyer. Et après, ça, c'est avec un immense plaisir. Jeff, j'espère que tu es encore sur le chat. Donc Jeff Strike, un artiste de Biterrois aussi, qui avait sorti un morceau sur une compile à l'époque, donc c'était à Paris, notre copain Bomber One, qui avait un label, comment c'était Number 9, c'est ça Number 9, qui avait un label, je sais pas si tu connais Antoine ou Steph, Number 9, un petit label de Paris. On avait sorti une compile qui s'appelait En français s'il vous plaît, par rapport à Discog, un groupe de discussion qu'on avait de passionnés sur Discog. Et Jeff avait sorti un morceau qui s'appelait Moody Boogie, mais qui était disponible que sur cette compile et très compliqué à trouver aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que ça va sortir sur notre label le 21 août. Alors là, c'est pas du tout le même style. Je vous le mets. Ça s'appelle Moody Boogie. Et là, on est plus dans un son. Allez, je vous laisse écouter. House, ouais. Là, on n'est pas techno là. Un morceau qui est assez ancien, mais. Ouais. C'est un morceau de 2007-2008 en fait. Ouais. Alors masterisé par contre cette année. Et ça sort le 21 août si je me trompe pas. Et je te l'enverrai, je vous l'enverrai à vous deux. Hein. On n'a pas encore fait le pack promo, mais on va le faire cette semaine. Quand Jean aura fait le promo sheet. Ouais, il n'a pas encore fait. Donc c'est un morceau qui a été fait en 2007-2008 et ça nous faisait un énorme plaisir de faire parce que Jeff Strike, voilà, c'est un peu pour lui rendre l'appareil, c'est quand même quelqu'un qui a toujours été là un peu pour nous et on voulait ressortir ce morceau. Voilà, et ça sera le 21 août. Voilà, c'était notre actu à nous, hein, donc voilà. Je cherche juste pour arrêter le morceau, c'est là. Allez, c'est bon. Bon, je crois qu'on arrive au bout de cette émission. Merci Stéphane de ta patience. Enfin, on arrive au bout de l'émission, peut-être que Stéphane a encore des choses à dire. Hein. Si t'as bien sûr, si t'as des... Même Antoine maintenant d'ailleurs, vu qu'Antoine a des choses à rajouter. Déjà Antoine, est-ce que t'as aimé l'émission? Oui, moi je vous ai écouté, pas depuis le tout début, parce que je suis tombé dessus. Je l'avais vu dans la journée, mais puis dans les jours avant, mais j'avais un petit peu oublié, parce que je reviens de vacances en fait, et j'étais sur la route toute la journée. Et tout à l'heure, juste après bouffer, j'ai revu l'émission, je me suis dit tiens, je vais aller écouter. Et donc ça fait quand même quelques heures que je suis là. Cool, mais c'est surtout l'émission de Stéphane, donc c'est à lui. Voilà, c'est à lui de parler. Donc, je vous laisse.
Non, ben, je pense que on a bien fait le tour. On a quand même fait une belle émission là. Ouais, on a bien Vraiment, détaillé. On est allé au fond du sujet, je pense. Et nous, on aime bien aller au fond des choses, donc ça tombe bien. Bon, le score, c'est quoi? C'est un peu plus de 5 heures quand même. Non, c'est 6 5h20. heures. C'est 6 heures. C'est C'est 6 heures. Je sais pas si tu te rends compte. Alors, il y en a qui. Alors, c'est pour ceux qui ne croient pas. Vous allez sur Nocturbulous et vous verrez qu'il y a des émissions de 5 C'est heures. pas mal, Stéphane. T'as fait presque 80. le score de Jack quand même. Hein. C'est pas mal. 4h20. On est à 4h14 en fait exactement. Parce que 4h20 c'est pas le vrai temps parce qu'il y a on va pas compter Oui, voilà. la mire que j'ai mis au début. Voilà que l'émission allait commencer, mais on est à 4h14 d'émission. Tu peux le compter en pleine de bière aussi. En tout cas, nous on s'est régalé. On était très content de t'avoir, Steph. Bah, merci à vous. Merci Et, de m'avoir. C'était un plaisir. Voilà, juste pour rappel, ces émissions, on va les remettre sur YouTube. Alors, je sais que vous nous demandez quand, mais pour l'instant, on n'a pas le temps de le faire. On le fera ça en Moi, de 2021. toute façon, je vais me former par Nicolas. Et va me par former, Nicolas, je vais m'occuper voilà. de Final Cut et je vais monter Donc, moi les. ces émissions sont enregistrées. Bon, sur YouTube, c'est en basse qualité et pour des questions de bande passante et autres. Par contre, c'est enregistré en qualité assez haute en local, en 1080, enfin en Full HD. Donc, elles seront remises en très bonne qualité sur YouTube avec du chapitrage. Voilà. Et on fera même normalement des petits comptes piles, c'est-à-dire des petits chapitres, des extraits d'émissions, des meilleurs moments des émissions. Bien évidemment, on va faire ça proprement. Ça va demander un énorme taf. Ne soyez pas pressés, mais en 2021, ça devrait arriver. On va refaire toutes Il y a les nos émissions. confinements qui arrivent. Vous allez pouvoir le faire. Ouais, il y a la deuxième vague, c'est ça que t'allais dire. Ah putain. Il y a la deuxième- Ça. Mais il n'y aura pas de Toi, deuxième tu vois que confinement. le bon mais- côté des choses en fait. Oui, c'est ça. Faut toujours voir le bon côté Ouais, des faut toujours choses. voir de côté les choses. Ah, il y a Sébastien qui dit moi, ce que je peux dire, c'est que Stéphane n'a jamais vieilli. C'est vrai, t'as la même tête depuis 30 ans. C'est vrai, quand on y T'as la pense, même tu- tête depuis 30 ans, Tu Stéphane. fais hein, partie c'est fou. des gens qui vieillissent pas, ouais, c'est fou. Hein. C'est comme Sébastien qu'on reçoit. Voilà. Donc, en tout cas, Merci, voilà. c'était très cool. Donc, si tu as autre chose à dire, Steph, T'as ou un peut-être, remerciement, quelqu'un à une remercier, dédicace le mot de la peut-être, fin, je sais pas, si tu as un truc à. Non, mais voilà, j'espère simplement que notre scène va repartir bientôt et que voilà. Que le Ça manque à Covid tout le aura- monde. Hein. Voilà, on n'aura pas fait trop de mal parce que c'est voilà, c'est dur pour notre monde ce qui se passe aujourd'hui quoi. Voilà. Alors, nous, on croise les doigts. On est chanceux. On a 2 événements qui sont maintenus, dont Ouais, celui-là. on je n'a vous pas mets parlé, l'affiche. mais on a nos 2 festivals du mois Euh, d'août qui vont se. Le Moonway Festival, c'est quoi? C'est à Saint-Pierre-la-Mer. Donc à Saint-Pierre-la-Mer, c'est à côté de Narbonne. Hein. C'est entre Béziers et Narbonne. Donc c'est organisé en partenariat avec la mairie de Fleury-d'Aude, hein, de Saint-Pierre-la-Mer. On reçoit Silicon Soul. Hein, je pense que tout le monde se rappelle de célèbre duo écossais hein, avec leur morceau. Je sais plus, d'ailleurs, je me rappelle même plus le nom. C'était Oui, c'est à pas chaque fois que je le mets, c'est Rayton. Voilà, Rayton. Voilà, donc on reçoit Greg Morrison de Silicon Soul. Il y aura aussi votre hôte Jean Bruce et Jérôme, en espérant que d'ici une semaine, il ne se passera pas des choses, des restrictions encore supplémentaires. Pour ceux qui ont posé la question, la place est énorme. Donc oui, l'espace et la distanciation sociale pourra largement être respectée. Il est conseillé de venir avec un masque, même si c'est pour l'instant pas obligatoire. On vous conseille nous de venir avec un masque, même si c'est en plein air au bord de la mer. C'est toujours mieux, mais normalement cet événement va avoir lieu et on remercie pour l'instant, je sais pas qui, mais qui fait qu'on peut faire cet événement. J'ai pas le visuel sur moi de l'autre, à la limite on va aller le chercher sur Facebook vite Cabane de fait. Fleury aussi. Cabane de Fleury, c'est Pour la à peu première près fois. au même endroit, c'est avec la même mairie et on remercie énormément à la mairie de Fleury-d'Aude de nous faire confiance sur cet événement et surtout de nous permettre de pouvoir les continuer. Les cabanes électroniques, allez, on va mettre mon écran Facebook là. Il y a Nicolas Cuer qui dit à Stéphane on se voit le 4 et 5 septembre pour le Positif Festival au Théâtre Antique d'Orange. Donc, petite promo pour ce festival-là de notre pote Nicolas. Ouais, attendez, je vous mets juste avant le visuel des cabanes électroniques, je vous mets l'écran. Il a mis le lien, vous avez le lien de l'event de Nicolas. On va le mettre après. Dans le Facebook, mais on Voilà. va le mettre en gros. Alors ça c'est le 17 août, c'est pareil, c'est un lieu super, les cabanes, ça s'appelle les cabanes électroniques. Bon là je serai là normalement, voilà, avec Peter Black qui est un artiste biterrois qu'on a sorti il y a pas longtemps. Jean Bruce, Terry Rowan, voilà. C'est 2 événements, si tout va bien, c'est des rares événements qu'il y aura dans la région de Béziers et on est très content et on espère pouvoir que ça sera pas annulé ou autre. Normalement pour l'instant tout est ouvert, voilà. Par contre, on a une grande pensée pour tous ceux qui malheureusement ont eu leur événement soit décalé, qui galèrent, et ceux qui par contre ont eu leurs événements annulés.
On espère de tout cœur pour Christophe que, par exemple, la famille Pique-Nique. On espère aussi pour toi, Nicolas QR, que la Positive Festival, que vous avez cartonné au maximum que vous pourrez faire. Donc la Positive Festival, tu as mis, Nico. Mais lui, il a mis le lien là. Ouais, parfait, Nico, tu as mis le lien, c'est parfait. Donc du coup, après, est-ce que je peux le rechercher sur Facebook vite fait? Il y aura qui à ce festival? Donc il y a Stéphane. Il y aura qui d'autre? Attends, Vas-y, ouais, je vais le rechercher vite fait. Si je retrouve ma page Facebook. Ah, Ouais, ça voilà. y est. Vinny Vici, Nilix, Highlight Tribe en live, Logic Brothers en warm-up, Stéphane Bodzin en live, Mutt live, Ento live, Nicolas QR, warm-up, Johan Lanzac. Positive. J'essaie de rechercher. Positive Festival le 4 septembre, ça y est, je l'ai. Allez. Merci à Nico d'avoir Nicolas QR de nous avoir suivis aussi. Hein. Ça fait toujours plaisir quand les copains nous suivent. Voilà, donc ça y est, je vous ai mis. Donc ça aussi, on espère de tout cœur que ça va avoir lieu. Hein. Donc et normalement, il n'y a pas de raison, mais bon, continuez les gestes barrières, s'il vous plaît. Faites en sorte que c'est lieu. Voilà. Voilà pour l'actualité. Donc Steph, si tu as dit ton dernier mot, bah, écoute, on va se garder juste 30 secondes en antenne. 30 secondes et tu vas aller au lit tranquillou. Voilà. En tout cas, il fait meilleur là dans le studio. Là. Ça y est, la chaleur est partie, tant mieux. Et merci Antoine d'être venu intervenir. J'ai quand même un petit truc qu'on avait gardé pour toi, c'était une photo. Voilà, quand même. Bon, on n'a pas mis beaucoup de photos, je la mets quand même. Je sais pas si tu vois la photo, Steph. Ouais, je la vois, c'est... Quand tu étais jeune. C'est au Florida 135, là on est en 95. Ouais. Voilà, à l'époque où... Et on allait porter la bonne parole. Et ouais, et vous l'avez bien porté, on vous en remercie. Tu vas continuer à la porter, à la prêcher, on espère de tout cœur. Ouais, la belle équipe. En tout cas, merci à toi Antoine de nous avoir rejoints. Merci à tout le monde sur le live, vous êtes encore là. Ouais, merci Antoine. Tous ceux qui sont sur le live, hein, vous êtes nombreux quand même à suivre. Hein, merci beaucoup, ça fait toujours chaud au cœur. Donc les émissions maintenant auront lieu soit le dimanche ou le vendredi. Donc voilà, on a fait le dimanche 21h. Donc du coup, écoutez, déjà, merci à tous. Cette émission sera disponible en replay de suite, bien évidemment. Steph, on va se garder à antenne. Merci à tous. Allez, on va se finir avec un petit jingle vidéo, lequel on n'a pas mis. On va se mettre le dernier qu'on a fait. Merci à tous. Bisous à tous. Et à la prochaine. Bonne soirée. Radio Punch. Radio Punch.